autumn had come. The Duroys had passed the whole of the summer in Paris, carrying on a vigorous campaign in the Vie Française during the short vacation of the deputies. L'automne était venu. Les Duroy avaient passé tout l'été à Paris, menant une campagne vigoureuse dans la vie française pendant les courtes vacances des députés. Although it was only the beginning of October, the chambers were about to resume their sittings, for matters, as regarded Morocco, were becoming threatening. Bien que ce ne fût que le début d'octobre, les chambres allaient reprendre leurs séances, car les affaires concernant le Maroc devenaient menaçantes. No one at the bottom believed in an expedition against Tangiers, although on the day of the prorogation of the chamber, a deputy of right, Count de Lambert-Sarrazin, in a witty speech, applauded even by the center, had offered to stake his mustache, after the example of a celebrated viceroy of the Indies, against the whiskers of the president of the council. Personne au fond ne croyait à une expédition contre Tanger, bien que le jour de la prorogation de la Chambre, un député de la droite, le comte de Lambert-Sarrazin, dans un discours spirituel, applaudi même par le centre, eût offert de jouer sa moustache à l'exemple d'un célèbre vice-roi des Indes contre les favoris du président du Conseil. That the new cabinet could not help imitating the old one, and sending an army to Tangiers as a pendant to that of Tunis, out of love of symmetry, as one puts two vases on a fireplace. Que le nouveau cabinet ne pourrait s'empêcher d'imiter l'ancien et d'envoyer une armée à Tanger, comme pendant à celle de Tunis, par amour de la symétrie, comme on met deux vases sur une cheminée. He had added, Africa is indeed a fireplace for France, gentlemen, a fireplace which consumes our best wood, a fireplace with a strong draught, which is lit with banknotes. Il avait ajouté, l'Afrique est en effet, messieurs, une cheminée pour la France, une cheminée qui consume nos plus beaux bois, une cheminée à fort tirage, qu'on allume avec des billets de banque. You have had the artistic fancy of ornamenting the left-hand corner with a Tunisian knick-knack, which had cost you dear. You will see that Monsieur Marat will want to imitate his predecessor, and ornament the right-hand corner with one from Morocco. Vous avez eu la fantaisie artistique d'orner le coin de gauche avec un bibelot tunisien qui vous a coûté cher. Vous verrez que M. Marot voudra imiter son prédécesseur et orner le coin de droite avec un du Maroc. This speech, which became famous, served as a peg for Duroy for a half a score of articles upon the Algerian colony. Indeed, for the entire series broken short off after his debut on the paper. Ce discours, qui devint célèbre, servit de prétexte à Duroy pour une dizaine d'articles sur la colonie algérienne, en effet, pour toute la série interrompue après ses débuts dans le journal. He had energetically supported the notion of a military expedition, although convinced that it would not take place. He had struck the chord of patriotism, and bombarded Spain with the entire arsenal of contemptuous arguments which we make use of against nations whose interests are contrary to our own. Il avait énergiquement soutenu l'idée d'une expédition militaire, bien que convaincu qu'elle n'aurait pas lieu. Il avait touché la corde du patriotisme et bombardé l'Espagne de tout l'arsenal d'arguments méprisants que nous employons contre les nations dont les intérêts sont contraires aux nôtres. The Vie Française had gained considerable importance through its own connection with the party in office. It published political intelligence in advance of the most important papers, and hinted discreetly the intentions of its friends the ministry. La Vie Française avait gagné une importance considérable par sa propre liaison avec le parti au pouvoir. Elle publiait des informations politiques avant les journaux les plus importants et suggérait discrètement les intentions de ses amis du ministère, so that all the papers of Paris and the provinces took their news from it. It was quoted and feared, and people began to respect it, si bien que tous les journaux de Paris et de province puisaient leurs nouvelles chez elle. On la citait et on la craignait, et les gens commençaient à la respecter. It was no longer the suspicious organ of a knot of political jugglers, but the acknowledged one of the cabinet. Le Roche Mathieu was the soul of the paper, and Du Roy his mouthpiece. Ce n'était plus l'organe suspect d'un groupe de jongleurs politiques, mais celui reconnu du cabinet. La Roche Mathieu était l'âme du journal et Du Roy son porte-parole. Daddy Walter, a silent member and a crafty manager, knowing when to keep in the background, was busying himself on the quiet, it is said, with an extensive transaction with some copper mines in Morocco. Papa Walter, membre silencieux et directeur astucieux, sachant qu'en rester dans l'ombre,
s'occupait en secret, dit-on, d'une vaste transaction avec des mines de cuivre au Maroc. Madeline's drawing room had been an influential center, in which several members of the cabinet met every week. The president of the council had even dined twice at her house. Le salon de Madeleine était devenu un centre influent où plusieurs membres du cabinet se réunissaient chaque semaine. Le président du conseil avait même dîné 2 fois chez elle. And the wives of the statesmen who had formerly hesitated to cross her threshold now boasted of being her friends, and paid her more visits than were returned by her. Et les épouses des hommes d'État qui hésitaient autrefois à franchir son seuil se vantaient maintenant d'être ses amies, et lui rendaient plus de visites qu'elle ne leur en rendait. The Minister for Foreign Affairs reigned almost as a master in the household. He called at all hours, bringing dispatches, news, items of information, which he dictated either to the husband or the wife, as if they had been his secretaries. Le ministre des Affaires étrangères régnait presque en maître dans la maison. Il venait à toute heure, apportant des dépêches, des nouvelles, des informations, qu'il dictait soit au mari soit à la femme, comme s'ils avaient été ses secrétaires. When Du Roy, after the minister's departure, found himself alone with Madeleine, he would break out in a menacing tone with bitter insinuations against the goings-on of this commonplace parvenu. Quand Du Roy, après le départ du ministre, se trouvait seul avec Madeleine, il éclatait d'un ton menaçant avec des insinuations amères contre les agissements de ce parvenu vulgaire. But she would shrug her shoulders contemptuously, repeating, "Do as much as he has done yourself. Become a minister, and you can have your own way. Till then, hold your tongue." Mais elle haussait les épaules avec mépris, répétant, "Faites-en autant que lui. Devenez ministre, et vous pourrez agir à votre guise. En attendant, taisez-vous." He twirled his mustache, looking at her askance. "People do not know of what I am capable," he said. "They will learn it, perhaps, some day." She replied philosophically, "Who lives long enough will see it." Il tordit sa moustache, la regardant de travers. "On ne sait pas de quoi je suis capable," dit-il, "on l'apprendra peut-être un jour." Elle répondit, philosophiquement, "Qui vivra verra." The morning on which the Chambers reassembled the young wife, still in bed, was giving 1,000 recommendations to her husband, who was dressing himself in order to lunch with M. Laroche-Mathieu. Le matin où les chambres se réunirent de nouveau, la jeune épouse, encore au lit, donnait 1000 recommandations à son mari, qui s'habillait pour aller déjeuner avec M. Laroche-Mathieu, and receive his instructions prior to the sitting for the next day's political leader in the Vie Française, this leader being meant to be a kind of semi-official declaration of the real objects of the cabinet. Et recevoir ses instructions avant la séance pour l'éditorial politique du lendemain dans la Vie Française, cet éditorial devant être une sorte de déclaration semi-officielle des véritables objectifs du cabinet. Madeleine was saying, "Above all, do not forget to ask him whether General Bellecourt is to be sent to Oran, as has been reported. That would mean a great deal." Madeleine disait, "Surtout, n'oubliez pas de lui demander si le général Belloncle doit être envoyé à Oran, comme on l'a rapporté. Cela signifierait beaucoup." George replied irritably, "But I know just as well as you what I have to do. Spare me your preaching." She answered quietly, "My dear, you always forget half the commissions I entrust you with for the minister." Georges répondit avec irritation, "Mais je sais aussi bien que vous ce que j'ai à faire. Épargnez-moi vos sermons." Elle répondit tranquillement, "Mon cher, vous oubliez toujours la moitié des commissions que je vous confie pour le ministre." He growled, "He worries me to death, that minister of yours. He is a nincompoop." She remarked quietly, "He is no more my minister than he is yours. He is more useful to you than to me." Il grommela, "Il m'ennuie à mourir, votre ministre. C'est un imbécile." Elle observa tranquillement, "Il n'est pas plus mon ministre qu'il n'est le vôtre. Il vous est plus utile qu'à moi." He turned half round towards her, saying sneeringly, "I beg your pardon, but he does not pay court to me." She observed slowly, "Nor to me either, but he is making our fortune." Il se tourna à demi vers elle, disant d'un ton sarcastique, "Je vous demande pardon, mais il ne me fait pas la cour." Elle observa lentement, "Ni à moi non plus, mais il fait notre fortune." He was silent for a few moments, and then resumed, "If I had to make a choice among your admirers, I should still prefer that old fossil de Vaudrec."
What has become of him? I have not seen him for a week. Il se tut quelques instants, puis reprit. Si je devais choisir parmi vos admirateurs, je préférerais encore ce vieux fossile de Vaudrec. Qu'est-il devenu? Je ne l'ai pas vu depuis une semaine. He is unwell, replied she, unmoved. He wrote to me that he was even obliged to keep his bed from an attack of gout. You ought to call and ask how he is. You know he likes you very well, and it would please him. Il est souffrant, répondit-elle, impassible. Il m'a écrit qu'il était même obligé de garder le lit à cause d'une crise de goutte. Vous devriez aller prendre de ses nouvelles. Vous savez qu'il vous aime beaucoup, et cela lui ferait plaisir. George said, Yes, certainly, I will go sometime today. He had finished his toilet, and, hat on head, glanced at himself in the glass to see if he had neglected anything. Georges dit, Oui, certainement, j'irai dans la journée. Il avait fini sa toilette, et, le chapeau sur la tête, se regarda dans la glace pour voir s'il avait négligé quelque chose. Finding nothing, he came up to the bed and kissed his wife on the forehead, saying, Goodbye, dear, I shall not be in before 7 o'clock at the earliest. And he went out. Ne trouvant rien, il s'approcha du lit et embrassa sa femme sur le front, disant, Au revoir, chérie, je ne rentrerai pas avant 7 heures au plus tôt. Et il sortit. Monsieur Laroche-Mathieu was awaiting him, for he was lunching at 10 o'clock that morning, the council having to meet at noon, before the opening of Parliament. Monsieur Laroche-Mathieu l'attendait, car il déjeunait à 10 heures ce matin-là, le conseil devant se réunir à midi, avant l'ouverture du Parlement. As soon as they were seated at table alone with the minister's private secretary, for Madame Laroche-Mathieu had been unwilling to change her own meal times, Du Roy spoke of his article, sketched out the line he proposed to take. Dès qu'ils furent assis à table seuls avec le secrétaire particulier du ministre, car Madame Laroche-Mathieu avait refusé de changer ses heures de repas, Du Roy parla de son article, esquissa la ligne qu'il se proposait de suivre. Consulting notes scribbled on visiting cards, and when he had finished, said, Is there anything you think should be modified, my dear minister? Consultant des notes griffonnées sur des cartes de visite, et quand il eut fini, dit, Y a-t-il quelque chose que vous pensez devoir modifier, mon cher ministre? Very little, my dear fellow. You are perhaps a trifle too strongly affirmative as regards the Morocco business. Speak of the expedition as if it were going to take place, but at the same time, letting it be understood that it will not take place. Très peu de choses, mon cher ami. Vous êtes peut-être un peu trop affirmatif concernant l'affaire du Maroc. Parlez de l'expédition comme si elle allait avoir lieu, mais, en même temps, laissant entendre qu'elle n'aura pas lieu. And that you do not believe in it in the least in the world. Write in such a way that the public can easily read, between the lines, that we are not going to poke our noses into that adventure. Et que vous n'y croyez pas le moins du monde. Écrivez de telle façon que le public puisse facilement lire entre les lignes que nous n'allons pas fourrer notre nez dans cette aventure. Quite so. I understand, and I will make myself thoroughly understood. My wife commissioned me to ask you, on this point, whether General Bellencol will be sent to Oran. After what you have said, I conclude he will not. Tout à fait. Je comprends, et je me ferai parfaitement comprendre. Ma femme m'a chargé de vous demander, à ce sujet, si le général Belloncle sera envoyé à Oran. Après ce que vous avez dit, je conclus qu'il ne le sera pas. The statesman answered, No. Then they spoke of the coming session. Laroche-Mathieu began to spout, rehearsing the phrases that he was about to pour forth on his colleagues a few hours later. L'homme d'État répondit, Non. Puis ils parlèrent de la session à venir. Laroche-Mathieu commença à déclamer, répétant les phrases qu'il allait déverser sur ses collègues quelques heures plus tard. He waved his right hand, raising now his knife, now his fork, now a bit of bread, and without looking at anyone, addressing himself to the invisible assembly, he poured out his dulcet eloquence, the eloquence of a good-looking, dandified fellow. Il agitait sa main droite, levant tantôt son couteau, tantôt sa fourchette, tantôt un morceau de pain, et sans regarder personne, s'adressant à l'assemblée invisible, il déversait son éloquence mielleuse, l'éloquence d'un beau garçon élégant. A tiny, twisted mustache curled up at its two ends above his lip like scorpions' tails, and his hair, anointed with brilliantine and parted in the middle, was puffed out like his temples, after the fashion of a provincial lady-killer.
Une petite moustache tordue se recourbait à ses deux extrémités au-dessus de sa lèvre comme des queues de scorpion, et ses cheveux, oints de brillantine et séparés au milieu, bouffaient sur ses tempes, à la mode d'un séducteur de province. He was a little too stout, puffy, though still young, and his stomach stretched his waistcoat. The private secretary ate and drank quietly, no doubt accustomed to these floods of loquacity. Il était un peu trop gros, bouffi, bien qu'encore jeune, et son ventre tendait son gilet. Le secrétaire particulier mangeait et buvait tranquillement, sans doute habitué à ces flots de loquacité. But Du Roy, whom jealousy of achieved success cut to the quick, thought, "Go on, you proser. What idiots these political jokers are." Mais Du Roy, que la jalousie du succès accompli blessait au vif, pensait, "Continue donc, bavard. Quels idiots sont ces farceurs politiques." And comparing his own worth to the frothy importance of the minister, he said to himself, "By Jove, if I had only a clear 100,000 francs to offer myself as a candidate at home, near Rouen." Et comparant sa propre valeur à l'importance écumeuse du ministre, il se dit, "Parbleu, si j'avais seulement 100,000 francs nets pour me présenter comme candidat chez moi, près de Rouen, and dish my sunning dullards of Normandy folk in their own sauce, what a statesman I should make beside these short-sighted rascals. Et battre mes bonnets de Normands dans leur propre sauce, quel homme d'État je ferais à côté de ces coquins myopes." Monsieur Laroche-Mathieu went on spouting until coffee was served. Then, seeing that he was behindhand, he rang for his brougham, and holding out his hand to the journalist, said, "You quite understand, my dear fellow." Monsieur Laroche-Mathieu continua à déclamer jusqu'à ce qu'on servit le café. Puis, voyant qu'il était en retard, il sonna pour demander son coupé, et tendant la main au journaliste, dit, "Vous comprenez bien, mon cher ami?" "Perfectly, my dear minister. You may rely upon me." And Du Roy strolled leisurely to the office to begin his article, for he had nothing to do till 4 o'clock. "Parfaitement, mon cher ministre, vous pouvez compter sur moi." Et Du Roy se dirigea tranquillement vers le bureau pour commencer son article, car il n'avait rien à faire jusqu'à 4 heures. At 4 o'clock he was to meet, at the Rue de Constantinople, Madame de Morel, whom he met there regularly twice a week, on Mondays and Fridays. À 4 heures, il devait retrouver, rue de Constantinople, Madame de Marelle, qu'il y rencontrait régulièrement 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. But on reaching the office, a telegram was handed to him. It was from Madame Walter, and ran as follows, "I must see you today. Most important. Expect me at 2 o'clock, Rue de Constantinople. Can render you a great service. Till death, Virginie." Mais en arrivant au bureau, on lui remit un télégramme. Il venait de Madame Walter et disait ceci, "Il faut que je vous voie aujourd'hui. Très important. Attendez-moi à 2 heures, rue de Constantinople. Puis vous rendre grand service. À la mort. Virginie." He began to swear, "Hang it all, what an infernal bore." And seized with a fit of ill temper, he went out again, at once too irritated to work. Il se mit à jurer, "Diable, quel ennui infernal!" Et saisi d'un accès de mauvaise humeur, il ressortit aussitôt, trop irrité pour travailler. For 6 weeks he had been trying to break off with her, without being able to wear out her eager attachment. She had had, after her fall, a frightful fit of remorse. Depuis 6 semaines, il essayait de rompre avec elle, sans pouvoir ruser son attachement passionné. Elle avait eu, après sa chute, un affreux accès de remords. And in 3 successive rendezvous had overwhelmed her lover with reproaches and maledictions. Bored by these scenes and already tired of this mature and melodramatic conquest, he had simply kept away, hoping to put an end to the adventure in that way. Et en 3 rendez-vous successifs avait accablé son amant de reproches et de malédictions. Ennuyé par ces scènes et déjà fatigué de cette conquête mûre et mélodramatique, il s'était simplement tenu à l'écart, espérant mettre fin à l'aventure de cette façon. But then she had distractedly clutched onto him, throwing herself into this amour as a man throws himself into a river, with a stone about his neck. Mais alors elle s'était accrochée à lui avec égarement, se jetant dans cet amour comme un homme se jette dans une rivière avec une pierre au cou. He had allowed himself to be recaptured out of weakness and consideration for her, and she had enwrapped him in an unbridled and fatiguing passion, persecuting him with her affection.
Il s'était laissé reprendre par faiblesse et par égard pour elle, et elle l'avait enveloppé dans une passion effrénée et fatigante, le persécutant de son affection. She insisted on seeing him every day, summoning him at all hours to a hasty meeting at a street corner, at a shop, or in a public garden. Elle exigeait de le voir chaque jour, le convoquant à toute heure pour un rendez-vous hâtif au coin d'une rue, dans un magasin ou dans un jardin public. She would then repeat to him in a few words, always the same, that she worshipped and idolized him, and leave him, vowing that she felt so happy to have seen him. Elle lui répétait alors en quelques mots, toujours les mêmes, qu'elle l'adorait et l'idolâtrait, et le quittait, jurant qu'elle se sentait si heureuse de l'avoir vu. She showed herself quite another creature than he had fancied her, striving to charm him with puerile glances, a childishness in love affairs ridiculous at her age. Elle se montrait toute autre créature qu'il ne l'avait imaginée, s'efforçant de le charmer par des regards puérils, un enfantillage dans les affaires d'amour ridicules à son âge. Having remained up till then strictly honest, virgin in heart, inaccessible to all sentiment, ignorant of sensuality, a strange outburst of youthful tenderness, of ardent, naive, and tardy love had taken place in this staid woman. Ayant été jusqu'alors strictement honnête, vierge de cœur, inaccessible à tout sentiment, ignorante de la sensualité, un étrange élan de tendresse juvénile, d'amour ardent, naïf et tardif avait eu lieu chez cette femme posée. Made up of unlooked-for outbursts, exclamations of a girl of 16, graces grown old, without ever having been young. She wrote him 10 letters a day, maddeningly foolish letters, couched in a style at once poetic and ridiculous, full of the pet names of birds and beasts. Fait d'élans inattendus, d'exclamations de jeunes filles de 16 ans, de grâces vieillies sans avoir jamais été jeunes. Elle lui écrivait 10 lettres par jour, des lettres follement stupides, rédigées dans un style à la fois poétique et ridicule, pleines de petits noms d'oiseaux et de bêtes. As soon as they found themselves alone together, she would kiss him with the awkward prettiness of a great tomboy, pouting of the lips that were grotesque, and bounds that made her two full bosom shake beneath her bodice. Dès qu'ils se trouvaient seuls ensemble, elle l'embrassait avec la joliesse maladroite d'un grand garçon manqué, des mous de lèvres grotesques, et des bonds qui faisaient trembler sa poitrine trop pleine sous son corsage. He was above all sickened with hearing her say, "My pet, my doggie, my jewel, my birdie, my treasure, my own, my precious," and to see her offer herself to him every time with a little comedy of infantile modesty. Il était surtout esséuré de l'entendre dire « Mon chéri, mon toutou, mon bijou, mon petit oiseau, mon trésor, mon chou, mon précieux », et de la voir s'offrir à lui chaque fois avec une petite comédie de pudeur infantile. Little movements of alarm that she thought pretty, and the tricks of a depraved schoolgirl. She would ask, "Whose mouth is this?" and when he did not reply mine, would persist till she made him grow pale with nervous irritability. De petits mouvements d'alarme qu'elle croyait jolis, et les tours d'une écolière dépravée. Elle demandait « À qui est cette bouche ?» et quand il ne répondait pas à toi, elle insistait jusqu'à le faire pâlir d'irritabilité nerveuse. She ought to have felt, it seemed to him, that in love extreme tact, skill, prudence, and exactness are requisite, that having given herself to him, she, a woman of mature years, the mother of a family, and holding a position in society. Elle aurait dû sentir, lui semblait-il, qu'en amour un tact extrême, de l'habileté, de la prudence et de la justesse sont requis, qu'en s'étant donnée à lui, elle, femme d'âge mûr, mère de famille, et tenant une position dans la société, should yield herself gravely, with a kind of restrained eagerness, with tears, perhaps, but with those of Dido, not of Juliet. She kept incessantly repeating to him, "How I love you, my little pet. Do you love me as well, baby?" Devait se livrer gravement, avec une sorte d'empressement retenu, avec des larmes, peut-être, mais avec celle de Didon, non de Juliette. Elle lui répétait sans cesse, « Comme je t'aime, mon petit chéri. M'aimes-tu aussi, bébé?" He could no longer bear to be called my little pet, or baby, without an inclination to call her old girl. She would say to him, "What madness of me to yield to you! But I do not regret it. It is so sweet to love." Il ne pouvait plus supporter d'être appelé mon petit chéri ou bébé sans avoir envie de l'appeler ma vieille. Elle lui disait, « Quelle folie de m'être donné à vous! Mais je ne le regrette pas. Il est si doux d'aimer." All this seemed to George irritating from her mouth.
She murmured, "It is so sweet to love, like the village maiden at a theater." Tout cela semblait irritant à Georges dans sa bouche. Elle murmurait, "Il est si doux d'aimer, comme la villageoise au théâtre." Then she exasperated him by the clumsiness of her caresses. Having become all at once sensual beneath the kisses of this young fellow who had so warmed her blood, she showed an unskilled ardor and a serious application that made Du Roy laugh and think of old men trying to learn to read. Puis elle l'exaspérait par la maladresse de ses caresses. Devenue tout à coup sensuelle sous les baisers de ce jeune homme qui avait si bien échauffé son sang, elle montrait une ardeur inexperte et une application sérieuse qui faisait rire du roi et lui faisait penser aux vieillards qui apprennent à lire. When she would have gripped him in her embrace, ardently gazing at him with a deep and terrible glance of certain aging women, splendid in their last loves, when she should have bitten him with silent and quivering mouth, crushing him beneath her warmth and weight. Quand elle aurait dû l'étreindre dans ses bras, le regardant ardemment avec le regard profond et terrible de certaines femmes vieillissantes, magnifiques dans leurs derniers amours, quand elle aurait dû le mordre de sa bouche silencieuse et frémissante, l'écrasant sous sa chaleur et son poids. She would wriggle about like a girl, and lisp with the idea of being pleasant. "Me love, oh you, so ducky me love, oh you so. Have nice lovey-lovey with little wifey." Elle se tortillait comme une fillette et zézayait avec l'idée d'être agréable. "Moi t'aimais-tant, mon canard, moi t'aimais-tant. Faire dodo avec petite femme." He then would be seized with a wild desire to take his hat and rush out, slamming the door behind him. They had frequently met at the outset at the Rue de Constantinople. Il était alors saisi d'une envie folle de prendre son chapeau et de fuir en claquant la porte derrière lui. Ils s'étaient fréquemment rencontrés au début rue de Constantinople. But Du Roy, who dreaded a meeting there with Madame de Morel, now found 1,000 pretexts for refusing such appointments. He had then to call on her almost every day at her home, now to lunch, now to dinner. Médiois, qui redoutait une rencontre là-bas avec Madame de Marelle, trouvait maintenant 1000 prétextes pour refuser de tels rendez-vous. Il devait alors lui rendre visite presque chaque jour chez elle, tantôt pour déjeuner, tantôt pour dîner. She squeezed his hand under the table, held out her mouth to him, behind the doors. But he, for his part, took pleasure above all in playing with Susan, who amused him with her whimsicalities. Elle lui serrait la main sous la table, lui tendait sa bouche derrière les portes. Mais lui, de son côté, prenait plaisir surtout à jouer avec Suzanne, qui l'amusait par ses fantaisies. In her doll-like frame was lodged an active, arch, sly, and startling wit, always ready to show itself off. She joked at everything and everybody with biting readiness. George stimulated her imagination, excited it to irony, and they understood one another marvelously. Dans son corps de poupée était logé un esprit vif, malicieux, rusé et saisissant, toujours prêt à se montrer. Elle plaisantait sur tout et sur tous avec une promptitude mordante. Georges stimulait son imagination, l'excitait à l'ironie et il s'entendait à merveille. She kept appealing to him every moment. "I say, pretty boy. Come here, pretty boy." He would at once leave the mother and go to the daughter, who would whisper some bit of spitefulness, at which they would laugh heartily. Elle l'appelait à tout moment. "Dis donc, belle amie. Viens ici, belle amie." Il quittait aussitôt la mère et allait vers la fille, qui lui chuchotait quelque méchanceté, dont il riait de bon cœur. However, disgusted with the mother's love, he began to feel an insurmountable repugnance for her. He could no longer see, hear, or think of her without anger. Cependant, dégoûté de l'amour de la mère, il commença à ressentir une répugnance insurmontable pour elle. Il ne pouvait plus la voir, l'entendre ou penser à elle sans colère. He ceased, therefore, to visit her, to answer her letters, or to yield to her appeals. She understood at length that he no longer loved her, and suffered terribly. Il cessa donc de lui rendre visite, de répondre à ses lettres ou de céder à ses appels. Elle comprit enfin qu'il ne l'aimait plus, et souffrit terriblement. But she grew insatiable, kept watch on him, followed him, waited for him in a cab with the blinds drawn down, at the door of the office, at the door of his dwelling, in the streets through which she hoped he might pass. Mais elle devint insatiable, le guetta, le suivit, l'attendit dans un fiacre au store baissé,
à la porte du bureau, à la porte de son logis, dans les rues par lesquelles elle espérait qu'il passerait. He longed to ill-treat her, swear at her, strike her, say to her plainly, I have had enough of it. You worry my life out. But he observed some circumspection on account of the vie française. Il avait envie de la maltraiter, de l'injurier, de la frapper, de lui dire carrément, j'en ai assez, vous m'empoisonnez l'existence. Mais il observait quelque circonspection à cause de la vie française. And strove by dint of coolness, harshness, tempered by attention, and even rude words at times, to make her understand that there must be an end to it. Et s'efforçait à force de froideur, de dureté, tempéré d'égards et même de mots grossiers parfois, de lui faire comprendre qu'il fallait en finir. She strove, above all, to devise schemes to allure him to a meeting in the Rue de Constantinople, and he was in a perpetual state of alarm lest the two women should find themselves some day face to face at the door. Elle s'efforçait, surtout, d'imaginer des stratagèmes pour l'attirer à un rendez-vous rue de Constantinople, et il était dans un état d'alarme perpétuel de peur que les deux femmes ne se trouvent un jour face à la porte. His affection for Madame de Morel had, on the contrary, augmented during the summer. He called her his young rascal, and she certainly charmed him. Their two natures had kindred links. Son affection pour Madame de Marelle avait, au contraire, augmenté pendant l'été. Il l'appelait sa petite coquine et elle le charmait certainement. Leurs deux natures avaient des liens de parenté. They were both members of the adventurous race of vagabonds, those vagabonds in society who so strongly resemble, without being aware of it, the vagabonds of the highways. Ils étaient tous deux membres de la race aventureuse des vagabonds, ces vagabonds de la société qui ressemblent si fort, sans s'en douter, aux vagabonds des grandes routes. They had a summer of delightful love-making, a summer of students on the spree, bolting off to lunch or dine at Argenteuil, Bougival, Maisons, or Poissy, and passing hours in a boat gathering flowers from the bank. Ils avaient eu un été d'amour délicieux, un été d'étudiants en goguette, filant déjeuner ou dîner à Argenteuil, Bougival, Maison ou Poissy, et passant des heures en bateau à cueillir des fleurs sur la berge. She adored the fried fish served on the banks of the Seine, the stewed rabbits, the arbors in the tavern gardens, and the shouts of the boating men. Elle adorait la friture servie sur les bords de Seine, les lapins en civet, les tonnelles des jardins de Guinguette, et les cris des canotiers. He liked to start off with her on a bright day on a suburban line, and traverse the ugly environs of Paris, sprouting with tradesmen's hideous boxes, talking lively nonsense. Il aimait partir avec elle par un jour clair sur une ligne de banlieue et traverser les vilains environs de Paris, hérissés d'affreuses boîtes de commerçants, en disant des folies amusantes. And when he had to return to dine at Madame Walter's, he hated the eager old mistress from the mere recollection of the young one whom he had left, and who had ravished his desires and harvested his ardor among the grass by the waterside. Et quand il devait retourner dîner chez Madame Walter, il haïssait la vieille maîtresse empressée au seul souvenir de la jeune qu'il avait quittée, et qui avait ravi ses désirs et moissonné son ardeur parmi l'herbe au bord de l'eau. He had fancied himself at length pretty well rid of Madame Walter, to whom he had expressed, in a plain and almost brutal fashion, his intentions of breaking off with her. Il s'était imaginé enfin assez bien débarrassé de Madame Walter, à qui il avait exprimé, de façon nette et presque brutale, ses intentions de rompre avec elle. When he received at the office of the paper the telegram summoning him to meet her at 2 o'clock at the Rue de Constantinople. Quand il reçut au bureau du journal le télégramme le convoquant à la retrouver à 2 heures rue de Constantinople. He reread it as he walked along. Must see you today. Most important. Expect me 2 o'clock, Rue de Constantinople. Can render you a great service. Till death. Virginie. Il le relut en marchant. Il faut que je vous voie aujourd'hui. Très important. Attendez-moi 2 heures, rue de Constantinople. Puis vous rendre grand service. À la mort. Virginie. He thought, what does this old screech owl want with me now? I wager she has nothing to tell me. She will only repeat that she adores me. Yet I must see what it means. Il pensa, que me veut encore cette vieille chouette? Je parie qu'elle n'a rien à me dire. Elle ne fera que répéter qu'elle m'adore. Pourtant, il faut que je voie ce que cela signifie. She speaks of an important affair and a great service.
Perhaps it is so. And Clotilde, who is coming at 4 o'clock. I must get the first of the pair off by 3 at the latest. Elle parle d'une affaire importante et d'un grand service. Peut-être est-ce vrai. Et Clotilde, qui vient à 4 heures. Il faut que je débarrasse la première avant 3 heures au plus tard. By Jove, provided they don't run up against one another. What bothers women are. And he reflected that, after all, his own wife was the only one who never bothered him at all. Parbleu, pourvu qu'elles ne se rencontrent pas. Quels ennuis sont les femmes. Et il réfléchit qu'après tout, sa propre femme était la seule qui ne l'ennuyait jamais. She lived in her own way, and seemed to be very fond of him during the hours destined to love, for she would not admit that the unchangeable order of the ordinary occupations of life should be interfered with. Elle vivait à sa façon, et semblait l'aimer beaucoup pendant les heures destinées à l'amour, car elle n'admettait pas que l'ordre immuable des occupations ordinaires de la vie fût troublé. He walked slowly towards a rendezvous, mentally working himself up against Madame Walter. Ah, I will just receive her nicely if she has nothing to tell me. Cambronne's language will be academical compared to mine. Il marcha lentement vers le rendez-vous, se montant mentalement contre Madame Walter. Ah, je vais bien la recevoir si elle n'a rien à me dire. Le langage de Cambronne sera académique comparé au mien. I will tell her that I will never set foot in her house again, to begin with. He went in to wait for Madame Walter. She arrived almost immediately. Je lui dirai que je ne remettrai plus jamais les pieds chez elle, pour commencer. Il entra pour attendre Madame Walter. Elle arriva presque immédiatement. And as soon as she caught sight of him, she exclaimed, "Ah, you have had my telegram. How fortunate." He put on a grumpy expression, saying, "By Jove, yes, I found it at the office, just as I was going to start off to the chamber. What is it you want now?" Et dès qu'elle l'aperçut, elle s'écria, "Ah, vous avez eu mon télégramme. Quel bonheur!" Il prit une expression maussade, disant, "Parbleu, oui, je l'ai trouvé au bureau juste comme j'allais partir pour la chambre. Que voulez-vous encore?" She had raised her veil to kiss him, and drew nearer with a timid and submissive air of an oft-beaten dog. "How cruel you are towards me! How harshly you speak to me! What have I done to you?" Elle avait relevé sa voilette pour l'embrasser, et s'approcha avec l'air timide et soumis d'un chien souvent battu. "Comme vous êtes cruel envers moi. Comme vous me parlez durement. Que vous ai-je fait? You cannot imagine how I suffer through you." He growled, "Don't go on again in that style." She was standing close to him, only waiting for a smile, a gesture, to throw herself into his arms. "Vous ne pouvez imaginer combien je souffre par vous." Ayael grommela. Ne recommencez pas sur ce ton. Elle se tenait près de lui, n'attendant qu'un sourire, qu'un geste, pour se jeter dans ses bras. And murmured, "You should not have taken me to treat me thus. You should have left me sober-minded and happy as I was. Do you remember what you said to me in the church, and how you forced me into this house?" Et murmura, "Vous n'auriez pas dû me prendre pour me traiter ainsi, vous auriez dû me laisser sage et heureuse comme j'étais. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit dans l'église, et comment vous m'avez forcé dans cette maison? And now, how do you speak to me? How do you receive me? Oh God, what pain you give me." He stamped his foot, and exclaimed violently, "Ah, bosh! That's enough of it. Et maintenant, comment me parlez-vous? Comment me recevez-vous? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quelle douleur vous me donnez!" Il frappa du pied, et s'écria violemment, "Ah, zut! Ça suffit. I can't see you a moment without hearing all that foolery. One would really think that I had carried you off at 12 years of age, and that you were as ignorant as an angel. Je ne peux pas vous voir un moment sans entendre toutes ces sornettes. On croirait vraiment que je vous ai enlevé à 12 ans, et que vous étiez innocente comme un ange. No, my dear, let us put things in their proper light. There was no seduction of a young girl in the business. You gave yourself to me at full years of discretion. I thank you. Non, ma chère, remettons les choses au point. Il n'y a pas eu séduction de jeune fille dans l'affaire. Vous vous êtes donné à moi en pleine connaissance de cause. Je vous remercie. I am infinitely grateful to you, but I am not bound to be tied till death to your petticoat strings. You have a husband, and I a wife.
We are neither of us. Free. We indulged in a mutual caprice, and it is over. Je vous en suis infiniment reconnaissant, mais je ne suis pas tenu d'être lié jusqu'à la mort à vos jupons. Vous avez un mari et j'ai une femme. Nous ne sommes libres ni l'un ni l'autre. Nous avons cédé à un caprice mutuel et c'est fini. Oh, you are brutal, coarse, shameless, she said. I was indeed no longer a young girl, but I had never loved, never faltered. He cut her short with, I know it. You have told me so 20 times. But you had had 2 children. Oh, vous êtes brutal, grossier, sans pudeur, dit-elle. Je n'étais certes plus une jeune fille, mais je n'avais jamais aimé, jamais failli. Il la coupa, je le sais. Vous me l'avez dit 20 fois. Mais vous aviez eu 2 enfants. She drew back, exclaiming, Oh, George, that is unworthy of you, and pressing her 2 hands to her heart, began to choke and sob. Elle recula, s'écriant, Oh, Georges, c'est indigne de vous, et pressant ses 2 mains sur son cœur, se mit à suffoquer et à sangloter. When he saw the tears come, he took his hat from the corner of the mantelpiece, saying, Oh, you are going to cry, are you? Goodbye, then. So it was to show off in this way that you came here, eh? Quand il vit venir les larmes, il prit son chapeau sur le coin de la cheminée, disant, Ah, vous allez pleurer, n'est-ce pas? Alors, au revoir. C'était donc pour faire du chiquet de cette façon que vous étiez venu ici. She had taken a step forward in order to bar the way, and quickly pulling out a handkerchief from her pocket, wiped her eyes with an abrupt movement. Elle avait fait un pas en avant pour lui barrer le chemin, et tirant vivement un mouchoir de sa poche, s'essuya les yeux d'un mouvement brusque. Her voice grew firmer by the effort of her will, as she said, in tones tremulous with pain, No, I came to tell you some news, political news, to put you in the way of gaining 50,000 francs, or even more if you like. Sa voix devint plus ferme par l'effort de sa volonté, comme elle dit, d'un ton tremblant de douleur. Non, je suis venu pour vous dire des nouvelles politiques, pour vous mettre à même de gagner 50 000 francs, ou même plus, si vous voulez. He inquired, suddenly softening. How so? What do you mean? I caught by chance yesterday evening some words between my husband and Laroche Matthew. They do not, besides, trouble themselves to hide much from me. Il demanda, s'adoucissant soudain. Comment cela? Que voulez-vous dire? J'ai saisi, par hasard, hier soir, quelques mots entre mon mari et Laroche Mathieu. Il ne se gêne d'ailleurs pas beaucoup pour se cacher de moi. But Walter recommended the minister not to let you into the secret, as you would reveal everything. Du Roy had put his hat down on a chair, and was waiting very attentively. What is up, then? Said he. Mais Walter a recommandé au ministre de ne pas vous mettre dans le secret, parce que vous révéleriez tout. Du Roy avait posé son chapeau sur une chaise et attendait très attentivement. Qu'est-ce qu'il y a donc? Dit-il. They are going to take possession of Morocco. Nonsense. I lunched with Laroche Matthew, who almost dictated to me the intention of the cabinet. No, darling, they are humbugging you, because they were afraid lest their plans should be known. Ils vont s'emparer du Maroc. Allons donc. J'ai déjeuné avec Laroche Mathieu, qui m'a presque dicté l'intention du cabinet. Non, mon chéri, ils vous trompent, parce qu'ils avaient peur que leur plan soit connu. Sit down, said George, and sat down himself in an armchair. Then she drew towards him a low stool, and sitting down on it between his knees, went on in a coaxing tone. Asseyez-vous, dit Georges, et s'assit lui-même dans un fauteuil. Alors, elle tira vers lui un petit tabouret, et s'asseyant dessus entre ses genoux, continua d'un ton câlin. As I am always thinking about you, I pay attention now to everything that is whispered around me. And she began quietly to explain to him how she had guessed for some time past that something was being hatched unknown to him. Comme je pense toujours à vous, je fais attention maintenant à tout ce qui se chuchote autour de moi. Et elle commença tranquillement à lui expliquer comment elle avait deviné depuis quelque temps qu'on tramait quelque chose à son insu. That they were making use of him, while dreading his cooperation. She said, you know, when one is in love, one grows cunning. At length, the day before, she had understood it all. Qu'on se servait de lui, tout en redoutant sa coopération. Elle dit, vous savez, quand on aime, on devient rusé. Enfin, la veille, elle avait tout compris. It was a business transaction, a thumping affair, worked out on the quiet.
She smiled now, happy in her dexterity, and grew excited, speaking like a financier's wife accustomed to see the market rigged. C'était une grosse affaire, montée en silence. Elle souriait maintenant, heureuse de son habileté, et s'animait, parlant comme une femme de financier habituée à voir truquer la bourse. Used to rises and falls that ruin, in 2 hours of speculation, thousands of little folk who have placed their savings in undertakings guaranteed by the names of men honored and respected in the world of politics of finance. Accoutumés aux hausses et aux baisses qui ruinent, en 2 heures de spéculation, des milliers de petites gens qui ont placé leurs économies dans des entreprises garanties par les noms d'hommes honorés et respectés dans le monde de la politique et de la finance. She repeated, "Oh, it is very smart what they have been up to. Very smart. It was Walter who did it all, though, and he knows all about such things. Really, it is a first-class job." Elle répéta, "Oh, c'est très fort ce qu'ils ont monté. Très fort. C'est Walter qui a tout fait, d'ailleurs, et il s'y connaît en ces choses. Vraiment, c'est un travail de premier ordre." He grew impatient at these preliminaries and exclaimed, "Come, tell me what it is at once." "Well then, this is what it is. The Tangiers expedition was decided upon between them on the day that Laroche Mathieu took the Ministry of Foreign Affairs." Il s'impatienta de ces préliminaires et s'écria, "Voyons, dites-moi donc ce que c'est tout de suite." Eh bien, voici ce que c'est. L'expédition de Tanger a été décidée entre le jour où Laroche Mathieu a pris le ministère des Affaires étrangères. And little by little they have bought up the whole of the Morocco loan, which had fallen to 64 or 65 francs. They have bought it up very cleverly by means of shady brokers, who did not awaken any mistrust. Et petit à petit ils ont racheté tout l'emprunt du Maroc, qui était tombé à 64 ou 65 francs. Ils l'ont racheté très habilement au moyen d'agents véreux, qui n'éveillaient aucune méfiance. They have even sold the Rothschilds, who grew astonished to find Morocco stock always asked for, and who were astonished by having agents pointed out to them. All lame ducks. That quieted the big financiers. Ils ont même vendu aux Rothschild, qui s'étonnaient de voir toujours demander du Marocain, et qui étaient surpris qu'on leur signalât des agents, tous boiteux. Cela rassura les gros financiers. And now the expedition is to take place. And as soon as we are there, the French government will guarantee the debt. Our friends will gain 50 or 60 millions. Et maintenant l'expédition va avoir lieu, et dès que nous y serons, le gouvernement français garantira la dette. Nos amis gagneront 50 ou 60 millions. You understand the matter? You understand, too, how afraid they have been of everyone, of the slightest indiscretion. She had leaned her head against the young fellow's waistcoat, and with her arms resting on his legs, pressed up against him. Vous comprenez l'affaire? Vous comprenez aussi comme ils ont eu peur de tout le monde, de la moindre indiscrétion? Elle avait appuyé sa tête contre le gilet du jeune homme et les bras posés sur ses jambes, se serrait contre lui. Feeling that she was interesting him now, and ready to do anything for a caress, for a smile. "You are quite certain?" he asked. "I should think so," she replied, with confidence. Sentant qu'elle l'intéressait maintenant, et prête à tout pour une caresse, pour un sourire. "Vous êtes bien sûr?" demanda-t-il. "Je crois bien," répondit-elle avec assurance. "It is very smart indeed. As to that swine of a Laroche Mathieu, just see if I don't pay him out one of these days. Oh, the scoundrel. Just let him look out for himself. He shall go through my hands." C'est très fort en effet. Quant à ce cochon de Laroche Mathieu, voyez si je ne lui revaudrai pas ça un de ces jours. Oh, le gredin, qu'il prenne garde à lui. Il passera par mes mains. Then he began to reflect, and went on, "We ought, though, to profit by all this. You can still buy some of the loan," said she. "It is only at 72 francs. Puis il se mit à réfléchir, et reprit. "Il faudrait pourtant profiter de tout cela. Vous pouvez encore acheter de l'emprunt. Dit-elle, il n'est encore qu'à 72 francs. He said, "Yes, but I have no money under my hand." She raised her eyes towards him, eyes full of entreaty, saying, "I have thought of that, darling. And if you were very nice, if you loved me a little, you would let me lend you some." Il dit, "Oui, mais je n'ai pas d'argent disponible." Elle leva les yeux vers lui, des yeux pleins de supplication, disant, "J'ai pensé à cela, mon chéri, et si vous étiez très gentil,
Si vous m'aimiez un peu, vous me laisseriez vous en prêter. He answered, abruptly and almost harshly. As to that, no, indeed. She murmured in an imploring voice, Listen, there is something that you can do without borrowing money. I wanted to buy 10,000 francs worth of the loan to make a little nest egg. Il répondit, brusquement et presque durement. Quant à cela, non, vraiment. Elle murmura d'une voix suppliante, Écoutez, il y a quelque chose que vous pouvez faire sans emprunter d'argent. Je voulais acheter 10 000 francs d'emprunt pour me faire un petit magot. Well, I will take 20,000, and you shall stand in for half. You understand that I am not going to hand the money over to Walter, so there is nothing to pay for the present. Eh bien, j'en prendrai pour 20 000 et vous serez de moitié. Vous comprenez que je ne vais pas remettre l'argent à Walter. Ainsi, il n'y a rien à payer pour le moment. If it all succeeds, you gain 70,000 francs. If not, you will owe me 10,000, which you can pay when you please. He remarked, No, I do not like such pains. Si tout réussit, vous gagnez 70 000 francs. Sinon, vous me devrez 10 000 francs, que vous me paierez quand vous pourrez. Il observa, Non, je n'aime pas ces combinaisons. Then she argued, in order to get him to make up his mind. She proved to him that he was really pledging his word for 10,000 francs, that he was running risks, and that she was not advancing him anything, since the actual outlay was made by Walter's bank. Alors elle argumenta pour le décider. Elle lui prouva qu'il ne s'engageait réellement que pour 10 000 francs, qu'il courait des risques et qu'elle ne lui avançait rien, puisque la mise de fonds réelle était faite par la Banque Walter. She pointed out to him, besides, that it was he who had carried on in the Vie Française the whole of the political campaign that had rendered the scheme possible. Elle lui fit remarquer, en outre, que c'était lui qui avait mené dans la Vie française toute la campagne politique qui avait rendu l'opération possible. He would be very foolish not to profit by it. He still hesitated, and she added, But just reflect that in reality it is Walter who is advancing you these 10,000 francs, and that you have rendered him services worth a great deal more than that. Il serait bien sot de ne pas en profiter. Il hésitait encore, et elle ajouta, Mais réfléchissez donc qu'en réalité c'est Walter qui vous avance ces 10 000 francs, et que vous lui avez rendu des services qui valent beaucoup plus que cela. Very well then, said he, I will go halves with you. If we lose, I will repay you the 10,000 francs. She was so pleased that she rose, took his head in both her hands, and began to kiss him eagerly. Eh bien, dit-il, je serai de moitié avec vous. Si nous perdons, je vous rembourserai les 10 000 francs. Elle fut si contente qu'elle se leva, prit sa tête dans ses deux mains, et se mit à l'embrasser avec ardeur. He did not resist at first, but as she grew bolder, clasping him to her and devouring him with caresses, he reflected that the other would be there shortly, and that if he yielded he would lose time and exhaust in the arms of the old woman an ardor that he had better reserve for the young one. Il ne résista pas d'abord, mais comme elle devenait plus hardie, le serrant contre elle et le dévorant de caresses, il réfléchit que l'autre allait arriver bientôt, et que s'il cédait, il perdrait du temps et épuiserait dans les bras de la vieille une ardeur qu'il ferait mieux de réserver pour la jeune. So he repulsed her gently, saying, Come, be good now. She looked at him disconsolately, saying, Oh, George, can't I even kiss you? He replied, No, not today. I have a headache, and it upsets me. Aussi la repoussa-t-il doucement, disant, Voyons, soyez sage maintenant. Elle le regarda d'un air désolé, disant, Oh, Georges, est-ce que je ne peux même pas vous embrasser? Il répondit, Non, pas aujourd'hui. J'ai mal à la tête, et cela me contrarie. She sat down again docilely between his knees, and asked, Will you come and dine with us tomorrow? You would give me much pleasure. He hesitated, but dared not refuse, so said, Certainly. Thanks, darling. Elle se rassit docilement entre ses genoux, et demanda, Viendrez-vous dîner chez nous demain? Vous me feriez grand plaisir. Il hésita, mais n'osa refuser, et dit, Certainement. Merci, mon chéri. She rubbed her cheek slowly against his breast with a regular and coaxing movement, and one of her long black hairs caught in his waistcoat. She noticed it, and a wild idea crossed her mind, one of those superstitious notions which are often the whole of a woman's reason.
Elle frotta sa joue lentement contre sa poitrine d'un mouvement régulier et câlin, et un de ses longs cheveux noirs s'accrocha à son gilet. Elle s'en aperçut, et une idée folle lui traversa l'esprit, une de ces notions superstitieuses qui sont souvent toute la raison d'une femme. She began to twist this hair gently round a button. Then she fastened another hair to the next button, and a third to the next. One to every button. Elle se mit à enrouler doucement ce cheveu autour d'un bouton. Puis elle attacha un autre cheveu au bouton suivant et un troisième au suivant. Et à chaque bouton. He would tear them out of her head presently when he rose, and hurt her. What happiness! And he would carry away something of her, without knowing it. He would carry away a tiny lock of her hair which he had never yet asked for. Il les arracherait de sa tête tout à l'heure en se levant, et lui ferait mal. Quel bonheur! Et il emporterait quelque chose d'elle sans le savoir. Il emporterait une petite mèche de ses cheveux qu'il ne lui avait jamais demandé. It was a tie by which she attached him to her, a secret, invisible bond, a talisman she left with him. Without willing it, he would think of her, dream of her, and perhaps love her a little more the next day. C'était un lien par lequel elle attachait à elle, un lien secret, invisible, un talisman qu'elle lui laissait. Sans le vouloir, il penserait à elle, rêverait d'elle, et l'aimerait peut-être un peu plus le lendemain. He said, all at once, I must leave you, because I am expected at the chamber at the close of the sitting. I cannot miss attending today. Il dit, tout à coup, il faut que je vous quitte, parce qu'on m'attend à la chambre à la fin de la séance. Je ne peux manquer d'y aller aujourd'hui. She sighed, already, and then added resignedly, go, dear, but you will come to dinner tomorrow. And suddenly she drew aside. There was a short and sharp pain in her head, as though needles had been stuck into the skin. Elle soupira, déjà, et puis ajouta, résignée, allez, mon chéri, mais vous viendrez dîner demain. Et soudain elle s'écarta. Il y eut une douleur courte et aiguë dans sa tête, comme si on avait enfoncé des aiguilles dans la peau. Her heart throbbed. She was pleased to have suffered a little by him. Goodbye, said she. He took her in his arms with a compassionate smile, and coldly kissed her eyes. Son cœur battit. Elle était contente d'avoir souffert un peu par lui. Au revoir, dit-elle. Il la prit dans ses bras avec un sourire compatissant, et lui baisa froidement les yeux. But she, maddened by this contact, again murmured, already, while her suppliant glance indicated the bedroom, the door of which was open. He stepped away from her, and said in a hurried tone, I must be off, I shall be late. Mais elle, affolée par ce contact, murmura encore, déjà, tandis que son regard suppliant indiquait la chambre à coucher dont la porte était ouverte. Il s'éloigna d'elle et dit d'un ton pressé, il faut que je m'en aille, je serai en retard. Then she held out her lips, which he barely brushed with his, and having handed her her parasol, which she was forgetting, he continued, Come, come, we must be quick, it is past 3 o'clock. Alors elle tendit ses lèvres, qu'il effleura à peine, et lui ayant remis son ombrelle, qu'elle oubliait, il continua, Voyons, voyons, il faut se dépêcher, il est plus de 3 heures. She went out before him, saying, Tomorrow at 7, and he repeated, Tomorrow at 7. They separated, she turning to the right, and he to the left. Du Roy walked as far as the outer boulevard. Elle sortit avant lui, disant, Demain, à 7 heures, et il répéta, Demain, à 7 heures. Ils se séparèrent, elle tournant à droite et lui à gauche. Du Roy marcha jusqu'au boulevard extérieur. Then he slowly strolled back along the Boulevard Malherbe. Passing a pastry cook's, he noticed some marrons glacés in a glass jar and thought, I will take in a pound for Clotilde. Puis il revint lentement en flânant le long du boulevard Malherbe. En passant devant une pâtisserie, il remarqua des marrons glacés dans un bocal de verre et pensa, je vais en prendre une livre pour Clotilde. He bought a bag of these sweetmeats, which he was passionately fond of, and at 4 o'clock returned to wait for his young mistress. She was a little late, because her husband had come home for a week. Il acheta un sac de ses friandises dont elle raffolait et à 4 heures retourna attendre sa jeune maîtresse. Elle était un peu en retard parce que son mari était rentré pour une semaine. And said, Can you come and dine with us tomorrow? He will be so pleased to see you.
No, I dine with the governor. We have a heap of political and financial matters to talk over. Et dit, pouvez-vous venir dîner chez nous demain? Il sera si content de vous voir. Non, je dîne chez le patron. Nous avons un tas d'affaires politiques et financières à examiner. She had taken off her bonnet, and was now laying aside her bodice, which was too tight for her. He pointed out the bag on the mantel-shelf, saying, I have bought you some marrons glacés. Elle avait ôté son chapeau et posait maintenant son corsage, qui la serrait trop. Il désigna le sac sur la cheminée, disant, Je vous ai acheté des marrons glacés. She clapped her hands, exclaiming, How nice, what a dear you are. She took one, tasted them, and said, They are delicious. I feel sure I shall not leave one of them. Elle battit des mains, s'écriant, Comme c'est gentil, que vous êtes charmant. Elle en prit un, y goûta, et dit, Ils sont délicieux. Je suis sûr que je n'en laisserai pas un. Then she added, looking at George with sensual merriment, You flatter all my vices then. She slowly ate the sweetmeats, looking continually into the bag to see if there were any left. Puis elle ajouta, regardant Georges avec une gaieté sensuelle, Vous flattez donc tous mes vices. Elle mangea lentement les friandises, regardant continuellement dans le sac pour voir s'il en restait. There, sit down in the armchair, said she, and I will squat down between your knees and nibble my bonbons. I shall be very comfortable. Tenez, asseyez-vous dans le fauteuil, dit-elle, et je m'accroupirai entre vos genoux pour grignoter mes bonbons. Je serai très bien. He smiled, sat down, and took her between his knees, as he had Madame Walter shortly before. She raised her head in order to speak to him, and said with her mouth full, Do you know, darling, I dreamed of you. Il sourit, s'assit, et la prit entre ses genoux, comme il avait eu Madame Walter peu de temps auparavant. Elle leva la tête pour lui parler, et dit, la bouche pleine, Savez-vous, mon chéri, j'ai rêvé de vous. I dreamt that we were both taking a long journey together on a camel. He had 2 humps, and we were each sitting astride on a hump, crossing the desert. J'ai rêvé que nous faisions tous les deux un long voyage ensemble sur un chameau. Il avait 2 bosses, et nous étions chacun assis à califourchon sur une bosse, traversant le désert. We had taken some sandwiches in a piece of paper and some wine in a bottle, and were dining on our humps. But it annoyed me, because we could not do anything else. We were too far off from one another, and I wanted to get down. Nous avions pris des sandwichs dans un papier et du vin dans une bouteille, et nous dînions sur nos bosses. Mais cela m'ennuyait parce que nous ne pouvions rien faire d'autre. Nous étions trop loin l'un de l'autre, et je voulais descendre. He answered, I want to get down, too. He laughed, amused at the story, and encouraged her to talk nonsense, to chatter, to indulge in all the child's play of conversation, which lovers utter. Il répondit, Moi aussi, je veux descendre. Il rit, amusé par l'histoire, et l'encouragea à dire des folies, à bavarder, à se livrer à tous les jeux d'enfants. De conversation que disent les amoureux. The nonsense which he thought delightful in the mouth of Madame de Morel would have exasperated him in that of Madame Walter. Clotilde, too, called him my darling, my pet, my own. Les folies qu'il trouvait délicieuses dans la bouche de Madame de Marelle l'auraient exaspéré dans celle de Madame Walter. Clotilde aussi l'appelait mon chéri, mon petit, mon chou. These words seemed sweet and caressing. Said by the other woman shortly before, they had irritated and sickened him. For words of love, which are always the same, take the flavor of the lips they come from. Ces mots lui semblaient doux et caressants. Dit par l'autre femme peu auparavant, il l'avait irrité et esséuré. Car les mots d'amour, qui sont toujours les mêmes, prennent la saveur des lèvres dont ils sortent. But he was thinking, even while amusing himself with this nonsense, of the 70,000 francs he was going to gain, and suddenly checked the gabble of his companion by 2 little taps with his finger on her head. Mais il pensait, tout en s'amusant de ses folies, aux 70 000 francs qu'il allait gagner, et arrêta soudain le bavardage de sa compagne par 2 petits coups de doigt sur sa tête. Listen, pet, said he. I am going to entrust you with a commission for your husband. Tell him from me to buy tomorrow 10,000 francs worth of the Morocco loan, which is quoted at 72. Écoute, ma chérie, dit-il.
Je vais vous confier une commission pour votre mari. Dites-lui de ma part d'acheter demain pour 10 000 francs d'emprunt marocain, qui est coté 72. And I promise him that he will gain from 60 to 80,000 francs before 3 months are over. Recommend the most positive silence to him. Tell him from me that the expedition to Tangiers is decided on, and that the French government will guarantee the debt of Morocco. Et je lui promets qu'il gagnera de 60 à 80 000 francs avant 3 mois. Recommandez-lui le silence le plus absolu. Dites-lui de ma part que l'expédition de Tanger est décidée et que le gouvernement français garantira la dette du Maroc. But do not let anything out about it. It is a state secret that I am entrusting to you. She listened to him seriously and murmured, "Thank you. I will tell my husband this evening. You can reckon on him. He will not talk. He is a very safe man, and there is no danger. Mais ne laissez rien échapper de tout cela. C'est un secret d'État que je vous confie." Elle l'écouta sérieusement et murmura, "Merci, je le dirai à mon mari ce soir. Vous pouvez compter sur lui, il ne parlera pas. C'est un homme très sûr, et il n'y a aucun danger." But she had eaten all the sweetmeats. She crushed up the bag between her hands and flung it into the fireplace. Then she said, "Let us go to bed," and without getting up, began to unbutton George's waistcoat. Mais elle avait mangé tous les bonbons. Elle froissa le sac entre ses mains et le jeta dans la cheminée. Puis elle dit, "Allons nous coucher," et sans se lever, commença à déboutonner le gilet de Georges. All at once she stopped, and pulling out between 2 fingers a long hair, caught in a buttonhole, began to laugh. "There, you have brought away one of Madeleine's hairs. There is a faithful husband for you." Tout à coup elle s'arrêta, et tirant entre 2 doigts un long cheveu, pris dans une boutonnière, se mit à rire. "Tiens, vous avez emporté un cheveu de Madeleine. Voilà un mari fidèle." Then, becoming once more serious, she carefully examined on her head the almost imperceptible thread she had found and murmured, "It is not Madeleine's, it is too dark." He smiled, saying, "It is very likely one of the maids." Puis, redevenant sérieuse, elle examina attentivement entre ses doigts le fil presque imperceptible qu'elle avait trouvé et murmura, "Ce n'est pas ça. Madeleine, il est trop foncé." Il sourit, disant, "C'est probablement celui de la bonne." But she was inspecting the waistcoat with the attention of a detective, and collected a second hair rolled round a button. Then she perceived a third, and pale and somewhat trembling, exclaimed, "Oh, you have been sleeping with a woman who has wrapped her hair round all your buttons." Mais elle inspectait le gilet avec l'attention d'un détective et recueillit un second cheveu enroulé autour d'un bouton. Puis elle en aperçut un troisième, et pâle et quelque peu tremblante, s'écria, "Oh, vous avez couché avec une femme qui a enroulé ses cheveux autour de tous vos boutons." He was astonished and gasped out, "No, you are mad." All at once he remembered, understood it all, was uneasy at first, and then denied the charge with a chuckle, not vexed at the bottom that she should suspect him of other loves. Il fut étonné et balbutia, "Non, vous êtes folle." Tout à coup il se souvint, comprit tout, fut inquiet d'abord, puis nia l'accusation en riant, pas fâché au fond qu'elle le soupçonnât d'autres amours. She kept on searching, and still found hairs, which she rapidly untwisted and threw on the carpet. She had guessed matters with her artful woman's instinct, and stammered out, vexed, angry, and ready to cry, "She loves you, she does, and she wanted you to take away something belonging to her. Oh, what a traitor you are." Elle continua à chercher, et trouva encore des cheveux, qu'elle déroulait rapidement et jetait sur le tapis. Elle avait deviné les choses avec son instinct de femme rusée, et balbutia, vexée, en colère, et prête à pleurer. Elle vous aime, elle, et elle a voulu que vous emportiez quelque chose d'elle. Oh, quel traître vous êtes! But all at once she gave a shrill cry of nervous joy. Oh, it is an old woman. Here is a white hair. Ah, you go in for old women now. Do they pay you? Do they pay you? Mais tout à coup elle poussa un cri aigu de joie nerveuse. Oh, c'est une vieille femme, voici un cheveu blanc. Ah, vous en êtes aux vieilles maintenant. Est-ce qu'elle vous paie? Ah, est-ce qu'elle vous paie? Ah, so you have come to old women, have you? Then you have no longer any need of me. Keep the other one. She rose,
ran to her bodice, thrown onto a chair, and began hurriedly to put it on again. Ah, vous en êtes aux vieilles, vous. Alors vous n'avez plus besoin de moi. Gardez l'autre. Elle se leva, courut à son corsage jeté sur une chaise et commença précipitamment à le remettre. He sought to retain her, stammering confusedly. But no, CLO, you are silly. I do not know anything about it. Listen now, stay here. Come, now stay here. Il chercha à la retenir, balbutiant avec confusion. Mais non, Claude, vous êtes sotte. Je ne sais rien de tout cela. Écoutez donc, restez ici. Voyons, restez ici. She repeated, keep your old woman, keeper. Have a ring made out of her hair, out of her white hair. You have enough of it for that. Elle répéta, gardez votre vieille, gardez-la. Faites-vous faire une bague avec ses cheveux blancs. Vous en avez assez pour cela. With abrupt and swift movements, she had dressed herself and put on her bonnet and veil, and when he sought to take hold of her, gave him a smack with all her strength. D'un mouvement brusque et rapide, elle s'était habillée et avait mis son chapeau et sa voilette, et quand il chercha à la saisir, elle lui donna une gifle de toute sa force. While he remained bewildered, she opened the door and fled. As soon as he was alone, he was seized with furious anger against that old hag of a Mother Walter. Tandis qu'il demeurait abasourdi, elle ouvrit la porte et s'enfuit. Dès qu'il fut seul, il fut saisi d'une colère furieuse contre cette vieille sorcière de Mère Walter. Ah, he would send her about her business, and pretty roughly, too. He bathed his reddened cheek, and then went out, in turn meditating vengeance. This time, he would not forgive her. Ah no. Ah, il allait l'envoyer promener, et rudement encore. Il lava sa joue rougie puis sortit, méditant à son tour la vengeance. Cette fois, il ne lui pardonnerait pas. Ah, non. He walked down as far as the boulevard, and sauntering along stopped in front of a jeweler's shop to look at a chronometer he had fancied for a long time back, and which was ticketed 1,800 francs. Il descendit jusqu'au boulevard et en flânant s'arrêta devant une bijouterie pour regarder un chronomètre qu'il convoitait depuis longtemps, et qui était marqué 1,800 francs. He thought all at once, with a thrill of joy at his heart, if I gain my 70,000 francs, I can afford it. And he began to think of all the things he would do with these 70,000 francs. Il pensa tout à coup, avec un frisson de joie au cœur, si je gagne mes 70 000 francs, je pourrais me l'offrir. Et il se mit à songer à toutes les choses qu'il ferait avec ses 70 000 francs. In the first place, he would get elected deputy. Then he would buy his chronometer, and would speculate on the bourse, and he did not want to go to the office, preferring to consult Madeline before seeing Walter and writing his article, and started for home. D'abord, il se ferait élire député. Puis il achèterait son chronomètre et spéculerait à la bourse, et puis. Il ne voulut pas aller au bureau, préférant consulter Madeleine avant de voir Walter et d'écrire son article, et se dirigea vers chez lui. He had reached the Rue Drouot, when he stopped short. He had forgotten to ask after the Count de Vaudrec, who lived in the Chaussée d'Antin. He therefore turned back, still sauntering, thinking of 1,000 things, mainly pleasant, of his coming fortune. Il était arrivé rue Drouot, quand il s'arrêta net. Il avait oublié d'aller prendre des nouvelles du comte de Vaudrec, qui habitait Chaussée d'Antin. Il rebroussa donc chemin, flânant toujours, pensant à 1000 choses, surtout agréables, à sa fortune prochaine. And also of that scoundrel of a La Roche-Mathieu, and that old stickfast of a Madame Walter. He was not uneasy about the wrath of Clotilde, knowing very well that she forgave quickly. Et aussi à ce gredin de La Roche-Mathieu, et à cette vieille crampon de Madame Walter. Il n'était pas inquiet de la colère de Clotilde, sachant très bien qu'elle pardonnait vite. He asked the doorkeeper of the house in which the Count de Vaudrec resided, "How is Monsieur de Vaudrec? I hear that he has been unwell these last few days." Il demanda au concierge de la maison où demeurait le comte de Vaudrec, "Comment va Monsieur de Vaudrec? J'apprends qu'il a été souffrant ces derniers jours." The man replied, "The Count is very bad indeed. Sir, they are afraid he will not live through the night. The gout has mounted to his heart." L'homme répondit, "Monsieur le comte va très mal, monsieur. On craint qu'il ne passe pas la nuit, la goutte lui est montée au cœur."
Du Roy was so startled that he no longer knew what he ought to do. Vaudrec dying, confused and disquieting ideas shot through his mind that he dared not even admit to himself. Du Roy fut si saisi qu'il ne savait plus ce qu'il devait faire. Vaudrec mourant. Des idées confuses et inquiétantes lui traversèrent l'esprit qu'il n'osait même s'avouer. He stammered, "Thank you, I will call again," without knowing what he was saying. Then he jumped into a cab and was driven home. His wife had come in. Il balbutia, "Merci, je repasserai," sans savoir ce qu'il disait. Puis il sauta dans un fiacre et se fit conduire chez lui. Sa femme était rentrée. He went into her room breathless and said at once, "Have you heard? Vaudrec is dying." She was sitting down, reading a letter. She raised her eyes and repeating thrice, "Oh, what do you say, what do you say, what do you say?" Il entra dans sa chambre essoufflée et dit tout de suite, "As-tu appris? Vaudrec est meurt." Elle était assise en train de lire une lettre. Elle leva les yeux et répéta 3 fois, "Ah, que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu?" I say that Vaudrec is dying from a fit of gout that has flown to the heart. Then he added, "What do you think of doing?" Je dis que Vaudrec se meurt d'une crise de goutte qui lui est montée au cœur. Puis il ajouta, "Qu'est-ce que tu comptes faire?" She had risen livid, and with her cheeks shaken by a nervous quivering. Then she began to cry terribly, hiding her face in her hands. She stood shaken by sobs and torn by grief. Elle s'était levée livide et les joues secouées d'un tremblement nerveux, puis elle se mit à pleurer affreusement, se cachant la figure dans ses mains. Elle resta debout, secouée par les sanglots et déchirée par la douleur. But suddenly she mastered her sorrow, and wiping her eyes said, I am going there. Don't bother about me. I don't know when I shall be back. Don't wait for me." Mais soudain elle maîtrisa son chagrin et s'essuyant les yeux, dit, "J'y vais, ne t'occupe pas de moi, je ne sais quand je rentrerai, ne m'attends pas." He replied, "Very well, dear." They shook hands, and she went off so hurriedly that she forgot her gloves. George, having dined alone, began to write his article. Il répondit, "C'est bien, ma chérie." Ils se serrèrent la main, et elle partit si précipitamment qu'elle oublia ses gants. Georges, ayant dîné seul, se mit à écrire son article. He did so exactly in accordance with the minister's instructions, giving his readers to understand that the expedition to Morocco would not take place. Then he took it to the office, chatted for a few minutes with the governor, and went out smoking, light-hearted, though he knew not why. Il le fit exactement selon les instructions du ministre, donnant à entendre à ses lecteurs que l'expédition du Maroc n'aurait pas lieu. Puis il le porta au journal, causa quelques minutes avec le patron, et sortit en fumant, le cœur léger, sans savoir pourquoi. His wife had not come home, and he went to bed and fell asleep. Madeline came in towards midnight. George, suddenly roused, sat up in bed. "Well," he asked. Sa femme n'était pas rentrée, et il se coucha et s'endormit. Madeline rentra vers minuit. Georges, brusquement réveillé, se dressa dans son lit. "Eh bien?" demanda-t-il. He had never seen her so pale and so deeply moved. She murmured, "He is dead." "Ah, and he did not say anything?" "Nothing. He had lost consciousness when I arrived." Il ne l'avait jamais vu si pâle et si profondément ému. Elle murmura, "Il est mort." "Ah, et il n'a rien dit?" "Rien. Il avait perdu connaissance quand je suis arrivé." George was thinking. Questions rose to his lips that he did not dare to put. "Come to bed," said he. She undressed rapidly and slipped into bed beside him. When he resumed, were there any relations present at his deathbed? Georges réfléchissait. Des questions lui montaient aux lèvres qu'il n'osait poser. "Couche-toi," dit-il. Elle se déshabilla rapidement et se glissa dans le lit près de lui. Quand il reprit, Y avait-il des parents à son chevet? Only a nephew. Ah, did he see this nephew often? Never. They had not met for 10 years. Had he any other relatives? No, I do not think so. Un neveu seulement. Ah, est-ce qu'il voyait souvent ce neveu? Jamais.
Il ne s'était pas vu depuis 10 ans. Avait-il d'autres parents? Non, je ne crois pas. Then it is his nephew who will inherit? I do not know. He was very well off, Vaudrec. Yes, very well off. Do you know what his fortune was? Alors c'est son neveu qui héritera. Je ne sais pas. Il était très riche, Vaudrec. Oui, très riche. Sais-tu quelle était sa fortune? No, not exactly. 1 or 2 millions, perhaps. He said no more. She blew out the light, and they remained stretched out, side by side, in the darkness, silent, wakeful, and reflecting. Non, pas exactement. 1 ou 2 millions, peut-être. Il ne dit plus rien. Elle souffla la lumière, et ils restèrent étendus, côte à côte, dans l'obscurité. Silencieux, éveillés et réfléchissants. He no longer felt inclined for sleep. He now thought the 70,000 francs promised by Madame Walter insignificant. Suddenly, he fancied that Madeleine was crying. Il n'avait plus envie de dormir. Il trouvait maintenant insignifiants les 70 000 francs promis par Madame Walter. Soudain, il crut que Madeleine pleurait. He inquired, in order to make certain, "Are you asleep?" No. Her voice was tearful and quavering, and he said, "I forgot to tell you, when I came in, that your minister has let us in nicely." Il demanda, pour s'en assurer, "Dors-tu?" Non. Sa voix était larmoyante et tremblante, et il dit, "J'ai oublié de te dire en rentrant que ton ministre nous a bien eus." How so? He told her at length, with all details, the plan hatched between Laroche Matthew and Walter. When he had finished, she asked, "How do you know this?" Comment cela? Il lui raconta longuement, avec tous les détails, le plan tramé entre Laroche Matthew et Walter. Quand il eut fini, elle demanda, "Comment sais-tu cela?" He replied, "You will excuse me not telling you. You have your means of information, which I do not seek to penetrate. I have mine, which I wish to keep to myself. I can, in any case, answer for the correctness of my information." Il répondit, "Tu m'excuseras de ne pas te le dire. Tu as tes moyens d'information que je ne cherche pas à pénétrer. J'ai les miens que je veux garder pour moi. Je puis, en tout cas, répondre de l'exactitude de mes renseignements." Then she murmured, "Yes, it is quite possible. I fancied they were up to something without us." But George, who no longer felt sleepy, had drawn closer to his wife and gently kissed her ear. Alors elle murmura, "Oui, c'est bien possible. Je me doutais qu'il tramait quelque chose sans nous." Mais Georges, qui n'avait plus sommeil, s'était rapproché de sa femme et lui baisa doucement l'oreille. She repulsed him sharply. "I beg of you to leave me alone. I am not in a mood to romp." He turned resignedly towards the wall, and having closed his eyes, ended by falling asleep. Elle le repoussa vivement. "Je te prie de me laisser tranquille. Je ne suis pas d'humeur à batifoler." Il se tourna avec résignation vers le mur et, ayant fermé les yeux, finit par s'endormir. The church was draped with black, and over the main entrance a huge scutcheon, surmounted by a coronet, announced to the passers-by that a gentleman was being buried. L'église était tendue de noir, et au-dessus de la grande entrée un énorme écusson, surmonté d'une couronne, annonçait aux passants qu'on enterrait un gentilhomme. The ceremony was just over, and those present at it were slowly dispersing, defiling past the coffin and the nephew of the Count de Vaudrec, who was shaking extended hands and returning bows. La cérémonie venait de finir, et ceux qui y assistaient se dispersaient lentement, défilant devant le cercueil et le neveu du comte de Vaudrec, qui serrait les mains tendues et rendait les saluts. When George Duroy and his wife came out of the church, they began to walk homeward side by side, silent and preoccupied. Quand Georges Duroy et sa femme sortirent de l'église, ils se mirent à marcher vers la maison côte à côte, silencieux et préoccupés. At length George said, as though speaking to himself, "Really, it is very strange." "What, dear?" asked Madeleine. "That Vaudrec should not have left us anything." Enfin Georges dit, comme se parlant à lui-même, "Vraiment, c'est très étrange." "Quoi, mon chéri?" demanda Madeleine. "Que Vaudrec ne nous ait rien laissé." She blushed suddenly, as though a rosy veil had been cast over her white skin,
and said, "Why should he have left us anything? There was no reason for it." Elle rougit soudain, comme si un voile rose avait été jeté sur sa peau blanche, et dit, "Pourquoi nous aurait-il laissé quelque chose? Il n'y avait aucune raison pour cela." Then, after a few moments' silence, she went on, "There is perhaps a will in the hands of some notary. We know nothing as yet." Puis, après quelques instants de silence, elle continua, "Il y a peut-être un testament entre les mains de quelque notaire. Nous ne savons encore rien." He reflected for a short time, and then murmured, "Yes, it is probable." For, after all, he was the most intimate friend of us both. He dined with us twice a week, called at all hours, and was at home at our place, quite at home in every respect. Il réfléchit un court instant, puis murmura, "Oui, c'est probable, car, après tout, il était l'ami le plus intime de nous deux. Il dînait chez nous 2 fois par semaine, venait à toute heure, et était chez nous comme chez lui, tout à fait chez lui à tous égards. He loved you like a father, and had no children, no brothers and sisters, nothing but a nephew, and a nephew he never used to see. Yes, there must be a will. Il vous aimait comme un père, et n'avait pas d'enfants, pas de frères et sœurs, rien qu'un neveu, et un neveu qu'il ne voyait jamais. Oui, il doit y avoir un testament. I do not care for much, only a remembrance to show that he thought of us, that he loved us, that he recognized the affection we felt for him. He certainly owed us some such mark of friendship. Je ne tiens pas à grand-chose, seulement un souvenir pour montrer qu'il pensait à nous, qu'il nous aimait, qu'il reconnaissait l'affection que nous éprouvions pour lui. Il nous devait certainement quelques marques d'amitié de ce genre. She said in a pensive and indifferent manner, "It is possible, indeed, that there may be a will." As they entered their rooms, the manservant handed a letter to Madeleine. Elle dit d'un air pensif et indifférent, "Il est possible, en effet, qu'il y ait un testament." Comme ils entraient dans leurs appartements, le domestique remit une lettre à Madeleine. She opened it, and then held it out to her husband. It ran as follows, "Office of Maître Lamineur, Notary, 17 Rue de Vosges. Madam, I have the honor to beg you to favor me with a call here on Tuesday, Wednesday, or Thursday between the hours of 2 and 4 on business concerning you. I am, etc., Lamineur." Elle l'ouvrit, puis la tendit à son mari. Elle disait ceci, "Étude de Maître Lamineur, notaire, 17 rue des Vosges. Madame, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire l'honneur de passer à mon étude mardi, mercredi ou jeudi, entre 2 et 4 heures, pour affaires qui vous concernent. Je suis, etc., Lamineur." George had reddened in turn. "That is what it must be," said he. "It is strange, though, that it is you who are summoned, and not myself, who am legally the head of the family." Georges avait rougi à son tour. "C'est ce que ce doit être," dit-il. "C'est étrange, pourtant, que ce soit vous qu'on convoque, et non moi, qui suis légalement le chef de famille." She did not answer at once, but after a brief period of reflection, said, "Shall we go round there by and by?" "Yes, certainly." They set out as soon as they had lunched. Elle ne répondit pas tout de suite, mais après une brève réflexion, dit, "Irons-nous y faire un tour tout à l'heure?" "Oui, certainement." Ils partirent dès qu'ils eurent déjeuné. When they entered Maître Lamineur's office, the head clerk rose with marked attention and ushered them in to his master. The notary was a round, little man, round all over. Quand ils entrèrent dans l'étude de Maître Lamineur, le premier clerc se leva avec une attention marquée et les introduisit chez son maître. Le notaire était un petit homme rond, rond partout. His head looked like a ball nailed onto another ball, which had legs so short that they almost resembled balls too. He bowed, pointed to 2 chairs, and turning towards Madeleine, said, "Madam, I have sent for you in order to acquaint you with the will of the Count de Vaudrec, in which you are interested." Sa tête ressemblait à une boule clouée sur une autre boule, qui avait des jambes si courtes qu'elles ressemblaient presque aussi à des boules. Il salua, désigna 2 chaises, et se tournant vers Madeleine, dit, "Madame, je vous ai fait demander afin de vous faire connaître le testament du comte de Vaudrec, dans lequel vous êtes intéressé." George could not help muttering, "I thought so." The notary went on, "I will read to you the document, which is very brief." He took a paper from a box in front of him, and read as follows.
Georges ne put s'empêcher de murmurer. Je le pensais bien. Le notaire continua. Je vais vous lire le document, qui est très bref. Il prit un papier dans une boîte devant lui et lut ce qui suit. I, the undersigned, Paul Emile Cyprien Gontran, Count of Vaudrec, being sound in body and mind, hereby express my last wishes. As death may overtake us at any moment, I wish, in provision of his attacks, to take the precaution of making my will, which will be placed in the hands of Maître Lamineur. Moi, sous-signé, Paul-Émile Cyprien Gontran, comte de Vaudrec, saint de corps et d'esprit, exprime par les présentes mes dernières volontés. Comme la mort peut nous surprendre à tout moment, je veux, en prévision de ces atteintes, prendre la précaution de faire mon testament, qui sera déposé entre les mains de Maître Lamineur. Having no direct heirs, I leave the whole of my fortune, consisting of stock to the amount of 600,000 francs, and landed property worth about 500,000 francs, to Madame Claire Madeline du Roy, without any charge or condition. N'ayant pas d'héritier direct, je lègue toute ma fortune, composée de valeur pour un montant de 600 000 francs et de biens fonciers d'une valeur d'environ 500 000 francs à Madame Claire Madeleine du Roy sans aucune charge ni condition. I beg her to accept this gift of a departed friend as a proof of a deep, devoted, and respectful affection. The notary added, that is all. This document is dated last August and replaces one of the same nature, written 2 years back, with the name of Madame Claire Madeline Forestier. Je la prie d'accepter ce don d'un ami défunt comme preuve d'une affection profonde, dévouée et respectueuse. Le notaire ajouta, c'est tout. Ce document est daté d'août dernier et remplace un autre de même nature, écrit il y a 2 ans, au nom de Madame Claire Madeleine Forestier. I have this first will, too, which would prove, in the case of opposition on the part of the family, that the wishes of Count de Vaudrec did not vary. J'ai aussi ce premier testament, qui prouverait, en cas d'opposition de la part de la famille, que les volontés du comte de Vaudrec n'ont pas varié. Madeline, very pale, looked at her feet. George nervously twisted the end of his mustache between his fingers. The notary continued after a moment of silence. It is, of course, understood, sir, that your wife cannot accept the legacy without your consent. Madeleine, très pâle, regardait ses pieds. Georges tordit nerveusement le bout de sa moustache entre ses doigts. Le notaire continua après un moment de silence. Il est, bien entendu, convenu, monsieur, que votre épouse ne peut accepter le legs sans votre consentement. Du Roy rose and said dryly, I must ask time to reflect. The notary, who was smiling, bowed, and said in an amiable tone, I understand the scruples that cause you to hesitate, sir. Du Roy se leva et dit, sèchement, je dois demander le temps de réfléchir. Le notaire, qui souriait, s'inclina et dit d'un ton aimable, je comprends les scrupules qui vous font hésiter, monsieur. I should say that the nephew of Monsieur de Vaudrec, who became acquainted this very morning with his uncle's last wishes, stated that he was prepared to respect them, provided the sum of 100,000 francs was allowed him. Je dois dire que le neveu de Monsieur de Vaudrec, qui a pris connaissance ce matin même des dernières volontés de son oncle, a déclaré qu'il était prêt à les respecter, pourvu qu'on lui accordât la somme de 100 000 francs. In my opinion, the will is unattackable, but a lawsuit would cause a stir, which it may perhaps suit you to avoid. The world often judges things ill-naturedly. In any case, can you give me your answer on all these points before Saturday? À mon avis, le testament est inattaquable, mais un procès ferait du bruit, qu'il vous conviendra peut-être d'éviter. Le monde juge souvent les choses avec malveillance. En tout cas, pouvez-vous me donner votre réponse sur tous ces points avant samedi? George bowed, saying, Yes, sir. Then he bowed again ceremoniously, ushered out his wife, who had remained silent, and went out himself with so stiff an air that the notary no longer smiled. Georges s'inclina, disant, Oui, monsieur. Puis il salua de nouveau cérémonieusement, fit sortir sa femme, qui était restée silencieuse, et sortit lui-même d'un air si raide que le notaire ne souriait plus. As soon as they got home, Du Roy abruptly closed the door, and throwing his hat onto the bed, said, You were Vaudrec's mistress. Dès qu'il fut rentré, Du Roy ferma brusquement la porte, et jetant son chapeau sur le lit, dit, Vous étiez la maîtresse de Vaudrec.
Madeline, who was taking off her veil, turned round with a start, exclaiming, I? Oh, yes, you. A man does not leave the whole of his fortune to a woman, unless. Madeleine, qui ôtait sa voilette, se retourna en sursautant, s'écriant, Moi? Oh, oui, vous. Un homme ne lègue pas toute sa fortune à une femme, à moins que. She was trembling, and was unable to remove the pins fastening the transparent tissue. After a moment's reflection, she stammered, in an agitated tone, Come, come, you are mad. You are. Did not you, yourself, just now have hopes that he would leave us something? Elle tremblait, et ne parvenait pas à enlever les épingles qui fixaient le tissu transparent. Après un moment de réflexion, elle balbutia, d'un ton agité, Voyons, vous êtes fou, vous êtes. Vous êtes. N'avez-vous pas, vous-même, tout à l'heure, espéré qu'il nous laisserait quelque chose? George remained standing beside her, following all her emotions, like a magistrate seeking to note the least faltering on the part of an accused. He said, laying stress on every word, Yes, he might have left something to me, your husband, to me, his friend, you understand, but not to you, my wife. Georges restait debout près d'elle, suivant toutes ses émotions comme un magistrat cherchant à noter la moindre défaillance chez un accusé. Il dit, appuyant sur chaque mot, Oui, il aurait pu laisser quelque chose à moi, votre mari, à moi, son ami, vous comprenez, mais pas à vous, ma femme. The distinction is capital, essential from the point of propriety and of public opinion. Madeline in turn looked at him fixedly in the eyes, in profound and singular fashion, as though seeking to read something there. La distinction est capitale, essentielle du point de vue des convenances et de l'opinion publique. Madeleine à son tour le regarda fixement dans les yeux, d'une façon profonde et singulière, comme cherchant à y lire quelque chose. As though trying to discover that unknown part of a human being which we never fathom, and of which we can scarcely even catch rapid glimpses in those moments of carelessness or inattention, which are like doors left open, giving onto the mysterious depths of the mind. Comme essayant de découvrir cette partie inconnue d'un être humain que nous ne sondons jamais, et dont nous ne pouvons guère saisir que des aperçus rapides dans ces moments de négligence ou d'inattention, qui sont comme des portes laissées ouvertes, donnant sur les profondeurs mystérieuses de l'esprit. She said slowly, It seems to me, however, that a legacy of this importance would have been looked on as at least equally strange left to you. Elle dit lentement, Il me semble, cependant, qu'un legs de cette importance aurait été considéré comme au moins également étrange s'il vous avait été laissé. He asked abruptly, Why so? She said, Because, hesitated, and then continued, Because you are my husband, and have only known him for a short time after all, because I have been his friend for a very long while, and because his first will, made during Forestier's lifetime, was already in my favor. Il demanda brusquement, Pourquoi donc? Elle dit, Parce que hésita, puis continua, Parce que vous êtes mon mari, et ne l'avez connu que peu de temps. Après tout, parce que j'ai été son ami très longtemps, et parce que son premier testament, fait du vivant de Forestier, était déjà en ma faveur. George began to stride up and down. He said, You cannot accept. She replied in a tone of indifference, Precisely so. Then it is not worth while waiting till Saturday. We can let Maître Lamineur know at once. Georges se mit à arpenter la pièce. Il dit, Vous ne pouvez accepter. Elle répondit d'un ton d'indifférence, Précisément. Alors il ne vaut pas la peine d'attendre jusqu'à samedi. Nous pouvons faire savoir à Maître Lamineur tout de suite. He stopped short in front of her, and they again stood for some moments with their eyes riveted on one another, striving to fathom the impenetrable secret of their hearts, to cut down to the quick of their thoughts. Il s'arrêta net devant elle, et ils restèrent de nouveau quelques instants laids. Yeux rivés l'un sur l'autre, s'efforçant de sonder le secret impénétrable de leur cœur, de trancher jusqu'au vif de leurs pensées. They tried to see one another's conscience unveiled in an ardent and mute interrogation, the struggle of two beings who, living side by side, were always ignorant of one another, suspecting, sniffing round, watching, but never understanding one another to the muddy depths of their souls. Ils essayaient de voir la conscience l'un de l'autre dévoilée dans une interrogation ardente et muette, la lutte de deux êtres qui, vivant côte à côte, s'ignoraient toujours, se soupçonnant, se flairant,
se guettant, mais ne se comprenant jamais jusqu'aux profondeurs boueuses de leurs âmes. And suddenly he murmured to her face, in a low voice, "Come, admit that you were de Vaudrec's mistress." She shrugged her shoulders, saying, "You are ridiculous. Vaudrec was very fond of me, very, but there was nothing more, never." Et soudain il lui murmura au visage, à voix basse, "Voyons, avouez que vous étiez la maîtresse de Vaudrec." Elle haussa les épaules, disant, "Vous êtes ridicule. Vaudrec m'aimait beaucoup, beaucoup, mais il n'y a jamais eu rien de plus? Jamais." He stamped his foot. "You lie. It is not possible." She replied quietly, "It is so, though." He began to walk up and down again, and then, halting once more, said, "Explain, then, how he came to leave the whole of his fortune to you." Il frappa du pied. "Vous mentez. Ce n'est pas possible." Elle répondit, tranquillement, "C'est pourtant ainsi." Il se remit à marcher de long en large, puis, s'arrêtant de nouveau, dit, "Expliquez-moi donc comment il en est venu à vous laisser toute sa fortune." She did so in a careless and disinterested tone, saying, "It is quite simple. As you said just now, he had only ourselves for friends, or rather myself, for he has known me from a child. My mother was a companion at the house of some relatives of his." Elle le fit d'un ton négligent et désintéressé, disant, "C'est tout simple. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'avait que nous pour amis, ou plutôt moi, car il me connaît depuis l'enfance. Ma mère était dame de compagnie chez des parents à lui. He was always coming here, and as he had no natural heirs, he thought of me. That there was a little love for me in the matter is possible. But where is the woman who has not been loved thus? Il venait toujours ici, et comme il n'avait pas d'héritier naturel, il a pensé à moi. Qu'il y ait eu un peu d'amour pour moi dans l'affaire, c'est possible. Mais où est la femme qui n'a pas été aimée ainsi? Why should not such secret, hidden affection have placed my name at the tip of his pen when he thought of expressing his last wishes? He brought me flowers every Monday. You were not at all astonished at that, and yet he did not bring you any, did he? Pourquoi une telle affection secrète, cachée, n'aurait-elle pas mis mon nom au bout de sa plume quand il a pensé à exprimer ses dernières volontés? Il m'apportait des fleurs tous les lundis. Vous ne vous en étonniez nullement, et pourtant il ne vous en apportait pas, n'est-ce pas? Now he has given me his fortune for the same reason, and because he had no one to offer to. It would have been, on the contrary, very surprising for him to have left it to you. Why should he have done so? What were you to him? Maintenant il m'a donné sa fortune pour la même raison, et parce qu'il n'avait personne à qui l'offrir. Il aurait été, au contraire, très surprenant qu'il vous l'eût laissé. Pourquoi l'aurait-il fait? Que étiez-vous pour lui? She spoke so naturally and quietly that George hesitated. He said, however, "All the same, we cannot accept this inheritance under such conditions. The effect would be deplorable. All the world would believe it. All the world would gossip about it, and laugh at me." Elle parlait si naturellement et tranquillement que George hésita. Il dit, "Cependant, tout de même, nous ne pouvons accepter cet héritage dans de telles conditions. L'effet serait déplorable. Tout le monde y croirait. Tout le monde en jaserait et rirait de moi. My fellow journalists are already only too disposed to feel jealous of me and to attack me. I should have, before anyone, a care for my honor and my reputation. It is impossible for me to allow my wife to accept a legacy of this kind from a man whom public report has already assigned to her as a lover. Mes confrères journalistes sont déjà trop disposés à être jaloux de moi et à m'attaquer. Je devrais avoir, avant tout, le souci de mon honneur et de ma réputation. Il m'est impossible de permettre à ma femme d'accepter un legs de cette nature d'un homme que la rumeur publique lui a déjà assigné comme amant. Forestier might perhaps have tolerated it, but not me. She murmured mildly, "Well, dear, do not let us accept it. It will be $1 million the less in our pockets. That is all." Forestier l'aurait peut-être toléré, mais pas moi. Elle murmura, doucement, "Eh bien, mon cher, n'acceptons pas. Ce sera $1 million de moins dans nos poches, voilà tout." He was still walking up and down, and began to think aloud, speaking for his wife's benefit without addressing himself directly to her. Yes, $1 million. So much the worse. He did not understand, in making his will, what a fault in tact, what a breach of propriety he was committing.
Il marchait toujours de long en large et commença à penser tout haut, parlant au profit de sa femme sans s'adresser directement à elle. Oui, un million. Tant pis. Il n'a pas compris, en faisant son testament, quelle faute de tact, quel manquement aux convenances il commettait. He did not see in what a false, a ridiculous position he would place me. Everything is a matter of detail in this life. He should have left me half. That would have settled everything. Il n'a pas vu dans quelle position fausse, ridicule, il me placerait. Tout est affaire de détail dans cette vie. Il aurait dû me laisser la moitié. Cela aurait tout arrangé. He sat down, crossed his legs, and began to twist the end of his mustache, as he did in moments of boredom, uneasiness, and difficult reflection. Il s'assit, croisa les jambes, et se mit à tortiller le bout de sa moustache, comme il le faisait dans les moments d'ennui, d'inquiétude et de réflexion difficile. Madeline took up some embroidery, at which she worked from time to time, and said, while selecting her wools, I have only to hold my tongue. It is for you to reflect. Madeleine prit quelque broderie à laquelle elle travaillait de temps en temps, et dit, tout en choisissant ses laines, je n'ai qu'à me taire. C'est à vous de réfléchir. He was a long time without replying, and then said hesitatingly, the world will never understand that Vaudrec made you his sole heiress, and that I allowed it. To receive his fortune in that way would be an acknowledgment on your part of a guilty connection, and on mine of a shameful complaisance. Il fut longtemps sans répondre, puis dit, en hésitant, le monde ne comprendra jamais que Vaudrec vous ait faite son unique héritière et que je l'ai permis. Recevoir sa fortune de cette façon serait un aveu de votre part d'une liaison coupable et de la mienne d'une complaisance honteuse. Do you understand now how our acceptance of it would be interpreted? It would be necessary to find a side issue, some clever way of palliating matters. To let it go abroad, for instance, that he had divided the money between us, leaving half to the husband and half to the wife. Comprenez-vous maintenant comment notre acceptation serait interprétée? Il faudrait trouver un billet, quelque moyen habile de pallier les choses. Faire savoir, par exemple, qu'il avait partagé l'argent entre nous, laissant moitié au mari et moitié à la femme. She observed, I do not see how that can be done, since the will is plain. Oh, it is very simple. You could leave me half the inheritance by a deed of gift. We have no children, so it is feasible. In that way the mouth of public malevolence would be closed. Elle observa, je ne vois pas comment cela peut se faire, puisque le testament est clair. Oh, c'est très simple. Vous pourriez me laisser la moitié de l'héritage par un acte de donation. Nous n'avons pas d'enfants, donc c'est faisable. De cette façon la bouche de la malveillance publique serait fermée. She replied, somewhat impatiently, I do not see any the more how the mouth of public malevolence is to be closed, since the will is there, signed by Vaudrec. Elle répondit, avec quelque impatience, je ne vois pas davantage comment la bouche de la malveillance publique doit être fermée, puisque le testament est là, signé par Vaudrec. He said angrily, have we any need to show it and to paste it up on all the walls? You are really stupid. We will say that the Count de Vaudrec left his fortune between us. That is all. Il dit, avec colère, avons-nous besoin de le montrer et de l'afficher sur tous les murs? Vous êtes vraiment stupide. Nous dirons que le comte de Vaudrec a partagé sa fortune entre nous. Voilà tout. But you cannot accept this legacy without my authorization. I will only give it on condition of a division, which will hinder me from becoming a laughingstock. Mais vous ne pouvez accepter ce legs sans mon autorisation. Je ne la donnerai qu'à condition d'un partage qui m'empêchera de devenir un objet de risée. She looked at him again with a penetrating glance, and said, as you like. I am agreeable. Then he rose, and began to walk up and down again. He seemed to be hesitating anew, and now avoided his wife's penetrating glance. Elle le regarda de nouveau d'un regard pénétrant, et dit, comme vous voulez. Je suis d'accord. Alors il se leva, et se remit à marcher de long en large. Il semblait hésiter de nouveau, et évitait maintenant le regard pénétrant de sa femme. He was saying, no, certainly not. Perhaps it would be better to give it up altogether. That is more worthy, more correct, more honorable. And yet by this plan nothing could be imagined against us. Absolutely nothing.
Il disait, non, certainement pas. Il vaudrait peut-être mieux y renoncer tout à fait. C'est plus digne, plus correct, plus honorable. Et pourtant par ce plan on ne pourrait rien imaginer contre nous, absolument rien. The most unscrupulous people could only admit things as they were. He paused in front of Madeline. Well then, if you like, darling, I will go back alone to Maître Lamineur to explain matters to him and consult him. Les gens les plus malveillants ne pourraient qu'admettre les choses telles qu'elles sont. Il s'arrêta devant Madeleine. Eh bien, si vous voulez, ma chérie, je retournerai seul chez Maître Lamineur pour lui expliquer l'affaire et le consulter. I will tell him of my scruples, and add that we have arrived at the notion of a division to prevent gossip. From the moment that I accept half this inheritance, it is plain that no one has the right to smile. Je lui dirai mes scrupules et ajouterai que nous sommes arrivés à l'idée d'un partage pour éviter les commérages. Du moment que j'accepte la moitié de cet héritage, il est clair que personne n'a le droit de sourire. It is equal to saying aloud, my wife accepts because I accept, I, her husband, the best judge of what she may do without compromising herself. Otherwise, a scandal would have arisen. C'est équivalent à dire tout haut, ma femme accepte parce que j'accepte, moi, son mari, le meilleur juge de ce qu'elle peut faire sans se compromettre. Autrement, un scandale serait né. Madeline merely murmured, just as you like. He went on with a flow of words. Yes, it is all as clear as daylight with this arrangement of a division in two. We inherit from a friend who did not want to make any difference between us, any distinction. Madeleine murmura simplement, comme vous voulez. Il continua avec un flot de paroles. Oui, tout est clair comme le jour avec cet arrangement d'un partage en deux. Nous héritons d'un ami qui n'a pas voulu faire de différence entre nous, aucune distinction. Who did not wish to appear to say, I prefer one or the other after death, as I did during life. He liked the wife best, be it understood, but in leaving the fortune equally to both, he wished plainly to express that his preference was purely platonic. Qui n'a pas voulu paraître dire, je préfère l'un ou l'autre après la mort, comme je l'ai fait pendant la vie. Il préférait la femme, soit entendu, mais en laissant la fortune également aux deux, il a voulu exprimer clairement que sa préférence était purement platonique. And you may be sure that, if he had thought of it, that is what he would have done. He did not reflect. He did not foresee the consequences. As you said very appropriately just now, it was you to whom he offered flowers every week. Et vous pouvez être sûr que, s'il y avait pensé, c'est ce qu'il aurait fait. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas prévu les conséquences. Comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est à vous qu'il offrait des fleurs chaque semaine. It is to you he wished to leave his last remembrance, without taking into consideration that, she checked him, with a shade of irritation. All right, I understand. You have no need to make so many explanations. Go to the notary's at once. C'est à vous qu'il a voulu laisser son dernier souvenir, sans prendre en considération que. Elle l'arrêta, avec une nuance d'irritation. C'est bien, je comprends. Vous n'avez pas besoin de tant d'explications. Allez chez le notaire tout de suite. He stammered, reddening. You are right. I am off. He took his hat, and then, at the moment of going out, said, I will try to settle the difficulty with the nephew for 50,000 francs, eh? Il balbutia, rougissant. Vous avez raison. J'y vais. Il prit son chapeau, puis, au moment de sortir, dit, je tâcherai d'arranger la difficulté avec le neveu pour 50 000 francs, hein? She replied with dignity, no. Give him the 100,000 francs, he asks. Take them for my share, if you like. He muttered shamefacedly. Oh no, we will share that. Giving up 50,000 francs apiece. There still remains to us a clear million. Elle répondit, avec dignité, non. Donnez-lui les 100 000 francs qu'il demande. Prenez-les sur ma part, si vous voulez. Il murmura honteusement. Oh, non, nous partagerons cela. En abandonnant 50 000 francs chacun, il nous reste encore 1 million net. He added, Goodbye then for the present made. And he went off to explain to the notary the plan which he asserted had been imagined by his wife. Il ajouta, au revoir donc, pour le moment, maid. Et il partit expliquer au notaire le plan qu'il affirmait avoir été imaginé par sa femme.
They signed the next day a deed of gift of 500,000 francs, which Madeleine Duroy abandoned to her husband. On leaving the notary's office, as the day was fine, George suggested that they should walk as far as the boulevards. Ils signèrent le lendemain un acte de donation de 500 000 francs que Madeleine Duroy abandonnait à son mari. En sortant de chez le notaire, comme la journée était belle, Georges proposa qu'il marche jusqu'au boulevard. He showed himself pleasant and full of attention and affection. He laughed, pleased at everything, while she remained thoughtful and somewhat severe. It was a somewhat cool autumn day. The people in the streets seemed in a hurry and walked rapidly. Ils se montraient aimables et pleins d'attention et d'affection. Ils riaient, contents de tout, tandis qu'elle restait pensive et quelque peu sévère. C'était une journée d'automne un peu fraîche. Les gens dans les rues semblaient pressés et marchaient rapidement. Du Roy led his wife to the front of the shop in which he had so often gazed at the longed-for chronometer. "Shall I stand you some jewelry?" said he. She replied indifferently, "Just as you like." Du Roy conduisit sa femme devant le magasin où il avait si souvent contemplé le chronomètre convoité. "Vous offrirez-je quelques bijoux?" dit-il. Elle répondit indifféremment, "Comme vous voulez." They went in, and he asked, "What would you prefer, a necklace, a bracelet, or a pair of earrings?" The sight of the trinkets in gold and precious stones overcame her studied coolness, and she scanned with kindling and inquisitive eyes the glass cases filled with jewelry. Ils entrèrent, et il demanda, "Que préféreriez-vous, un collier, un bracelet ou une paire de boucles d'oreilles?" La vue des bijoux en or et de pierres précieuses triompha de sa froideur étudiée, et elle examina d'un œil qui s'allumait et curieux les vitrines remplies de bijoux. And suddenly moved by desire, said, "That is a very pretty bracelet." It was a chain of quaint pattern, every link of which had a different stone set in it. George inquired, "How much is this bracelet?" Et, soudain ému par le désir, dit, "Voilà un très joli bracelet." C'était une chaîne d'un modèle bizarre, dont chaque maillon était serti d'une pierre différente. Georges demanda, "Combien coûte ce bracelet?" 3,000 francs, sir," replied the jeweler. "If you will let me have it for 2,500, it is a bargain." The man hesitated, and then replied, "No, sir, that is impossible." 3,000 francs, monsieur, répondit le bijoutier. "Si vous me le laissez pour 2,500, c'est une affaire." L'homme hésita, puis répondit, "Non, monsieur, c'est impossible." Du Roy went on, "Come, you can throw in that chronometer for 1,500. That will make 4,000, which I will pay at once. Is it agreed? If not, I will go somewhere else." Du Roy continua, "Voyons, vous pouvez y ajouter ce chronomètre pour 1,500. Cela fera 4,000 que je paierai tout de suite. C'est convenu? Sinon, j'irai ailleurs." The jeweler, in a state of perplexity, ended by agreeing, saying, "Very good, sir." And the journalist, after giving his address, added, "You will have the monogram G.R.C. engraved on the chronometer under a baron's coronet." Le bijoutier, dans un état de perplexité, finit par accepter, disant, "Très bien, monsieur." Et le journaliste, après avoir donné son adresse, ajouta, "Vous ferez graver sur le chronomètre le monogramme G.R.C. sous une couronne de baron." Madeleine, surprised, began to smile, and when they went out, took his arm with a certain affection. She found him really clever and capable. Now that he had an income, he needed a title. It was quite right. Madeleine, surprise, se mit à sourire, et quand ils sortirent, prit son bras avec une certaine affection. Elle le trouvait vraiment habile et capable. Maintenant qu'il avait des revenus, il lui fallait un titre. C'était tout à fait juste. The jeweler bowed them out, saying, "You can depend upon me. It will be ready on Thursday, Baron." They paused before the vaudeville, at which a new piece was being played. "If you like," said he, "we will go to the theater this evening. Let us see if we can have a box." Le bijoutier les salua en sortant, disant, "Vous pouvez compter sur moi. Ce sera après jeudi, monsieur le baron." Ils s'arrêtèrent devant le vaudeville où l'on jouait une pièce nouvelle. "Si vous voulez, dit-il, nous irons au théâtre ce soir. Voyons si nous pouvons avoir une loge."
They took a box, and he continued, "Suppose we dine at a restaurant." "Oh, yes, I should like that." He was as happy as a king, and sought what else they could do. "Suppose we go and ask Madame de Morel to spend the evening with us. Her husband is at home, I hear, and I shall be delighted to see him." Ils prirent une loge, et il continua. "Si nous dînions au restaurant." "Oh, oui, cela me ferait plaisir." Il était heureux comme un roi, et cherchait ce qu'il pourrait faire d'autre. "Si nous allions demander à Madame de Marelle de passer la soirée avec nous. Son mari est à la maison, paraît-il, et je serais ravi de le voir." They went there. George, who slightly dreaded the first meeting with his mistress, was not ill-pleased that his wife was present to prevent anything like an explanation. But Clotilde did not seem to remember anything against him, and even obliged her husband to accept the invitation. Ils y allèrent. Georges, qui redoutait un peu la première rencontre avec sa maîtresse, n'était pas fâché que sa femme fût présente pour empêcher toute explication. Mais Clotilde ne sembla rien se rappeler contre lui et obligea même son mari à accepter l'invitation. The dinner was lovely, and the evening pleasant. George and Madeleine got home late. The gas was out, and to light them upstairs, the journalist struck a wax match from time to time. Le dîner fut charmant et la soirée agréable. Georges et Madeleine rentrèrent tard. Le gaz était éteint, et pour les éclairer dans l'escalier, le journaliste craqua une allumette de temps en temps. On reaching the first floor, landing a flame, suddenly starting forth as he struck, caused their two lit-up faces to show in the glass, standing out against the darkness of the staircase. They resembled phantoms, appearing and ready to vanish into the night. En arrivant au palier du premier étage, la flamme, jaillissant soudain comme il la frotta, fit apparaître leurs deux visages éclairés dans la glace se détachant sur l'obscurité de l'escalier. Ils ressemblaient à des fantômes, apparaissant et prêts à s'évanouir dans la nuit. Du Roy raised his hand to light up their reflections, and said, with a laugh of triumph, "Behold the millionaires." Du Roy leva la main pour éclairer leurs reflets, et dit, avec un rire de triomphe, "Voici les millionnaires." The conquest of Morocco had been accomplished 2 months back. France, mistress of Tangiers, held the whole of the African shore of the Mediterranean as far as Tripoli, and had guaranteed the debt of the newly annexed territory. La conquête du Maroc avait été accomplie 2 mois auparavant. La France, maîtresse de Tanger, tenait toute la côte africaine de la Méditerranée jusqu'à Tripoli et avait garanti la dette du territoire nouvellement annexé. It was said that 2 ministers had gained a score of millions over the business, and Laroche Mathieu was almost openly named. As to Walter, no one in Paris was ignorant of the fact that he had brought down 2 birds with 1 stone. On disait que 2 ministres avaient gagné une vingtaine de millions dans l'affaire, et Laroche Mathieu était presque ouvertement nommé. Quant à Walter, personne à Paris n'ignorait qu'il avait fait d'une pierre 2 coups, and made 30 or 40 millions out of a loan, and 8 to 10 millions out of the copper and iron mines, as well as out of a large stretch of territory bought for almost nothing prior to the conquest, and sold after the French occupation to companies formed to promote colonization. Et avait gagné 30 ou 40 millions sur l'emprunt et 8 à 10 millions sur les mines de cuivre et de fer, ainsi que sur une vaste étendue de territoire acheté pour presque rien avant la conquête et vendu après l'occupation française à des compagnies formées pour promouvoir la colonisation. He had become in a few days one of the lords of creation, one of those omnipotent financiers more powerful than monarchs, who cause heads to bow, mouths to stammer, and all that is base, cowardly, and envious, to well up from the depths of the human heart. Il était devenu en quelques jours un des maîtres de la création, un de ces financiers tout-puissants plus puissants que les monarques qui font baisser les têtes, balbutier les bouches et remonter du fond du cœur humain tout ce qu'il y a de bas, de lâche et d'envieux. He was no longer the Jew Walter, head of a shady bank, manager of a fishy paper, deputy suspected of illicit jobbery. He was Monsieur Walter, the wealthy Israelite. Il n'était plus le juif Walter, directeur d'une banque louche, gérant d'un journal véreux, député soupçonné de tripotages illicites. Il était Monsieur Walter, le riche Israélite. He wished to show himself off. Aware of the monetary embarrassments of the prince to Carlsberg,
who owned one of the finest mansions in the Rue de Faubourg Saint-Honoré, with a garden giving onto the Champs-Élysées. Il voulait se montrer. Connaissant les embarras pécuniaires du prince de Karlsbourg, qui possédait un des plus beaux hôtels de la rue du Faubourg Saint-Honoré, avec un jardin donnant sur les Champs-Élysées. He proposed to him to buy house and furniture, without shifting a stick, within 24 hours. He offered 3 millions, and the prince, tempted by the amount, accepted. The following day Walter installed himself in his new domicile. Il lui proposa d'acheter hôtel et mobilier sans déplacer un meuble dans les 24 heures. Il offrit 3 millions, et le prince, tenté par la somme, accepta. Le lendemain, Walter s'installait dans son nouveau domicile. Then he had another idea, the idea of a conqueror who wishes to conquer Paris, the idea of a Bonaparte. The whole city was flocking at that moment to see a great painting by the Hungarian artist, Karl Markowitsch. Puis il eut une autre idée, l'idée d'un conquérant qui veut conquérir Paris, l'idée d'un Bonaparte. Toute la ville accourait en ce moment pour voir une grande toile de l'artiste hongrois Karl Markowitsch, exhibited at a dealer's named Jacques Lenable, and representing Christ walking on the water. The art critics, filled with enthusiasm, declared the picture the most superb masterpiece of the century. Exposé chez un marchand nommé Jacques Lenoble et représentant le Christ marchant sur les eaux. Les critiques d'art, transportés d'enthousiasme, déclaraient cette toile le chef-d'œuvre le plus superbe du siècle. Walter bought it for 400,000 francs and took it away, thus cutting suddenly short a flow of public curiosity, and forcing the whole of Paris to speak of him in terms of envy, blame, or approbation. Walter l'acheta 400 000 francs et l'enleva, coupant ainsi brusquement court à un afflux de curiosité publique et forçant tout Paris à parler de lui en termes d'envie, de blâme ou d'approbation. Then he had it announced in the papers that he would invite everyone known in Parisian society to view at his house some evening this triumph of the foreign master, in order that it might not be said that he had hidden away a work of art. Puis il fit annoncer dans les journaux qu'il inviterait tous les gens connus de la société parisienne à venir voir chez lui, un soir, ce triomphe du maître étranger, afin qu'on ne pût pas dire qu'il avait caché une œuvre d'art. His house would be open, let those who would come. It would be enough to show at the door the letter of invitation. This ran as follows: Monsieur and Madame Walter beg of you to honor them with your company on December 30th, between 9 and 12 p.m., to view the picture by Karl Markowitsch, Jesus walking on the waters, lit up by electric light. Sa maison serait ouverte, que viennent ceux qui voudraient. Il suffirait de montrer à la porte la lettre d'invitation. Elle était ainsi conçue. Monsieur et Madame Walter ont l'honneur de vous prier de leur faire le plaisir de venir voir chez eux, le 30 décembre, de 9h à minuit, le tableau de Karl Markowitsch, Jésus marchant sur les eaux, éclairé à la lumière électrique. Then, as a postscript in small letters, dancing after midnight. So those who wished to stay could, and out of these the Walters would recruit their future acquaintances. The others would view the picture, the mansion, and their owners with worldly curiosity, insolent and indifferent, and would then go away as they came. Puis, en postscriptum, en petites lettres, on dansera après minuit. Ainsi ceux qui voudraient rester le pourraient, et les Walter recruteraient parmi eux leurs relations futures. Les autres viendraient voir le tableau, l'hôtel et les propriétaires avec cette curiosité mondaine, insolente et indifférente, puis s'en iraient comme ils étaient venus. But Daddy Walter knew very well that they would return later on, as they had come to his Israelite brethren grown rich like himself. The first thing was that they should enter his house, all these titled paupers who were mentioned in the papers. Mais Papa Walter savait bien qu'ils reviendraient plus tard, comme ils étaient venus chez ses frères israélites enrichis comme lui. L'essentiel était qu'ils entrassent chez lui, tous ces pauvres titrés dont on parlait dans les journaux. And they would enter it to see the face of a man who had gained 50 millions in 6 weeks. They would enter it to see and note who else came there. They would also enter it because he had had the good taste and dexterity to summon them to admire a Christian picture at the home of a child of Israel. Et ils y entreraient pour voir la figure d'un homme qui avait gagné 50 millions en 6 semaines. Ils y entreraient pour voir et remarquer qui d'autres y venaient.
Ils y entreraient aussi parce qu'il avait eu le bon goût et l'adresse de les convoquer pour admirer un tableau chrétien chez un enfant d'Israël. He seemed to say to them, "You see, I have given 500,000 francs for the religious masterpiece of Markowitz, Jesus walking on the waters. And this masterpiece will always remain before my eyes in the house of the Jew Walter." Il semblait leur dire, "Voyez, j'ai donné 500 000 francs pour le chef-d'œuvre religieux de Markowitz, Jésus marchant sur les eaux. Et ce chef d'œuvre demeurera toujours sous mes yeux dans la maison du juif Walter." In society there had been a great deal of talk over these invitations, which, after all, did not pledge one in any way. One could go there as one went to see watercolors at Monsieur Petit's. Dans le monde, on avait beaucoup parlé de ces invitations qui, après tout, n'engageaient à rien. On pouvait y aller comme on allait voir les aquarelles chez Monsieur Petit. The Walters owned a masterpiece, and threw open their doors one evening, so that everyone could admire it. Nothing could be better. The Vie Française for a fortnight past had published every morning a note on this coming event of the December 30th, and had striven to kindle public curiosity. Les Walter possédaient un chef-d'œuvre et ouvraient leurs portes un soir pour que chacun pût l'admirer. Rien de mieux. La Vie Française, depuis 15 jours, publiait tous les matins une note sur cette soirée prochaine du 30 décembre et s'efforçait d'exciter la curiosité publique. Du Roy was furious at the governor's triumph. He had thought himself rich with the 500,000 francs extorted from his wife, and now he held himself to be poor, fearfully poor, when comparing his modest fortune with the shower of millions that had fallen around him, without his being able to pick any of it up. Du Roy était furieux du triomphe du patron. Il s'était cru riche avec les 500 000 francs extorqués à sa femme, et maintenant il se tenait pour pauvre, affreusement pauvre, en comparant sa modeste fortune à la pluie de millions qui était tombée autour de lui, sans qu'il pût en ramasser. His envious hatred waxed daily. He was angry with everyone, with the Walters, whom he had not been to see at their new home, with his wife, who, deceived by Laroche Matthew, had persuaded him not to invest in the Morocco loan. Sa haine envieuse croissait chaque jour. Il en voulait à tout le monde, au Walter, qu'il n'était point allé voir dans leur nouvel hôtel, à sa femme, qui, trompée par Laroche Mathieu, l'avait dissuadé de prendre de l'emprunt marocain. And above all, with the minister who had tricked him, who had made use of him, and who dined at his table twice a week. George was his agent, his secretary, his mouthpiece, and when he was writing from his dictation, felt wild longings to strangle this triumphant foe. Et, surtout, au ministre qu'il avait joué, qui s'était servi de lui, et qui dînait à sa table 2 fois par semaine. Georges était son agent, son secrétaire, son porte-parole, et quand il écrivait sous sa dictée, il ressentait des envies folles d'étrangler cet ennemi triomphant. As a minister, Laroche Matthew had shown modesty and mien, and in order to retain his portfolio, did not let it be seen that he was gorged with gold. But Du Roy felt the presence of this gold in the haughtier tone of the parvenu barrister, in his more insolent gestures, his more daring affirmation, his perfect self-confidence. En tant que ministre, Laroche Mathieu avait montré de la modestie dans les manières et pour garder son portefeuille, ne laissait pas voir qu'il était gorgé d'or. Mais Du Roy sentait la présence de cet or dans le ton plus hautain de l'avocat parvenu, dans ses gestes plus insolents, ses affirmations plus audacieuses, sa parfaite assurance. Laroche Matthew now reigned in the Du Roy household, having taken a place and the days of the Count de Vaudrec, and spoke to the servants like a second master. George tolerated him with a quiver running through him like a dog who wants to bite, and dares not. Laroche Mathieu régnait maintenant chez les Du Roy, ayant pris la place et les jours du comte de Vaudrec, et parlait aux domestiques comme un second maître. Georges le tolérait avec un frémissement qui le parcourait comme un chien qui veut mordre et n'ose pas. But he was often harsh and brutal towards Madeleine, who shrugged her shoulders and treated him like a clumsy child. She was, besides, astonished at his continual ill humor, and repeated, "I cannot make you out. You are always grumbling, and yet your position is a splendid one." Mais il était souvent dur et brutal envers Madeleine, qui haussait les épaules et le traitait comme un enfant maladroit. Elle était, d'ailleurs, étonnée de sa mauvaise humeur continuelle et répétait,
Je ne te comprends pas. Tu grognes toujours, et pourtant ta situation est superbe. He would turn his back, without replying. He had declared at first that he would not go to the governor's entertainment, and that he would never more set foot in the house of that dirty Jew. Il tournait le dos sans répondre. Il avait déclaré d'abord qu'il n'irait pas à la soirée du patron et qu'il ne remettrait jamais les pieds dans la maison de ce sale juif. For 2 months Madame Walter had been writing to him daily, begging him to come, to make an appointment with her whenever he liked, in order, she said, that she might hand over the 70,000 francs she had gained for him. Depuis 2 mois Madame Walter lui écrivait chaque jour, le suppliant de venir, de lui donner un rendez-vous quand il voudrait, afin, disait-elle, qu'elle pût lui remettre les 70 000 francs qu'elle avait gagnés pour lui. He did not reply, and threw these despairing letters into the fire. Not that he had renounced receiving his share of their profits, but he wanted to madden her, to treat her with contempt, to trample her under feet. Il ne répondait pas, et jetait au feu ses lettres désespérées. Non qu'il eût renoncé à toucher sa part des bénéfices, mais il voulait la rendre folle, la traiter avec mépris, la fouler aux pieds. She was too rich. He wanted to show his pride. The very day of the exhibition of the picture, as Madeline pointed out to him that he was very wrong not to go, he replied, "Hold your tongue. I shall stay at home." Elle était trop riche. Il voulait montrer sa fierté. Le jour même de l'exposition du tableau, comme Madeleine lui faisait observer qu'il avait grand tort de ne pas y aller, il répondit, "Tais-toi. Je resterai chez moi." Then after dinner he suddenly said, "It will be better, after all, to undergo this affliction. Get dressed at once." She was expecting this, and said, "I will be ready in a quarter of an hour." Puis après dîner, il dit brusquement, "Il vaudra mieux après tout subir cette corvée. Habille-toi tout de suite." Elle s'y attendait, et dit, "Je serai prête dans un quart d'heure." He dressed growling, and even in the cab he continued to spit out his spleen. The courtyard of the Carlsberg mansion was lit up by 4 electric lights, looking like 4 small bluish moons, one at each corner. Il s'habilla en grognant, et même dans le fiacre il continua à exhaler sa bile. La cour de l'hôtel de Karlsburg était éclairée par 4 foyers électriques qui avaient l'air de 4 petites lunes bleuâtres, une à chaque coin. A splendid carpet was laid down the high flight of steps, on each of which a footman in livery stood motionless as a statue. Du Roy muttered, "Here's a fine show-off for you," and shrugged his shoulders, his heart contracted by jealousy. Un tapis magnifique était posé sur le haut perron, à chaque marche duquel un valet en livrée se tenait immobile comme une statue. Du Roy murmura, "En voilà un étalage," et haussa les épaules, le cœur crispé par la jalousie. His wife said, "Be quiet and do likewise." They went in, and handed their heavy outer garments to the footmen who advanced to meet them. Several ladies were also there with their husbands, freeing themselves from their furs. Sa femme dit, "Tais-toi et fais de même." Ils entrèrent et remirent leurs lourds vêtements d'hiver aux valets qui s'avançaient. Plusieurs dames s'y trouvaient aussi avec leurs maris, se débarrassant de leur fourrure. Murmurs of, "It is very beautiful, could be heard. The immense entrance hall was hung with tapestry, representing the adventures of Mars and Venus. To the right and left were the 2 branches of a colossal double staircase, which met on the first floor. On entendait des murmures. "C'est très beau, très beau." L'immense vestibule était tendu de tapisseries représentant les aventures de Mars et de Vénus. À droite et à gauche s'élevaient les 2 branches d'un escalier double colossal qui se rejoignait au premier étage. The banisters were a marvel of wrought iron work, the dull old gilding of which glittered with discreet luster beside the steps of pink marble. At the entrance to the reception rooms 2 little girls, one in a pink folly costume, and the other in a blue one, offered a bouquet of flowers to each lady. This was held to be charming. La rampe était une merveille de ferronnerie, dont la dorure ancienne et terne scintillait d'un éclat discret le long des marches de marbre rose. À l'entrée des salons, 2 fillettes, l'une en costume de folie rose, l'autre en costume de folie bleue, offraient des bouquets à chaque dame. Cela fut trouvé charmant. The reception rooms were already crowded. Most of the ladies were in outdoor dress.
showing that they came there as to any other exhibition. Those who intended remaining for the ball were bare-armed and bare-necked. Les salons regorgeaient déjà de monde. La plupart des dames étaient en toilette de ville, montrant qu'elles venaient là comme à toute autre exposition. Celles qui comptaient rester pour le bal avaient les bras nus et la gorge découverte. Madame Walter, surrounded by her friends, was in the second room acknowledging the greetings of the visitors. Many of these did not know her and walked about as though in a museum, without troubling themselves about the masters of the house. Madame Walter, entourée de ses amis, se tenait dans le second salon, recevant les saluts des visiteurs. Beaucoup de ceux-ci ne la connaissaient point et se promenaient comme dans un musée, sans se préoccuper des maîtres de maison. When she perceived Du Roy, she grew livid, and made a movement as though to advance towards him. Then she remained motionless, awaiting him. He greeted her ceremoniously, while Madeleine overwhelmed her with affection and compliments. Quand elle aperçut Du Roy, elle devint livide et fit un mouvement comme pour s'avancer vers lui. Puis elle demeura immobile, l'attendant. Il la salua cérémonieusement, tandis que Madeleine l'accablait d'amabilité et de compliments. Then George left his wife with her and lost himself in the crowd, to listen to the spiteful things that assuredly must be said. 5 reception rooms opened one into the other, hung with costly stuffs, Italian embroideries, or Oriental rugs of varying shades and styles, and bearing on their walls pictures by old masters. Alors Georges laissa sa femme auprès d'elle et se perdit dans la foule pour écouter les méchancetés qu'on ne manquerait pas de dire. 5 salons se suivaient, tendus d'étoffes précieuses, de broderies italiennes ou de tapis d'Orient aux nuances et aux styles variés, et portant sur leurs murs des tableaux de maîtres anciens. People stopped above all to admire a small room in the Louis XVI style, a kind of boudoir lined with silk, with bouquets of roses on a pale blue ground. The furniture of gilt wood, upholstered in the same material, was admirably finished. On s'arrêtait surtout pour admirer un petit salon style Louis XVI, une sorte de boudoir tendu de soie à bouquet de roses sur fond bleu pâle. Les meubles, en bois doré, recouverts de la même étoffe, étaient d'un fini admirable. George recognized some well-known people, the Duchess de Farisine, the Count and Countess de Ravenel, General Prince d'Andermont, the beautiful Marchioness de Dunes, and all those folk who are seen at first performances. Georges reconnut quelques personnes connues, la duchesse de Ferracinet, le comte et la comtesse de Ravenal, le général prince d'Andremont, la belle marquise des Dunes et tous ces gens qu'on voit aux premières. Représentation. He was suddenly seized by the arm, and a young and pleased voice murmured in his ear, "Ah, here you are at last, you naughty pretty boy. How is it one no longer sees you?" Il fut soudain saisi par le bras, et une voix jeune et joyeuse murmura dans son oreille, "Ah, te voilà enfin, méchant bel ami. Comment se fait-il qu'on ne te voit plus?" It was Susan Walter, scanning him with her enamel-like eyes from beneath the curly cloud of her fair hair. He was delighted to see her again, and frankly pressed her hand. Then, excusing himself, he said, "I have not been able to come. I have had so much to do during the past 2 months that I have not been out at all." C'était Suzanne Walter, qui l'examinait de ses yeux d'émail sous le nuage frisé de ses cheveux blonds. Il fut ravi de la revoir et lui serra franchement la main. Puis, s'excusant, il dit, « Je n'ai pas pu venir. J'ai eu tant à faire depuis 2 mois que je ne suis pas sorti du tout." She said with her serious air, "That is wrong, very wrong. You have caused us a great deal of pain, for we adore you, Mamma, and I. As to myself, I cannot get on without you. When you are not here, I am bored to death." Elle dit, de son air sérieux, "C'est mal, très mal. Vous nous avez fait beaucoup de peine, car nous vous adorons, maman et moi. Quant à moi, je ne peux me passer de vous. Quand vous n'êtes pas là, je m'ennuie à mourir. You see, I tell you so plainly, so that you may no longer have the right of disappearing like that. Give me your arm, I will show you Jesus walking on the waters myself. It is right away at the end, beyond the conservatory. Vous voyez que je vous le dis carrément, pour que vous n'ayez plus le droit de disparaître comme cela. Donnez-moi votre bras, je vous montrerai moi-même Jésus marchant sur les eaux. C'est tout au fond, au-delà de la serre.
Papa had it put there so that they should be obliged to see everything before they could get to it. It is astonishing how he is showing off this place. Papa l'a fait mettre là pour qu'on soit obligé de tout voir avant d'y arriver. C'est étonnant comme il fait des embarras de cet hôtel. They went on quietly among the crowd. People turned round to look at this good-looking fellow and this charming little doll. A well-known painter said, "What a pretty pair. They go capitally together." Il cheminait doucement au milieu de la foule. Les gens se retournaient pour regarder ce beau garçon et cette ravissante poupée. Un peintre connu dit, "Quel joli couple. Ils vont admirablement ensemble." George thought, if I had been really clever, this is the girl I should have married. It was possible. How is it I did not think of it? How did I come to take that other one? What a piece of stupidity. We always act too impetuously, and never reflect sufficiently. Georges pensait, si j'avais été vraiment habile, c'est cette fille-là que j'aurais épousée. C'était possible. Comment n'y ai-je point songé? Comment ai-je été prendre l'autre? Quelle sottise. On agit toujours trop impulsivement, et jamais assez réflexément. And envy, bitter envy, sank drop by drop into his mind like a gall, embittering all his pleasures, and rendering existence hateful. Susan was saying, "Oh, do come often, pretty boy. We will go in for all manner of things now. Papa is so rich. We will amuse ourselves like madcaps." Et l'envie amère, lui tombait dans l'esprit goutte à goutte, comme un fiel, gâtant tous ses plaisirs, rendant odieuse l'existence. Suzanne disait, "Oh, venez souvent, belle amie, nous ferons toutes sortes de choses maintenant que papa est si riche. Nous nous amuserons comme des folles." He answered, still following up his idea, "Oh, you will marry now. You will marry some prince, a ruined one, and we shall scarcely see one another." She exclaimed frankly, "Oh, no, not yet. I want someone who pleases me a great deal, who pleases me altogether. I am rich enough for two." Il répondit, suivant toujours son idée, "Oh, vous allez vous marier maintenant. Vous épouserez quelque prince, un ruiné, et nous ne nous verrons plus guère." Elle s'écria, franchement, "Oh, non, pas encore. Je veux quelqu'un qui me plaise beaucoup, qui me plaise tout à fait. Je suis assez riche pour deux." He smiled with a haughty and ironical smile, and began to point out to her people that were passing, very noble folk who had sold their rusty titles to the daughters of financiers like herself, and who now lived with or away from their wives, but free, impudent, known, and respected. Il sourit d'un sourire hautain et ironique, et se mit à lui désigner les gens qui passaient, des gens très nobles qui avaient vendu leurs titres rouillés aux filles de financiers comme elle, et qui vivaient maintenant avec ou loin de leurs femmes, mais libres, effrontés, connus et respectés. He concluded with, "I will not give you 6 months before you are caught with that same bait. You will be a marchioness, a duchess, or a princess, and will look down on me from a very great height, miss." Il conclut, "Je ne vous donne pas 6 mois avant d'être prise à ce même appât. Vous serez marquise, duchesse ou princesse, et vous me regarderez de très haut, mademoiselle." She grew indignant, tapped him on the arm with her fan, and vowed that she would marry according to the dictates of her heart. He sneered, "We shall see about all that. You are too rich." Elle se fâcha, lui tapa sur le bras avec son éventail et jura qu'elle épouserait selon son cœur. Il ricana, "Nous verrons cela, vous êtes trop riche." She remarked, "But you, too, have come in for an inheritance." He uttered in a tone of contempt, "Oh, not worth speaking about. Scarcely 20,000 francs a year, not much in these days." Elle remarqua, "Mais vous aussi, vous avez hérité." Il prononça d'un ton de mépris, "Oh, pas la peine d'en parler. À peine 20 000 francs de rente, pas lourd par le temps qui court." "But your wife has also inherited." "Yes, 1,000,000 between us. 40,000 francs income. We cannot even keep a carriage on it." They had reached the last of the reception rooms, and before them lay the conservatory, a huge winter garden full of tall, tropical trees, sheltering clumps of rare flowers. "Mais votre femme a hérité aussi." "Oui, 1,000,000 à nous deux. 40 000 francs de rente. Nous ne pouvons seulement pas tenir voiture là-dessus."
Ils avaient atteint le dernier des salons, et devant eux s'étendait la serre, un immense jardin d'hiver plein de grands arbres des pays chauds abritant des massifs de fleurs rares. Penetrating beneath this somber greenery, through which the light streamed like a flood of silver, they breathed the warm odor of damp earth, and an air heavy with perfumes. It was a strange sensation, at once sweet, unwholesome, and pleasant, of a nature that was artificial, soft, and enervating. En pénétrant sous cette verdure sombre où la lumière coulait comme une onde d'argent, ils respirèrent l'odeur tiède de la terre humide et un air chargé de parfums. C'était une sensation étrange, douce, malsaine et charmante, de nature factice, molle et énervante. They walked on carpets exactly like moss, between two thick clumps of shrubs. All at once Duroy noticed on his left, under a wide dome of palms, a broad basin of white marble, large enough to bathe in, and on the edge of which 4 large Delph swans poured forth water through their open beaks. Il marchait sur des tapis pareils à de la mousse entre 2 massifs épais d'arbustes. Tout à coup Duroy aperçut à sa gauche, sous un large dôme de palmier, un large bassin de marbre blanc, assez grand pour s'y baigner, et sur le bord duquel 4 grands cygnes de Delphes versaient l'eau par leurs becs ouverts. The bottom of the basin was strewn with golden sand, and swimming about in it were some enormous goldfish, quaint Chinese monsters, with projecting eyes and scales edged with blue, mandarins of the waters, who were called, thus suspended above this gold-colored ground, the embroideries of the flowery land. Le fond du bassin était semé de sable doré, et nageait dedans d'énormes poissons rouges, d'étranges monstres chinois, aux yeux saillants, aux écailles bordées de bleu, sortes de mandarins des eaux qui rappelaient, errant ainsi sur ce fond couleur d'or, les broderies du pays fleuri. The journalist halted with beating heart. He said to himself, "Here is luxury. These are the houses in which one ought to live. Others have arrived at it. Why should not I?" Le journaliste s'arrêta le cœur battant. Il se disait, voilà le luxe. Voilà les maisons où il faudrait vivre. D'autres y sont arrivés. Pourquoi pas moi? He thought of means of doing so, did not find them at once, and grew irritated at his powerlessness. His companion, somewhat thoughtful, did not speak. He looked at her in sidelong fashion, and again thought, to marry this little puppet would suffice. Il songeait aux moyens d'y parvenir, ne les trouvait pas tout de suite, et s'irritait de son impuissance. Sa compagne, un peu rêveuse, ne parlait point. Il la regardait de côté, et pensait encore, il suffirait pourtant d'épouser cette poupée. But Susan all at once seemed to wake up. "Attention," said she, and pushing George through a group, which barred their way, she made him turn sharply to the right. Mais Suzanne tout à coup sembla se réveiller. "Attention," dit-elle, et poussant Georges à travers un groupe qui barrait leur passage, elle lui fit tourner brusquement à droite. In the midst of a thicket of strange plants, which extended in the air their quivering leaves, opening like hands with slender fingers, was seen the motionless figure of a man standing on the sea. Au milieu d'un bosquet de plantes bizarres qui étendaient en l'air leurs feuilles tremblantes, ouvertes comme des mains aux doigts grêles, on apercevait un homme immobile, debout sur la mer. The effect was surprising. The picture, the sides of which were hidden in the moving foliage, seemed a black spot upon a fantastic and striking horizon. It had to be carefully looked at in order to understand it. L'effet était saisissant. Le tableau, dont les bords se perdaient dans la verdure mobile, semblait un trou noir sur un horizon fantastique et saisissant. Il fallait bien regarder pour comprendre. The frame cut the center of the ship in which were the apostles, scarcely lit up by the oblique rays from a lantern, the full light of which one of them, seated on the bulwarks, was casting upon the approaching Savior. Le cadre coupait le milieu de la barque où étaient les apôtres, à peine éclairé par les rayons obliques d'une lanterne dont l'un d'eux, assis sur le bordage, dirigeait la clarté sur le Sauveur qui s'approchait. Jesus was advancing with his foot upon a wave, which flattened itself submissively and caressingly beneath the divine tread. All was dark about him. Only the stars shone in the sky. Jésus s'avançait le pied sur une lame qui s'aplatissait, soumise et caressante, sous le pied divin. Tout était sombre autour de lui. Seules les étoiles brillaient au ciel. The faces of the apostles, in the vague light of the lantern,
seemed convulsed with surprise. It was a wonderful and unexpected work of a master, one of those works which agitate the mind and give you something to dream of for years. Les figures des apôtres, dans la lueur vague de la lanterne, semblaient convulsées de surprise. C'était bien là une œuvre surprenante et inattendue d'un maître, une de ces œuvres qui bouleversent la pensée et vous laissent rêver pendant des années. People who look at such things at the outset remain silent, and then go thoughtfully away, and only speak later on of the worth of the painting. Roy, having contemplated it for some time, said, "It is nice to be able to afford such trifles." Les gens qui regardent ces choses-là d'abord restent silencieux, puis s'en vont pensifs et ne parlent qu'ensuite de la valeur de l'œuvre. Duroy, l'ayant contemplé quelque temps, dit « C'est beau de pouvoir se payer de ces bibelots-là. » But as he was pushed against by others coming to see it, he went away, still keeping on his arm Susan's little hand, which he squeezed slightly. She said, "Would you like a glass of champagne? Come to the refreshment buffet. We shall find Papa there." Mais comme il était poussé par d'autres qui venaient voir, il s'éloigna, gardant toujours au bras la petite main de Suzanne, qu'il serrait un peu. Elle dit, « Voulez-vous un verre de champagne? Allons au buffet. Nous y trouverons Papa." And they slowly passed back through the saloons, in which the crowd was increasing, noisy, and at home, the fashionable crowd of a public fete. George all at once thought he heard a voice say, "It is Laroche Matthew and Madame Duroy." Et ils repassèrent lentement les salons où la foule augmentait, bruyante et à l'aise, foule élégante de fête publique. Georges crut entendre tout à coup une voix dire, « C'est Laroche Mathieu et Madame Duroy." These words flitted past his ear like those distant sounds borne by the wind. Whence came they? He looked about on all sides, and indeed saw his wife passing by on the minister's arm. Ces paroles glissèrent à son oreille comme ces bruits lointains que porte le vent. D'où venait-elle? Il regarda de tous les côtés et aperçut en effet sa femme qui passait au bras du ministre. They were chatting intimately, in a low tone, smiling, and with their eyes fixed on one another's. He noticed that people whispered as they looked at them, and he felt within him a stupid and brutal desire to spring upon them, these two creatures, and smite them down. Il causait intimement, à voix basse, en souriant, les yeux dans les yeux. Il crut remarquer qu'on chuchotait en les regardant, et il sentit en lui une envie stupide et brutale de se jeter sur eux, sur ces deux êtres, et de les abattre à coups de poing. She was making him ridiculous. He thought of Forestier. Perhaps they were saying, "That cuckold Duroy." Who was she? A little parvenu sharp enough, but really not over-gifted with parts. Elle le rendait ridicule. Il pensa à Forestier. Peut-être, disait-on, ce cocu de Duroy. Qu'était-elle? Une petite parvenue assez fine, mais sans grand talent réellement. People visited him, because they feared him, because they felt his strength, but they must speak in unrestrained fashion of this little journalistic household. He would never make any great way with this woman, who would always render his home a suspected one, who would always compromise herself, whose very bearing betrayed the woman of intrigue. On le fréquentait parce qu'on le redoutait, parce qu'on sentait sa force, mais on devait parler sans contrainte de ce petit ménage de journalistes. Il ne ferait jamais rien de grand avec cette femme qui rendrait toujours son foyer suspect, qui se compromettrait toujours, dont l'allure même dénonçait la femme d'intrigue. She would now be a cannonball riveted to his ankle. Ah, if he had only known, if he had only guessed. What a bigger game he would have played. What a fine match he might have won with this little Susan for stakes. How was it he had been blind enough not to understand that? Elle serait maintenant un boulet rivé à sa cheville. Ah, s'il avait su, s'il avait deviné. Quel plus gros jeu il aurait joué. Quelle belle partie il aurait pu gagner avec cette petite Suzanne pour enjeu. Comment avait-il été assez aveugle pour ne pas comprendre cela? They reached the dining room, an immense apartment, with marble. Columns and walls hung with old tapestry. Walter perceived his descriptive writer, and darted forward to take him by the hands. He was intoxicated with joy. Ils atteignirent la salle à manger, vaste appartement à colonnes de marbre, aux murs tendus de vieilles tapisseries.
Walter aperçut son rédacteur et s'élança pour lui prendre les mains. Il était ivre de joie. Have you seen everything? Have you shown him everything, Susan? What a lot of people. A pretty boy. Did you see the Prince de Gurch? He came and drank a glass of punch here just now, he exclaimed. Avez-vous tout vu? Lui as-tu tout montré, Suzanne? Que de monde? Un bel ami. As-tu vu le prince de Guerche? Il est venu boire un verre de punch ici tout à l'heure, s'écria-t-il. Then he darted towards the Senator Risselin, who was towing along his wife, bewildered, and bedecked like a stall at a fair. A gentleman bowed to Susan, a tall, thin fellow slightly bald, with yellow whiskers, and that air of good breeding which is everywhere recognizable. Puis il se précipita vers le sénateur Rissolin, qui remorquait sa femme, effarée et empanachée comme un étalage de foire. Un monsieur salua Suzanne, grand, mince, un peu chauve, à favoris blonds, et ayant cette tenue de bon ton qu'on reconnaît partout. George heard his name mentioned, the Marquis de Cazals, and became suddenly jealous of him. How long had she known him? Since her accession to wealth, no doubt. He divined a suitor. Georges entendit prononcer son nom, le Marquis de Cazolles, et devint brusquement jaloux de lui. Depuis quand le connaissait-elle? Depuis sa fortune? Sans doute. Il devina un prétendant. He was taken by the arm. It was Norbert de Varenne. The old poet was airing his long hair and worn dress coat with a weary and indifferent air. This is what they call amusing themselves, said he. By and by they will dance, and then they will go bed, and the little girls will be delighted. Have some. Champagne. It is capital. On le prit par le bras. C'était Norbert de Varenne. Le vieux poète promenait sa longue chevelure et son habit râpé avec un air las et indifférent. Voilà ce qu'ils appellent s'amuser, dit-il. Tout à l'heure ils danseront, puis ils iront se coucher, et les petites filles seront ravies. Prenez du champagne, il est excellent. He had a glass filled for himself, and bowing to Du Roy, who had taken another, said, I drink to the triumph of wit over wealth. Then he added softly, not that wealth on the part of others hurts me, or that I am angry at it, but I protest on principle. Il se fit emplir un verre, et saluant Du Roy qui en avait pris un autre. Je bois au triomphe de l'esprit sur l'argent. Puis il ajouta, doucement, non que l'argent des autres me gêne ou me révolte. Mais je proteste par principe. George no longer listened to him. He was looking for Susan, who had just disappeared with the Marquis de Cazals, and abruptly quitting Norbert de Varenne, set out in pursuit of the young girl. Georges ne l'écoutait plus. Il cherchait Suzanne, qui venait de disparaître avec le Marquis de Cazolles, et, quittant brusquement Norbert de Varenne, il se mit à la poursuite de la jeune fille. A dense crowd in quest of refreshments checked him. When he at length made his way through it, he found himself face to face with the Damerels. He was still in the habit of meeting the wife, but he had not for some time past met the husband. Une foule épaisse en quête de rafraîchissement l'arrêta. Quand il eut réussi à la traverser, il se trouva face à face avec les Damerels. Il avait encore l'habitude de rencontrer la femme, mais il n'avait point vu le mari depuis quelque temps. Who seized both his hands, saying, How can I thank you, my dear fellow, for the advice you gave me through Clotilde? I have gained close on 100,000 francs over the Morocco loan. It is to you I owe them. You are a valuable friend. Celui-ci lui saisit les deux mains. Comment vous remercier, mon cher ami, du conseil que vous m'avez donné par Clotilde? J'ai gagné près de 100 000 francs avec l'emprunt marocain. C'est à vous que je les dois. Vous êtes un ami précieux. Several men turned round to look at the pretty and elegant brunette. Du Roy replied, In exchange for that service, my dear fellow, I am going to take your wife, or rather to offer her my arm. Husband and wife are best apart, you know. Plusieurs hommes se retournèrent pour regarder la jolie et élégante brune. Du Roy répondit, En échange de ce service, mon cher ami, je vais vous prendre votre femme, ou plutôt lui offrir mon bras. Mari et femme valent mieux séparés, vous savez. Monsieur de Morel bowed, saying, You are quite right. If I lose you, we will meet here in an hour. Exactly.
The pair plunged into the crowd, followed by the husband. Monsieur de Marelle s'inclina. Vous avez bien raison. Si je vous perds, nous nous retrouverons ici dans 1 heure. Parfaitement. Et le couple s'enfonça dans la foule, suivi du mari. Clotilde kept saying, "How lucky these Walters are. That is what it is to have business intelligence." George replied, "Bah, clever men always make a position one way or another." Clotilde répétait, "Qu'ils sont heureux ces Walters. C'est cela d'avoir l'intelligence des affaires." Georges répondit, "Bah, les hommes forts arrivent toujours, d'une façon ou d'une autre." She said, "Here are 2 girls who will have from 20 to 30 millions apiece. Without reckoning that Susan is pretty." He said nothing. His own idea, coming from another's mouth, irritated him. Elle dit, "Voici 2 filles qui auront de 20 à 30 millions chacune. Sans compter que Suzanne est jolie." Il ne dit rien. Sa propre pensée, sortant d'une autre bouche, l'agaçait. She had not yet seen the picture of Jesus walking on the water, and he proposed to take her to it. They amused themselves by talking scandal of the people they recognized, and making fun of those they did not. Elle n'avait point encore vu le tableau de Jésus marchant sur les eaux, et il proposa de l'Y conduire. Ils s'amusèrent à dire du mal des gens qu'ils reconnaissaient, et à se moquer de ceux qu'ils ne connaissaient point. Saint Potton passed by, bearing on the lapel of his coat a number of decorations, which greatly amused them. An ex-ambassador following him showed far fewer. Du Roy remarked, "What a mixed salad of society." Saint Potton passa, portant sur le revers de son habit un nombre de décorations qui les divertit beaucoup. Un ancien ambassadeur qui le suivait en montrait bien moins. Du Roy remarqua, "Quelle salade de société." Boisrenard, who shook hands with him, had also adorned his buttonhole with a green and yellow ribbon worn on the day of the duel. The Viscountess de Percimer, fat and bedecked, was chatting with the Duke in the little Louis XVI boudoir. Boisrenard, qui lui serra la main, avait aussi orné sa boutonnière du ruban vert et jaune qu'il portait le jour du duel. La Vicomtesse de Percemur, grasse et empanachée, causait avec un duc dans le petit boudoir Louis XVI. George whispered, an amorous tête-à-tête, but on passing through the greenhouse, he noticed his wife seated beside Laroche Matthew, both almost hidden behind a clump of plants. They seemed to be asserting, "We have appointed a meeting here, a meeting in public, for we do not care a rap what people think." Georges murmura, un tête-à-tête amoureux. Mais en traversant la serre, il aperçut sa femme assise auprès de Laroche Mathieu, tous deux presque cachés derrière un massif de plantes. Il semblait affirmer, nous. Sommes donnés rendez-vous ici, rendez-vous public. Car nous nous moquons du qu'en dira-t-on. Madame de Morel agreed that the Jesus of Karl Markowitsch was astounding, and they retraced their steps. They had lost her husband. George inquired, "And Lorraine, is she still angry with me?" Madame de Marelle convint que le Jésus de Karl Markowitsch était étourdissant, et ils revinrent sur leurs pas. Ils avaient perdu le mari. Georges demanda, "Et Lorraine, m'en veut-elle toujours?" "Yes, still so as much as ever. She refuses to see you, and walks away when you are spoken of." He did not reply. The sudden enmity of this little girl vexed and oppressed him. "Oui, toujours autant. Elle refuse de vous voir et elle s'en va quand on parle de vous." Il ne répondit point. L'inimitié subite de cette fillette le vexait et l'oppressait. Susan seized on them as they passed through a doorway, exclaiming, "Ah, here you are. Well, pretty boy, you must remain alone. I am going to take away Clotilde to show her my room." Suzanne les saisit au passage d'une porte, s'écriant, "Ah, vous voilà. Eh bien, belle amie, vous allez rester seule. Je vais emmener Clotilde pour lui montrer ma chambre." The two moved rapidly away, gliding through the throng with that undulating snake-like motion women know how to adopt in a crowd. Almost immediately, a voice murmured, "George." Les deux femmes s'éloignèrent rapidement, glissant à travers la foule de ce mouvement onduleux de couleuvre que savent prendre les femmes dans la cohue. Presque aussitôt une voix murmura, "Georges." It was Madame Walter, who went on in a low tone, "Oh,
How ferociously cruel you are. How you do make me suffer, without reason. I told Susan to get your companion away, in order to be able to say a word to you. C'était Madame Walter, qui reprit à voix basse. Oh, comme vous êtes férocement cruel. Comme vous me faites souffrir sans raison. J'ai dit à Suzanne d'emmener votre compagne afin de pouvoir vous dire un mot. Listen, I must speak to you this evening. I must, or you don't know what I will do. Go into the conservatory. You will find a door on the left leading into the garden. Follow the path in front of it. At the end of it, you will find an arbor. Wait for me there in 10 minutes' time. Écoutez, il faut que je vous parle ce soir, il le faut, ou vous ne savez pas ce que je ferai. Allez dans la serre. Vous trouverez une porte à gauche qui donne sur le jardin. Suivez l'allée en face. Au bout, vous trouverez une tonnelle. Attendez-moi là dans 10 minutes. If you won't, I declare to you that I will create a scene here at once. He replied loftily, Very well. I will be at the spot you mention within 10 minutes. And they separated. Si vous refusez, je vous déclare que je fais un esclandre ici, tout de suite. Il répondit hautement, Soit. Je serai dans 10 minutes à l'endroit que vous indiquez. Et ils se séparèrent. But Jacques Rival almost made him behindhand. He had taken him by the arm and was telling him a lot of things in a very excited manner. He had no doubt come from the refreshment buffet. Mais Jacques Rival faillit le mettre en retard. Il l'avait pris par le bras et lui racontait un tas de choses d'un air très animé. Il sortait sans doute du buffet. At length Du Roy left him in the hands of Monsieur de Morel, whom he had come across, and bolted. He still had to take precautions not to be seen by his wife or La Roche-Mathieu. Enfin Du Roy le laissa aux mains de M. de Marelle, qui l'avait retrouvé, et se sauva. Il lui fallait encore prendre des précautions pour n'être point vu de sa femme ni de La Roche-Mathieu. He succeeded, for they seemed deeply interested in something, and found himself in the garden. The cold air struck him like an ice bath. He thought, Confound it, I shall catch cold, and tied his pocket-handkerchief round his neck. Il y réussit, car il paraissait fort occupé par quelque chose, et se trouva dans le jardin. L'air froid le saisit comme un bain de glace. Il pensa, Fichtre, je vais m'enrhumer, et noua son mouchoir de poche autour de son cou. Then he slowly went along the walk, seeing his way with difficulty after coming out of the bright light of the reception rooms. He could distinguish to the right and left leafless shrubs, the branches of which were quivering. Puis il s'en alla lentement dans l'allée, distinguant mal son chemin après la vive clarté des salons. Il distinguait à droite et à gauche des arbustes sans feuilles dont les branches frissonnaient. Light filtered through their branches, coming from the windows of the mansion. He saw something white in the middle of the path in front of him, and Madame Walter, with bare arms and bosom, said in a quivering voice, Ah, here you are. You want to kill me then? De la lumière filtrait entre leurs branches, venant des fenêtres de l'hôtel. Il aperçut quelque chose de blanc au milieu du chemin devant lui, et Madame Walter, les bras et la poitrine nus, dit d'une voix frémissante, Ah, vous voilà, vous voulez donc me tuer? He answered quickly, No melodramatics, I beg of you, or I shall bolt at once. She had seized him round the neck, and with her lips close to his, said, But what have I done to you? You are behaving towards me like a wretch. What have I done to you? Il répondit vivement, Pas de mélodrame, je vous prie, ou je file tout de suite. Elle l'avait saisi par le cou, les lèvres près des siennes, disait, Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous vous conduisez avec moi comme un misérable. Qu'est-ce que je vous ai fait? He tried to repulse her. You wound your hair round every one of my buttons. The last time I saw you, and it almost brought about a rupture between my wife and myself. Il chercha à la repousser. Vous avez enroulé vos cheveux autour de tous mes boutons la dernière fois que je vous ai vu, et cela a failli amener une rupture entre ma femme et moi. She was surprised for a moment, and then, shaking her head, said, Oh, your wife would not mind. It was one of your mistresses who had made a scene over it. I have no mistresses. Elle fut surprise un moment, puis, secouant la tête, Oh, votre femme ne s'en serait pas souciée. C'est une de vos maîtresses qui vous a fait une scène là-dessus. Je n'ai point de maîtresse.
Nonsense. But why do you no longer ever come to see me? Why do you refuse to come to dinner, even once a week, with me? What I suffer is fearful. I love you to that degree that I no longer have a thought that is not for you. Allons donc. Mais pourquoi ne venez-vous plus jamais me voir? Pourquoi refusez-vous de venir dîner, même une fois par semaine, chez moi? Ce que je souffre est affreux. Je vous aime à ce point que je n'ai plus une pensée qui ne soit pour vous. That I see you continually before my eyes, that I can no longer say a word without being afraid of uttering your name. You cannot understand that, I know. It seems to me that I am seized in someone's clutches, tied up in a sack, I don't know what. Que je vous vois sans cesse devant mes yeux, que je ne peux plus dire un mot sans avoir peur de prononcer votre nom. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Il me semble que je suis prise dans des griffes, ficelée dans un sac, je ne sais quoi. Your remembrance, always with me, clutches my throat, tears my chest, breaks my legs, so as to no longer leave me strength to walk. And I remain like an animal sitting all day on a chair thinking of you. Votre souvenir, toujours présent, me serre la gorge, me déchire la poitrine, me casse les jambes à ne plus me laisser de force pour marcher. Et je reste comme une bête, toute la journée sur une chaise, à penser à vous. He looked at her with astonishment. She was no longer the big, frolicsome tomboy he had known, but a bewildered, despairing woman, capable of anything. A vague project, however, arose in his mind. Il la regardait avec stupeur. Ce n'était plus la grosse gamine folâtre qu'il avait connue, mais une femme éperdue, désespérée, capable de tout. Un projet vague, cependant, naissait en son esprit. He replied, "My dear, love is not eternal. We take and we leave one another. But when it drags on, as between us two, it becomes a terrible drag. I will have no more of it. That is the truth." Il répondit, "Ma chère amie, l'amour n'est pas éternel. On se prend et on se quitte. Mais quand cela traîne, comme entre nous deux, cela devient un boulet terrible. Je n'en veux plus. Voilà la vérité. However, if you can be reasonable and receive and treat me as a friend, I will come as I used to. Do you feel capable of that?" She placed her two bare arms on George's coat and murmured, "I am capable of anything in order to see you. Cependant, si vous pouvez être raisonnable, me recevoir et me traiter en ami, je viendrai comme autrefois. Vous en sentez-vous capable?" Elle posa ses deux bras nus sur l'habit de Georges et murmura, "Je suis capable de tout pour vous voir." "Then it is agreed on," said he. "We are friends and nothing more." She stammered, "It is agreed on," and then, holding out her lips to him, one more kiss, the last. He refused gently, saying, "No, we must keep to our agreement." "Alors c'est convenu," dit-il, "nous sommes amis, et rien de plus." Elle balbutia, "C'est convenu." Puis, lui tendant ses lèvres, encore un baiser, le dernier. Il refusa doucement, "Non, il faut tenir nos conventions." She turned aside, wiping away a couple of tears, and then, drawing from her bosom a bundle of papers tied with pink silk ribbon, offered it to Du Roy, saying, "Here, it is your share of the profit in the Morocco affair. I was so pleased to have gained it for you. Here, take it." Elle se détourna, essuyant deux larmes, puis, tirant de son corsage un paquet de papier noué d'un ruban de soie rose, elle l'offrit à Du Roy. "Tenez, c'est votre part de bénéfice dans l'affaire du Maroc. J'étais si heureuse d'avoir gagné cela pour vous. Tenez, prenez." He wanted to refuse, observing, "No, I will not take that money." Then she grew indignant. "Ah, so you won't take it now. It is yours only. If you do not take it, I will throw it into the gutter. You won't act like that, George." Il voulut refuser. "Non, je ne prendrai point cet argent." Alors elle s'indigna. "Ah, vous ne voulez pas le prendre maintenant. C'est à vous seul. Si vous ne le prenez pas, je le jette au ruisseau. Vous n'allez pas faire cela, Georges." He received the little bundle and slipped it into his pocket. "We must go in," said he. "You will catch cold." She murmured, "So much the better if I could die." Il reçut le petit paquet et le glissa dans sa poche. "Il faut rentrer," dit-il, "vous allez prendre froid." Elle murmura, "Tant mieux, si je pouvais mourir." She took one of his hands, kissed it passionately, with rage and despair,
and fled towards the mansion. He returned, quietly reflecting. Then he re-entered the conservatory with haughty forehead and smiling lip. Elle prit une de ses mains, la baisa passionnément, avec rage et désespoir, et s'enfuit vers l'hôtel. Il revint, réfléchissant tranquillement. Puis il rentra dans la serre, le front hautain et la lèvre souriante. His wife and LaRoche Matthew were no longer there. The crowd was thinning. It was becoming evident that they would not stay for the dance. He perceived Susan arm in arm with her sister. Sa femme et LaRoche Mathieu n'y étaient plus. La foule s'éclaircissait. Il devenait évident qu'on ne resterait pas pour le bal. Il aperçut Suzanne au bras de sa sœur. They both came towards him to ask him to dance the first quadrille with the Count de la Tour-Ivelin. He was astonished and asked, "Who is he to?" Susan answered maliciously, "A new friend of my sister's." Elles vinrent toutes deux vers lui pour lui demander de danser le premier quadrille avec le comte de la Tour-Ivelin. Il s'étonna. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Suzanne répondit, malicieusement, un nouvel ami de ma sœur. Rose blushed and murmured, "You are very spiteful, Susan. He is no more my friend than yours." Susan smiled, saying, "Oh, I know all about it." Rose, annoyed, turned her back on them and went away. Rose rougit et murmura, "Tu es très méchante. Suzanne, il n'est pas plus mon ami que le tien." Suzanne saw it. "Oh, je sais bien." Rose, vexée, leur tourna le dos et s'en alla. Du Roy familiarly took the elbow of the young girl left standing beside him, and said in his caressing voice, "Listen, my dear, you believe me to be your friend?" "Yes, pretty boy. You have confidence in me?" "Quite." Du Roy prit familièrement le coude de la jeune fille restée près de lui, et dit de sa voix caressante, "Écoutez, ma chérie, vous me croyez bien votre amie?" "Oui, belle amie." "Vous avez confiance en moi?" "Tout à fait." "You remember what I said to you just now." "What about?" "About your marriage, or rather about the man you are going to marry." "Yes." "Well, then, you will promise me one thing?" "Yes, but what is it?" "Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure?" "À propos de quoi?" "À propos de votre mariage, ou plutôt de l'homme que vous épouserez." "Oui. Eh bien, vous me promettrez une chose." "Oui, mais quoi?" "To consult me every time that your hand is asked for, and not to accept anyone without taking my advice." "Very well. And to keep this a secret between us two. Not a word of it to your father or your mother." "Not a word." "De me consulter chaque fois qu'on demandera votre main, et de n'accepter personne sans prendre mon avis." "Très bien. Et de garder cela secret entre nous deux. Pas un mot de cela à votre père ou à votre mère." "Pas un mot." "It is a promise, then?" "It is a promise." Rival came up with a bustling air. "Mademoiselle, your papa wants you for the dance." She said, "Come along, pretty boy." But he refused, having made up his mind to leave at once, wishing to be alone in order to think. "C'est promis. C'est promis." Rival arriva done air affair. "Mademoiselle, votre papa vous demande pour la danse." Elle dit, "Venez donc, belle amie." Mais il refusa, ayant pris la résolution de partir tout de suite, voulant être seul pour réfléchir. Too many new ideas had entered his mind, and he began to look for his wife. In a short time he saw her drinking chocolate at the buffet, with two gentlemen unknown to him. Trop d'idées nouvelles lui étaient entrées dans l'esprit, et il se mit à chercher sa femme. Il la vit bientôt qui prenait du chocolat au buffet avec deux messieurs qu'il ne connaissait point. She introduced her husband without mentioning their names to him. After a few moments he said, "Shall we go?" "When you like." She took his arm, and they walked back through the reception rooms, in which the public were growing few. Elle présenta son mari sans lui dire le nom de ces messieurs. Au bout de quelques instants, il dit, "Partons-nous?" "Quand tu voudras." Elle prit son bras, et ils retraversèrent les salons où le public diminuait. She said, "Where's Madame Walter? I should like to wish her goodbye." "It is better not to. She would try to keep us for the ball, and I have had enough of this." "That is so, you are quite right." Elle dit, "Où est Madame Walter? Je voudrais lui dire adieu." "Mieux vaut ne pas. Elle chercherait à nous retenir pour le bal, et j'en ai assez comme cela." "C'est vrai, tu as bien raison." All the way home, they were silent.
But as soon as they were in their room, Madeline said smilingly, before even taking off her veil, "I have a surprise for you." He growled ill-temperedly. "What is it?" "Guess." "I will make no such effort." Tout le long de la route, ils gardèrent le silence. Mais aussitôt dans leur chambre, Madeleine dit en souriant, avant même d'ôter sa voilette, "J'ai une surprise pour toi." Il grogna de mauvaise humeur. "Quoi donc?" "Devine." "Je ne me donnerai pas cette peine." "Well, the day after tomorrow is the 1st of January." "Yes." "The time for New Year's gifts." "Yes. Here's one for you that La Roche Matthew gave me just now." "Eh bien, après-demain, c'est le 1er janvier." "Oui. L'époque des étrennes." "Oui. Voici la tienne que La Roche Mathieu vient de me donner pour toi." She gave him a little black box resembling a jewel case. He opened it indifferently and saw the cross of the Legion of Honor. He grew somewhat pale, then smiled, and said, "I should have preferred 10 millions. That did not cost him much." Elle lui tendit une petite boîte noire pareille à un écrin de bijoux. Il l'ouvrit avec indifférence et aperçut la croix de la Légion d'honneur. Il pâlit un peu, puis sourit, et dit, "J'aurais mieux aimé 10 millions. Ça ne lui coûtait pas cher." She had expected an outburst of joy, and was irritated at this coolness. "You are really incredible. Nothing satisfies you now," said she. He replied tranquilly, "That man is only paying his debt, and he still owes me a great deal." Elle s'attendait à un transport de joie et s'irrita de cette froideur. "Tu es vraiment incroyable. Rien ne te satisfait maintenant," dit-elle. Il répondit tranquillement, "Cet homme ne fait que payer sa dette, et il me doit encore beaucoup." She was astonished at his tone and resumed, "It is though a big thing at your age." He remarked, "All things are relative. I could have something bigger now." Elle fut surprise de son ton, et reprit, "C'est pourtant beau à ton âge." Il observa, "Tout est relatif. J'aurais pu avoir mieux maintenant." He had taken the case, and placing it on the mantel-shelf, looked for some moments at the glittering star it contained. Then he closed it and went to bed, shrugging his shoulders. Il avait pris l'écrin, et le posant sur la cheminée, il contempla quelques instants l'étoile brillante qu'il contenait. Puis il le referma, et s'alla coucher en haussant les épaules. The Journal Officiel of the 1st of January announced the nomination of Monsieur Prosper George Du Roy, journalist, to the dignity of Chevalier of the Legion of Honor, for special services. The name was written in 2 words, which gave George more pleasure than the derivation itself. Le journal officiel du 1er janvier annonça la nomination de Monsieur Prosper Georges Duroy, journaliste au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour services exceptionnels. Le nom était écrit en 2 mots, ce qui fit plus de plaisir à Georges que la distinction elle-même. An hour after having read this piece of news, he received a note from Madame Walter, begging him to come and dine with her that evening with his wife, to celebrate his new honors. 1 heure après avoir lu cette nouvelle, il reçut un mot de Madame Walter le priant de venir dîner chez elle le soir même avec sa femme, pour fêter ça. Nouvelle décoration. He hesitated for a few moments, and then throwing this note, written in ambiguous terms, into the fire, said to Madeline, "We are going to dinner at the Walters this evening." She was astonished. "Why, I thought you never wanted to set foot in the house again." Il hésita quelques instants, puis jetant au feu ce billet écrit en termes ambigus, il dit à Madeleine, "Nous dînons chez les Walters ce soir." Elle s'étonna. "Tiens, je croyais que tu ne voulais plus jamais remettre les pieds chez eux." He only remarked, "I have changed my mind." When they arrived, Madame Walter was alone in the little Louis XVI boudoir she had adopted for the reception of personal friends. Dressed in black, she had powdered her hair, which rendered her charming. Il se contenta de remarquer, "J'ai changé d'avis." Quand ils arrivèrent, Madame Walter était seule dans le petit boudoir Louis XVI qu'elle avait adopté pour recevoir ses amis intimes. Vêtue de noir, elle avait poudré ses cheveux, ce qui la rendait charmante. She had the air at a distance of an old woman, and close at hand of a young one, and when one looked at her well, of a pretty snare for the eyes. Elle avait l'air, de loin, d'une vieille femme, et, de près, d'une jeune, et, quand on la regardait bien, d'un joli piège pour les yeux.
You are in mourning? Inquired Madeline. She replied sadly, Yes and no. I have not lost any relative, but I have reached the age when one wears the mourning of one's life. I wear it today to inaugurate it. In future, I shall wear it in my heart. Vous êtes en deuil? Demanda Madeleine. Elle répondit tristement, Oui et non. Je n'ai perdu aucun parent. Mais j'ai atteint l'âge où l'on porte le deuil de sa vie. Je le porte aujourd'hui pour l'inaugurer. Désormais, je le porterai dans mon cœur. Du Roy thought, Will this resolution hold good? The dinner was somewhat dull. Susan alone chattered incessantly. Rose seemed preoccupied. The journalist was warmly congratulated. Du Roy pensa, Cette résolution tiendra-t-elle? Le dîner fut un peu morne. Suzanne seule bavardait sans cesse. Rose semblait préoccupée. Le journaliste fut chaudement félicité. During the evening, they strolled chatting through the saloons and the conservatory. As Du Roy was walking in the rear with Madame Walter, she checked him by the arm. Listen, said she in a low voice, I will never speak to you of anything again, never. Dans la soirée, on se promena en causant par les salons et la serre. Comme Du Roy marchait en arrière avec Madame Walter, elle l'arrêta par le bras. Écoutez, dit-elle à voix basse, je ne vous parlerai plus jamais de rien, jamais. But come and see me, George. It is impossible for me to live without you impossible. It is indescribable torture. I feel you. I cherish you before my eyes, in my heart, all day and all night. Mais venez me voir, Georges. Il m'est impossible de vivre sans vous, impossible. C'est une torture indescriptible. Je vous sens, je vous chéris devant mes yeux, dans mon cœur, tout le jour et toute la nuit. It is as though you had caused me to drink a poison which was eating me away within. I cannot bear it. No, I cannot bear it. I am willing to be nothing but an old woman for you. C'est comme si vous m'aviez fait boire un poison qui me ronge dedans. Je ne peux pas le supporter. Non, je ne peux pas le supporter. Je veux bien n'être qu'une vieille femme pour vous. I have made my hair white to show you so, but come here, only come here from time to time as a friend. She had taken his hand and was squeezing it, crushing it, burying her nails in his flesh. J'ai blanchi mes cheveux pour vous le montrer, mais venez ici, venez ici. Seulement de temps en temps en ami. Elle avait pris sa main et la serrait, l'écrasait, y enfonçait ses ongles. He answered quietly, It is understood, then. It is useless to speak of all that again. You see, I came today at once on receiving your letter. Il répondit tranquillement, C'est entendu. Il est inutile de reparler de tout cela. Vous voyez que je suis venu aujourd'hui tout de suite en recevant votre lettre. Walter, who had walked on in advance with his two daughters and Madeline, was waiting for Du Roy beside the picture of Jesus walking on the waters. Fancy, said he, laughing. I found my wife yesterday on her knees before this picture, as if in a chapel. She was paying her devotions. How I did laugh. Walter, qui avait marché en avant avec ses deux filles et Madeleine, attendait Du Roy près du tableau de Jésus marchant sur les eaux. Figurez-vous, dit-il en riant, j'ai trouvé hier ma femme à genoux devant ce tableau, comme dans une chapelle. Elle faisait ses dévotions. Comme j'ai ri. Madame Walter replied in a firm voice, a voice thrilling with secret exultation. It is that Christ who will save my soul. He gives me strength and courage every time I look at him. Madame Walter répondit d'une voix ferme, d'une voix vibrante d'exaltation secrète. C'est ce Christ-là qui sauvera mon âme. Il me donne de la force et du courage chaque fois que je le regarde. And pausing in front of the divinity, standing amidst the waters, she murmured, How handsome he is! How afraid of him those men are, and yet how they love him. Look at his head, his eyes, how simple yet how supernatural at the same time. Et s'arrêtant devant le Dieu debout sur les flots, elle murmura, Comme il est beau, comme ces hommes ont peur de lui, et comme il l'aime pourtant. Regardez sa tête, ses yeux, comme c'est simple et surnaturel en même temps. Susan exclaimed, But he resembles you, pretty boy. I am sure he resembles you. If you had a beard, or if he was clean-shaven, you would be both alike. Oh, but it is striking. Suzanne s'écria,
Mais il vous ressemble, belle amie. Je suis sûr qu'il vous ressemble. Si vous aviez des favoris, ou s'il était rasé, vous seriez tout pareil. Oh, mais c'est frappant. She insisted on his standing beside the picture, and they all, indeed, recognized that the two faces resembled one another. Everyone was astonished. Walter thought it very singular. Elle voulut qu'il se plaçât près de la toile, et tous, en effet, reconnurent que les deux visages se ressemblaient. Chacun s'étonna. Walter trouva la chose très singulière. Madeline, smiling, declared that Jesus had a more manly air. Madame Walter stood motionless, gazing fixedly at the face of her lover beside the face of Christ, and had become as white as her hair. Madeleine, souriant, déclara que Jésus avait l'air plus viril. Madame Walter demeurait immobile, contemplant fixement le visage de son amant à côté du visage du Christ, et elle était devenue aussi blanche que ses cheveux. During the remainder of the winter, the Duroys often visited the Walters. George even dined there by himself continually, Madeline saying she was tired, and preferring to remain at home. Pendant le reste de l'hiver, les Duroy visitèrent souvent les Walters. Georges y dînait même continuellement seul, Madeleine disant qu'elle était fatiguée et préférant rester chez elle. He had adopted Friday as a fixed day, and Madame Walter never invited anyone that evening. It belonged to Pretty Boy, to him alone. After dinner they played cards and fed the goldfish, amusing themselves like a family circle. Il avait adopté le vendredi comme jour fixe, et Madame Walter n'invitait jamais personne ce soir-là. Il appartenait à Bel-Ami, à lui seul. Après dîner, on jouait aux cartes, on nourrissait les poissons rouges, on s'amusait comme en famille. Several times behind a door or a clump of shrubs in the conservatory, Madame Walter had suddenly clasped George in her arms, and pressing him with all her strength to her breast, had whispered in his ear, I love you till it is killing me. Plusieurs fois derrière une porte ou un massif d'arbustes de la serre, Madame Walter avait soudain saisi Georges dans ses bras, et le serrant de toute sa force contre sa poitrine, lui avait murmuré à l'oreille, je vous aime à en mourir. But he had always coldly repulsed her, replying in a dry tone, If you begin that business once again, I shall not come here any more. Mais il l'avait toujours froidement repoussée, répondant d'un ton sec, Si vous recommencez ce manège, je ne viendrai plus ici. Towards the end of March, the marriage of the two sisters was all at once spoken about. Rose, it was said, was to marry the Count de la Tour-Ivelin, and Susan the Marquis de Cazals. Vers la fin de mars, on parla tout à coup du mariage des deux sœurs. Rose, disait-on, devait épouser le comte de la Tour-Ivelin et Suzanne le marquis de Cazals. These two gentlemen had become familiars of the household, those familiars to whom special favors and marked privileges are granted. George and Susan continued to live in a species of free and fraternal intimacy, romping for hours, making fun of everyone, and seeming greatly to enjoy one another's company. Ces deux messieurs étaient devenus des familiers de la maison, ces familiers à qui l'on accorde des faveurs spéciales et des privilèges marqués. Georges et Suzanne continuaient à vivre dans une sorte d'intimité libre et fraternelle, folâtrant pendant des heures, se moquant de tout le monde et paraissant prendre grand plaisir à leur compagnie mutuelle. They had never spoken again of the possible marriage of the young girl, nor of the suitors who offer themselves. The governor had brought George home to lunch one morning. Madame Walter was called away immediately after the repast to see one of the tradesmen. Il n'avait jamais reparlé du mariage possible de la jeune fille, ni des prétendants qui se présentaient. Le patron avait ramené Georges déjeuner un matin. Madame Walter fut appelée immédiatement après le repas pour voir un des fournisseurs. And the young fellow said to Susan, Let us go and feed the goldfish. They each took a piece of crumb of bread from the table, and went into the conservatory. Et le jeune homme dit à Suzanne, Allons nourrir les poissons rouges. Ils prirent chacun un morceau de mie de pain sur la table et passèrent dans la serre. All along the marble-brimmed cushions were left lying on the ground, so that one could kneel down round the basin, so as to be nearer the fish. They each took one of these, side by side, and bending over the water, began to throw in pellets of bread rolled between the fingers.
Tout le long du rebord de marbre des coussins traînaient par terre, pour qu'on puisse s'agenouiller autour du bassin, afin d'être plus près des poissons. Ils en prirent chacun un, côte à côte, et se penchant sur l'eau, se mirent à jeter des boulettes de pain roulé entre les doigts. The fish, as soon as they caught sight of them, flocked round, wagging their tails, waving their fins, rolling their great projecting eyes, turning round, diving to catch the bait as it sank, and coming up at once to ask for more. Les poissons, dès qu'ils les aperçurent, accoururent en remuant la queue, agitant leurs nageoires, roulant leurs gros yeux saillants, tournant, plongeant pour saisir la proie qui coulait, et remontant aussitôt en demander d'autres. They had a funny action of the mouth, sudden and rapid movements, a strangely monstrous appearance, and against the sand of the bottom stood out a bright red, passing like flames through the transparent water, or showing, as soon as they halted, the blue edging to their scales. Ils avaient des mouvements drôles de la bouche, des gestes brusques et rapides, un aspect étrangement monstrueux, et sur le sable du fond se détachaient en rouge vif, passant comme des flammes dans l'eau transparente, ou montrant, dès qu'ils s'arrêtaient, la bordure bleue de leurs écailles. George and Susan saw their own faces looking up in the water, and smiled at them. All at once he said in a low voice, "It is not kind to hide things from me, Susan." "What do you mean, pretty boy?" asked she. Georges et Suzanne voyaient leur propre visage qui se regardait dans l'eau, et il leur souriait. Tout à coup, il dit à voix basse, « Ce n'est pas gentil de me cacher les choses? Suzanne, que veux-tu dire, belle amie? Demanda-t-elle. Don't you remember what you promised me here on the evening of the fete? No, to consult me every time your hand was asked for. Well, it has been asked for. By whom? You know very well. Ne te rappelles-tu pas ce que tu m'as promis ici, le soir de la fête? Non, de me consulter chaque fois qu'on demanderait ta main. Eh bien, on l'a demandé. Par qui? Tu le sais bien. No, I swear to you. Yes, you do. That great fop, the Marquis de Cazals. He is not a fop in the first place. It may be so, but he is stupid, ruined by play, and worn out by dissipation. It is really a nice match for you, so pretty, so fresh, and so intelligent. Non, je te le jure. Si tu le sais. Ce grand fat, le Marquis de Cazals. Ce n'est pas un fat, d'abord. Soit, mais c'est un sot, ruiné par le jeu, et usé par la noce. Voilà bien un beau parti pour toi. Si jolie, si fraîche et si intelligente. She inquired, smiling. What have you against him? I, nothing. Yes, you have. He is not all that you say. Nonsense. He is a fool and an intriguer. She turned round somewhat, leaving off looking into the water, and said, Come, what is the matter with you? Elle demanda en souriant, Qu'est-ce que tu as contre lui? Moi, rien. Si, tu as quelque chose. Il n'est pas tout ce que tu dis. Allons donc. C'est un sot et un intrigant. Elle se tourna un peu, cessant de regarder dans l'eau, et dit, Voyons, qu'est-ce que tu as? He said, as though a secret was being wrenched from the bottom of his heart, I am jealous of him. She was slightly astonished, saying, You? Yes, I. Why so? Because I am in love with you, and you know it very well, you naughty girl. Il dit, comme si on lui arrachait un secret du fond du cœur, Je suis jaloux de lui. Elle fut un peu étonnée. Toi? Oui, moi. Pourquoi donc? Parce que je suis amoureux de toi, et tu le sais bien, méchante. She said in a severe tone, You are mad, pretty boy. He replied, I know very well that I am mad. Ought I to have admitted that I, a married man, to you a young girl? I am more than mad. I am guilty. I have no possible hope, and the thought of that drives me out of my senses. Elle dit, d'un ton sévère, Tu es fou, belle amie. Il répondit, Je sais bien que je suis fou. Aurais-je dû avouer cela? Moi, homme marié, à toi, jeune fille, je suis plus que fou, je suis coupable. Je n'ai aucun espoir possible, et cette pensée me rend fou. And when I hear it said that you are going to be married, I have fits of rage enough to kill someone. You must forgive me this, Susan. He was silent. Et quand j'entends dire que tu vas te marier, j'ai des colères à tuer quelqu'un. Il faut me pardonner cela, Suzanne. Il se tut. The whole of the fish, to whom bread was no longer being thrown, were motionless, drawn up in line like English soldiers, and looking at the bent heads of those two,
who were no longer troubling themselves about them. Tous les poissons, à qui on ne jetait plus de pain, demeuraient immobiles, rangés en bataille comme des soldats anglais, et regardant ces deux têtes penchées qui ne s'occupaient plus d'eux. The young girl murmured, half sadly, half gaily, "It is a pity that you are married. What would you? Nothing can be done. It is settled." La jeune fille murmura, moitié triste, moitié gaie, "C'est dommage que tu sois mariée. Que veux-tu? On n'y peut rien. C'est fini." He turned suddenly toward her, and said right in her face, "If I were free, would you marry me?" She replied, in a tone of sincerity, "Yes, pretty boy, I would marry you, for you please me far better than any of the others." Il se tourna brusquement vers elle et dit en plein visage, "Si j'étais libre, m'épouseriez-vous?" Elle répondit d'un ton de sincérité, "Oui, belle amie, je t'épouserai, car tu me plais beaucoup mieux que tous les autres." He rose and stammered, "Thanks, thanks. Do not say yes to anyone yet, I beg of you. Wait a little longer, I entreat you. Will you promise me this much?" Il se leva et balbutia, "Merci, merci. Ne dis encore oui à personne, je t'en prie. Attends encore un peu, je t'en supplie. Me promets-tu cela?" She murmured somewhat uneasily, and without understanding what he wanted, "Yes, I promise you." Du Roy threw the lump of bread he still held in his hand into the water, and fled as though he had lost his head, without wishing her good-bye. Elle murmura, un peu inquiète et sans comprendre ce qu'il voulait, "Oui, je te le promets." Du Roy jeta dans l'eau la boule de pain qu'il tenait encore dans sa main et s'enfuit comme s'il avait perdu la tête, sans lui dire adieu. All the fish rushed eagerly at this lump of crumb, which floated, not having been kneaded in the fingers, and nibbled it with greedy mouths. They dragged it away to the other end of the basin, and forming a moving cluster, a kind of animated and twisting flower, a live flower fallen into the waterhead. Downwards. Tous les poissons se précipitèrent avec avidité sur cette boulette de mie qui flottait, n'ayant point été pétrie dans les doigts, et la grignotèrent de leur bouche gourmande. Ils l'entraînèrent vers l'autre bout du bassin, formant un groupe mouvant, une sorte de fleur animée et tournoyante, une fleur vivante tombée dans l'eau la tête en bas. Susan, surprised and uneasy, got up and returned slowly to the dining room. The journalist had left. He came home, very calm, and as Madeline was writing letters, said to her, "Are you going to dine at the Walters on Friday?" "I am going." Suzanne, surprise et inquiète, se leva et retourna lentement vers la salle à manger. Le journaliste était parti. Il rentra très calme, et comme Madeleine écrivait des lettres, il lui dit, "Dînez-vous chez les Walters vendredi?" "Moi, j'y vais." She hesitated and replied, "No, I do not feel very well. I would rather stay at home." He remarked, "Just as you like." Then he took his hat and went out again at once. Elle hésita et répondit, "Non, je ne me sens pas très bien. J'aimerais mieux rester à la maison." Il observa, "Comme tu voudras." Puis il prit son chapeau et ressortit aussitôt. For some time past he had been keeping watch over her, following her about, knowing all her movements. The hour he had been awaiting was at length at hand. He had not been deceived by the tone in which he had said, "I would rather stay at home." Depuis quelque temps il la surveillait, la suivait, connaissait tous ses mouvements. L'heure qu'il attendait était enfin venue. Il ne s'était pas trompé sur le ton avec lequel elle avait dit, "J'aimerais mieux rester à la maison." He was very amiable toward her during the next few days. He even appeared lively, which was not usual, and she said, "You are growing quite nice again." Il fut très aimable avec elle pendant les jours suivants. Il parut même gai, ce qui n'était pas habituel, et elle dit, "Tu redeviens tout à fait gentil." He dressed early on the Friday, in order to make some calls before going to the governor's, he said. He started just before 6, after kissing his wife, and went and took a cab at the place Notre Dame de Lorette. Il s'habilla de bonne heure le vendredi, afin de faire quelques visites avant d'aller chez le patron, dit-il. Il partit un peu avant 6 heures, après avoir embrassé sa femme, et alla prendre un fiacre place Notre-Dame de Lorette. He said to the driver, "Pull up in front of number 17, Rue Fontaine, and stay there till I tell you to go on again. Then drive to the Cock Pheasant Restaurant in the Rue Lafayette."
Il dit au cocher, arrêtez-vous devant le 17 rue Fontaine et restez Y jusqu'à ce que je vous dise de repartir. Puis vous me conduirez au restaurant du Coq-Faisant, rue Lafayette. The cab started at a slow trot, and Du Roy drew down the blinds. As soon as he was opposite the door, he did not take his eyes off it. After waiting 10 minutes, he saw Madeleine come out and go in the direction of the outer boulevards. Le fiacre partit au petit trot, et Du Roy baissa les stores. Dès qu'il fut en face de la porte, il ne la quitta plus des yeux. Après 10 minutes d'attente, il vit sortir Madeleine qui se dirigea vers les boulevards extérieurs. As soon as she had got far enough off, he put his head through the window and said to the driver, "Go on." The cab started again and landed him in front of the Coq Pheasant, a well-known middle-class restaurant. Dès qu'elle fut assez éloignée, il passa la tête à la portière et dit au cocher, "Allez." Le fiacre repartit et le déposa devant le Coq-Faisant, restaurant bourgeois bien connu. George went into the main dining room and ate slowly, looking at his watch from time to time. At 7:30, when he had finished his coffee, drank 2 liqueurs of brandy, and slowly smoked a good cigar, he went out, hailed another cab that was going by empty, and was driven to the Rue La Rochefoucauld. Georges entra dans la grande salle et mangea lentement, regardant sa montre de temps en temps. À 7h30, quand il eut fini son café, but 2 petits verres de cognac et fumait tranquillement un bon cigare, il sortit, et là un autre fiacre qui passait vide, et se fit conduire rue La Rochefoucauld. He ascended without making any inquiry of the doorkeeper, to the 3rd story of the house he had told the man to drive to, and when a servant opened the door to him, said, "Monsieur Guibert de Lorme is at home, is he not?" Il monta sans rien demander au concierge jusqu'au 3e étage de la maison où il avait dit à l'homme de le conduire, et quand un domestique lui ouvrit la porte, dit, "Monsieur Guibert de Lorme est chez lui, n'est-ce pas?" Yes, sir, he was ushered into the drawing-room, where he waited for a few minutes. Then a gentleman came in, tall, and with a military bearing, gray-haired though still young, and wearing the ribbon of the Legion of Honor. Oui, monsieur. On l'introduisit dans le salon, où il attendit quelques minutes. Puis un monsieur entra, grand, de tournure militaire, aux cheveux gris bien qu'encore jeunes, et portant le ruban de la Légion d'honneur. Du Roy bowed and said, "As I foresaw, Mr. Commissionary, my wife is now dining with her lover in the furnished rooms they have hired in the Rue des Martyrs." Du Roy salua et dit, "Comme je l'avais prévu, monsieur le commissaire, ma femme dîne en ce moment avec son amant dans le logement garni qu'ils ont loué rue des Martyrs." The commissary of police bowed, saying, "I am at your service," Sir George continued. "You have until 9 o'clock, have you not? That limit of time passed, you can no longer enter a private dwelling to prove adultery." Le commissaire de police s'inclina. "Je suis à votre service, monsieur." Georges continua. "Vous avez jusqu'à 9 heures, n'est-ce pas? Cette limite de temps passé, vous ne pouvez plus pénétrer dans un domicile privé pour constater l'adultère." "No, sir. 7 o'clock in winter, 9 o'clock from the March 31st. It is the 5th of April, so we have till 9 o'clock. "Very well, Mr. Commissionary. I have a cab downstairs. We can take the officers, who will accompany you, and wait a little before the door. The later we arrive, the best chance we have of catching them in the act." "Non, monsieur. 7 heures en hiver, 9 heures à partir du 31 mars. Nous sommes le 5 avril, nous avons donc jusqu'à 9 heures." "Très bien, monsieur le commissaire, j'ai un fiacre en bas. Nous pouvons prendre les agents qui vous accompagneront et attendre un peu devant la porte. Plus nous arriverons tard, plus nous avons de chances de les prendre en flagrant délit." "As you like," sir. The commissary left the room, and then returned with an overcoat, hiding his tricolored sash. He drew back to let Du Roy pass out first. But the journalist, who was preoccupied, declined to do so, and kept saying, "After you, sir, after you." "Comme vous voudrez, monsieur." Le commissaire quitta la pièce, puis revint avec un pardessus, cachant son écharpe tricolore. Il s'effaça pour laisser passer Du Roy le premier. Mais le journaliste, qui était préoccupé, refusa et répétait, "Après vous, monsieur, après vous." The commissary said, "Go first, sir, I am at home." George bowed and passed out. They went first to the police office to pick up 3 officers in plain clothes who were awaiting them,
for George had given notice during the day that the surprise would take place that evening. Le commissaire dit, Passez le premier, monsieur, je suis chez moi. Georges S. inclina, E.T. sorted. Ils se rendirent d'abord au bureau de police pour prendre 3 agents en bourgeois qui les attendaient, car Georges avait prévenu dans la journée que la surprise aurait lieu ce soir-là. One of the men got on the box beside the driver. The other 2 entered the cab, which reached the Rue du Martyrs. Du Roy said, I have a plan of the rooms. They are on the 2nd floor. We shall first find a little anteroom, then a dining room, then the bedroom. Un des hommes monta sur le siège à côté du cocher. Les 2 autres entrèrent dans le fiacre qui gagna la rue des Martyrs. Du Roy dit, j'ai le plan des pièces. Elles sont au 2nd étage. Nous trouverons d'abord une petite antichambre, puis une salle à manger, puis la chambre à coucher. The 3 rooms open into one another. There is no way out to facilitate flight. There is a locksmith a little further on. He is holding himself in readiness to be called upon by you. Les 3 pièces se commandent. Il n'y a pas d'issue pour faciliter la fuite. Il y a un serrurier un peu plus loin. Il se tient prêt à être appelé par vous. When they arrived opposite the house, it was only 8:15, and they waited in silence for more than 20 minutes. But when he saw the 3 quarters about to strike, George said, Let us start now. Quand ils arrivèrent en face de la maison, il n'était que 8h15, et ils attendirent en silence plus de 20 minutes. Mais quand il vit les 3 quarts sonner, Georges dit, Partons maintenant. They went up the stairs without troubling themselves about the doorkeeper, who, indeed, did not notice them. One of the officers remained in the street to keep watch on the front door. The 4 men stopped at the 2nd floor, and George put his ear to the door and then looked through the keyhole. Ils montèrent l'escalier sans se préoccuper du concierge qui, d'ailleurs, ne les remarqua point. Un des agents resta dans la rue pour surveiller la porte d'entrée. Les 4 hommes s'arrêtèrent au 2nd étage et Georges colla son oreille à la porte, puis regarda par le trou de la serrure. He neither heard nor saw anything. He rang the bell. The commissary said to the officers, You will remain in readiness till called on. And they waited. At the end of 2 or 3 minutes, George again pulled the bell several times. In succession. Il n'entendit ni ne vit rien. Il sonna. Le commissaire dit aux agents, Vous resterez prêts jusqu'à ce qu'on vous appelle. Et ils attendirent. Au bout de 2 ou 3 minutes, Georges tira de nouveau la sonnette plusieurs fois de suite. They noted a noise from the further end of the rooms, and then a slight step approached. Someone was coming to spy who was there. The journalist then rapped smartly on the panel of the door. On perçut un bruit du fond des appartements, puis un pas léger s'approcha. Quelqu'un venait épier qui était là. Le journaliste frappa alors vivement sur le panneau de la porte. A voice, a woman's voice, that an attempt was evidently being made to disguise asked, Who is there? The commissary replied, Open, in the name of the law. The voice repeated, Who are you? Une voix de femme qu'on cherchait évidemment à déguiser, demanda, Qui est là? Le commissaire répondit, Ouvrez, au nom de la loi. La voix répéta, Qui êtes-vous? I am the commissary of police. Open the door, or I will have it broken in. The voice went on, What do you want? Du Roy said, It is I. It is useless to seek to escape. Je suis commissaire de police. Ouvrez la porte, ou je la fais enfoncer. La voix continua. Que voulez-vous? Du Roy dit, C'est moi. Il est inutile de chercher à fuir. The light steps, the tread of bare feet, was heard to withdraw, and then in a few seconds to return. George said, If you won't open, we will break in the door. On entendit le pas léger, le bruit de pieds nus, s'éloigner, puis revenir au bout de quelques secondes. Georges dit, Si vous n'ouvrez pas, nous enfonçons la porte. He grasped the handle, and pushed slowly with his shoulder. As there was no longer any reply, he suddenly gave such a violent and vigorous shock that the old lock gave way. The screws were torn out of the wood, and he almost fell over Madeline, who was standing in the anteroom, clad in a chemise and petticoat, her hair down, her legs bare, and a candle in her hand.
Il saisit la poignée et poussa lentement de l'épaule. Comme il n'y eut plus de réponse, il donna soudain une secousse si violente et si vigoureuse que la vieille serrure céda. Les vis s'arrachèrent du bois et il faillit tomber sur Madeleine, qui se tenait dans l'antichambre, vêtue d'une chemise et d'un jupon, les cheveux défaits, les jambes nues, une bougie à la main. He exclaimed, "It is she, we have them," and darted forward into the rooms. The commissary, having taken off his hat, followed him, and the startled woman came after, lighting the way. Il s'écria, c'est elle, nous les tenons, et s'élança dans les appartements. Le commissaire, ayant ôté son chapeau, le suivit, et la femme effarée vint derrière, éclairant le chemin. They crossed a drawing-room, the unclean table of which displayed the remnants of a repast, empty champagne bottles, an open pot of fatted goose liver, the body of a fowl, and some half-eaten bits of bread. Ils traversèrent un salon dont la table non desservie montrait les restes d'un repas, des bouteilles de champagne vides, une terrine de foie gras ouverte, le corps d'un poulet, et des morceaux de pain à demi mangés. 2 plates piled on the sideboard were piled with oyster shells. The bedroom seemed disordered, as though by a struggle. A dress was thrown over a chair. A pair of trousers hung astride the arm of another. 2 assiettes posées sur le buffet étaient couvertes d'écailles d'huîtres. La chambre à coucher semblait en désordre, comme après une lutte. Une robe était jetée sur une chaise, un pantalon pendait à cheval sur le bras d'une autre. For boots, too large and too small, lay on their sides at the foot of the bed. It was the room of a house let out in furnished lodgings, with commonplace furniture, filled with that hateful and sickening smell of all such places, the odor of all the people who had slept or lived there a day, or 6 months. 4 bottes, 2 grandes et 2 petites, gisaient sur le côté au pied du lit. C'était la chambre d'une maison meublée, avec des meubles communs, emplis de cette odeur haineuse et esséurante de tous ces lieux, l'odeur de toutes les gens qui y avaient couché ou vécu un jour ou 6 mois. A plate of cakes, a bottle of chartreuse, and 2 liqueur glasses, still half full, encumbered the mantel shelf. The upper part of the bronze clock was hidden by a man's hat. Une assiette de gâteau, une bouteille de chartreuse et 2 verres à liqueur, encore à demi pleins, encombraient la cheminée. Le haut de la pendule de bronze était caché par un chapeau d'homme. The commissary turned round sharply, and looking Madeleine straight in the face, said, "You are Madame Claire Madeleine Duroy, wife of Monsieur Prosper George Duroy, journalist, here present." She uttered in a choking voice, "Yes, sir." Le commissaire se retourna brusquement, et regardant Madeleine en face, dit, "Vous êtes Madame Claire Madeleine Duroy, épouse de Monsieur Prosper Georges Duroy, journaliste, ici présent?" Elle prononça d'une voix étranglée, "Oui, monsieur." "What are you doing here?" She did not answer. The commissary went on, "What are you doing here? I find you away from home, almost undressed, in furnished apartments. What did you come here for?" "Que faites-vous ici?" Elle ne répondit pas. Le commissaire continua, "Que faites-vous ici? Je vous trouve hors de chez vous, presque dévêtu, dans un appartement meublé. Que êtes-vous venu faire ici?" He waited for a few moments. Then, as she still remained silent, he continued, "Since you will not confess, madam, I shall be obliged to verify the state of things." Il attendit quelques instants. Puis, comme elle gardait toujours le silence, il continua, "Puisque vous ne voulez pas avouer, madame, je vais être obligé de constater l'état des choses." In the bed could be seen the outline of a form hidden beneath the clothes. The commissary approached and said, "Sir, the man in bed did not stir. He seemed to have his back turned, and his head buried under a pillow. Dans le lit, on apercevait la forme d'un corps caché sous les draps. Le commissaire s'approcha et dit, "Monsieur." L'homme dans le lit ne bougea point. Il semblait tourner le dos et avoir la tête enfouie sous un oreiller. The commissary touched what seemed to be his shoulder and said, "Sir, do not, I beg of you, force me to take action." But the form still remained as motionless as a corpse. Le commissaire toucha ce qui semblait être son épaule et dit, "Monsieur, ne m'obligez pas, je vous prie, à employer la force." Mais la forme resta toujours immobile comme un mort. Duroy, who had advanced quickly, seized the bedclothes, pulled them down, and tearing away the pillow, revealed the pale face of Monsieur Laroche Mathieu.
he bent over him, and quivering with the desire to seize him by the throat and strangle him, said, between his clenched teeth, "Have at least the courage of your infamy." Duroy, qui s'était avancé vivement, saisit les draps, les tira, et arrachant l'oreiller, découvrit la figure pâle de M. Laroche-Mathieu. Il se pencha vers lui, et frémissant de l'envie de le saisir à la gorge et de l'étrangler, dit entre ses dents serrées, « Ayez au moins le courage de votre infamie. » The commissary again asked, "Who are you?" The bewildered lover not replying, he continued, "I am a commissary of police, and I summon you to tell me your name." Le commissaire demanda de nouveau, "Qui êtes-vous?" L'amant éperdu ne répondant pas, il continua, "Je suis commissaire de police, et je vous somme de me dire votre nom." George, who was quivering with brutal wrath, shouted, "Answer, you coward, or I will tell your name myself." Then the man in the bed stammered, "Mr. Commissary, you ought not to allow me to be insulted by this person. Is it with you, or with him that I have to do? Is it to you, or to him that I have to answer?" Georges, qui frémissait de colère brutale, cria, "Répondez, lâche, ou je dirai votre nom moi-même." Alors l'homme du lit balbutia, "Monsieur le commissaire, vous ne devriez pas permettre qu'on m'insulte. Est-ce à vous ou à lui que j'ai affaire? Est-ce à vous ou à lui que je dois répondre?" His mouth seemed to be dried up as he spoke. The commissary replied, "With me, sir, with me alone. I ask you who you are." The other was silent. He held the sheet close up to his neck and rolled his startled eyes. His little, curled-up mustache showed up black upon his blanched face. Sa bouche semblait sèche en parlant. Le commissaire répondit, "Avec moi, monsieur, avec moi seul. Je vous demande qui vous êtes." L'autre se taisait. Il tenait le drap serré jusqu'au cou et roulait des yeux effarés. Sa petite moustache retroussée se détachait en noir sur son visage blême. The commissary continued, "You will not answer it? Then I shall be forced to arrest you. In any case, get up. I will question you when you are dressed." The body wriggled in the bed, and the head murmured, "But I cannot before you." Le commissaire continua, "Vous ne voulez pas répondre? Alors je serai forcé de vous arrêter. En tout cas, levez-vous. Je vous interrogerai quand vous serez habillé." Le corps remua dans le lit, et la tête murmura, "Mais je ne peux pas, devant vous." The commissary asked, "Why not?" The other stammered, "Because I am quite naked." Duroy began to chuckle sneeringly, and picking up a shirt that had fallen onto the floor, threw it onto the bed, exclaiming, "Come, get up. Since you have undressed in my wife's presence, you can very well dress in mine." Le commissaire demanda, "Pourquoi donc?" L'autre balbutia, "Parce que." J'y suis. Tout nu. Duroy se mit à ricaner, et ramassant une chemise qui était tombée par terre, la jeta sur le lit en s'écriant, "Allons, levez-vous. Puisque vous vous êtes déshabillé devant ma femme, vous pouvez bien vous rhabiller devant moi." Then he turned his back and returned towards the fireplace. Madeleine had recovered all her coolness, and seeing that all was lost, was ready to dare anything. Her eyes glittered with bravado, and twisting up a piece of paper she lit, as though for a reception, the 10 candles in the ugly candelabra, placed at the corners of the mantel-shelf. Puis il tourna le dos et revint vers la cheminée. Madeleine avait repris tout son sang-froid, et voyant que tout était perdu, était prête à tout oser. Ses yeux brillaient de bravade, et tortillant un papier qu'elle alluma, elle fit flamber, comme pour une réception, les 10 bougies du vilain candélabre posé au coin de la cheminée. Then, leaning against this, and holding out backwards to the dying fire one of her bare feet, which she lifted up behind the petticoat, scarcely sticking to her hips, she took a cigarette from a pink paper case, lit it, and began to smoke. Puis, s'appuyant contre cette cheminée, et tendant en arrière vers le feu qui mourait un de ses pieds nus qu'elle relevait derrière son jupon, à peine attaché aux hanches, elle prit une cigarette dans un étui de papier rose, l'alluma, et se mit à fumer. The commissary had returned toward her, pending that her accomplice got up. She inquired insolently, "Do you often have such jobs as these, sir?" He replied gravely, "As seldom as possible, madam." She smiled in his face, saying, "I congratulate you, it is dirty work." Le commissaire était revenu vers elle en attendant que son complice se levât. Elle demanda insolemment,
Avez-vous souvent de ces besognes-là, monsieur? Il répondit gravement, le moins possible, madame. Elle lui sourit au nez. Je vous en félicite, c'est un sale métier. She affected not to look at or even to see her husband. But the gentleman in the bed was dressing. He had put on his trousers, pulled on his boots, and now approached putting on his waistcoat. Elle affectait de ne pas regarder et même de ne pas voir son mari. Mais le monsieur du lit s'habillait. Il avait mis son pantalon, tiré ses bottes et s'approchait maintenant en boutonnant son gilet. The commissary turned towards him, saying, "Now, sir, will you tell me who you are?" He made no reply, and the official said, "I find myself obliged to arrest you." Then the man exclaimed suddenly, "Do not lay hands on me. My person is inviolable." Le commissaire se tourna vers lui. "Maintenant, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes?" Il ne fit aucune réponse, et le fonctionnaire dit, "Je me trouve dans l'obligation de vous arrêter." Alors l'homme s'écria brusquement, "Ne me touchez pas. Ma personne est inviolable." Du Roy darted towards him as though to throw him down, and growled in his face, "Caught in the act, in the act. I can have you arrested if I choose. Yes, I can." Then, in a ringing tone, he added, "This man is Laroche Matthew, Minister of Foreign Affairs." Du Roy s'élança vers lui comme pour le terrasser, et lui grogna dans la figure, pris en flagrant délit, en flagrant délit. "Je peux vous faire arrêter si je veux, oui, je le peux." Puis, d'une voix éclatante, il ajouta, "Cet homme est Laroche Mathieu, ministre des Affaires étrangères." The commissary drew back, stupefied, and stammered, "Really, sir, will you tell me who you are?" The other had made up his mind, and said in forcible tones, "For once that scoundrel has not lied. I am, indeed, Laroche Matthew, the minister." Le commissaire recula, stupéfait, et balbutia, "Vraiment, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes?" L'autre s'était décidé, et dit d'un ton énergique, "Pour une fois, cette canaille n'a pas menti. Je suis en effet Laroche Mathieu, ministre." Then, holding out his hand towards George's chest, in which a little bit of red ribbon showed itself, he added, "And that rascal wears on his coat the cross of honor which I gave him." Puis, étendant la main vers la poitrine de Georges, où se montrait un petit bout de ruban rouge, il ajouta, "Et cette crapule porte sur son habit la croix d'honneur que je lui ai donnée." Du Roy had become livid. With a rapid movement he tore the bit of ribbon from his buttonhole, and throwing it into the fireplace, exclaimed, "That is all that is fit for a decoration coming from a swine like you." Du Roy était devenu livide. D'un mouvement rapide, il arracha le bout de ruban de sa boutonnière et le jetant dans la cheminée, s'écria, "Voilà ce que vaut une décoration qui vient d'un cochon comme vous." They were quite close, face to face, exasperated, their fists clenched, the one lean, with a flowing mustache, the other stout, with a twisted one. The commissary stepped rapidly between the pair, and pushing them apart with his hands, observed, "Gentlemen, you are forgetting yourselves. You are lacking in self-respect." Ils étaient tout près l'un de l'autre, face à face, exaspérés, les poings fermés, l'un maigre avec sa moustache fluide, l'autre gros avec sa moustache retroussée. Le commissaire passa vivement entre eux, et les écartant de ses mains, observa, "Messieurs, vous vous oubliez. Vous manquez à votre dignité." They became quiet and turned on their heels. Madeleine, motionless, was still smoking in silence. The police official resumed, "Sir, I have found you alone with Madame Du Roy here, you in bed, she almost naked, with your clothes scattered about the room. This is legal evidence of adultery. You cannot deny this evidence. What have you to say for yourself?" Ils se calmèrent et tournèrent les talons. Madeleine, immobile, fumait toujours en silence. Le fonctionnaire de police reprit, "Monsieur, je vous ai trouvé seul avec Madame Du Roy ici, vous au lit, elle presque nue, avec vos vêtements éparpillés dans la chambre. Voilà une preuve légale d'adultère. Vous ne pouvez nier cette preuve. Qu'avez-vous à dire pour votre défense?" Laroche Matthew murmured, "I have nothing to say. Do your duty." The commissary addressed himself to Madeleine. "Do you admit, madam, that this gentleman is your lover?" She said with a certain swagger, "I do not deny it, he is my lover." "That is enough." Laroche Mathieu murmura, "Je n'ai rien à dire. Faites votre devoir."
Le commissaire s'adressa à Madeleine. Avouez-vous, madame, que ce monsieur est votre amant. Elle dit avec un certain crânerie, je ne le nie pas, c'est mon amant. C'est suffisant. The commissary made some notes as to the condition and arrangement of the rooms. As he was finishing writing, the minister, who had finished dressing, and was waiting with his greatcoat over his arm and his hat in his hand, said, Have you still need of me, sir? What am I to do? Can I withdraw? Le commissaire prit quelques notes sur l'état et la disposition des lieux. Comme il finissait d'écrire, le ministre, qui avait fini de s'habiller et attendait son pardessus sur le bras et son chapeau à la main, dit « Avez-vous encore besoin de moi, monsieur? Que dois-je faire? Puis-je me retirer? » Du Roy turned towards him, and smiling insolently, said, Why so? We have finished. You can go to bed again, sir, we will leave you alone. And placing a finger on the official's arm, he continued, Let us retire, Mr. Commissary. We have nothing more to do in this place. Du Roy se tourna vers lui, et souriant insolemment, dit, Pourquoi donc? Nous avons fini. Vous pouvez vous recoucher, monsieur, nous vous laissons. Et posant un doigt sur le bras du fonctionnaire, il continua, Retirons-nous, monsieur le commissaire, nous n'avons plus rien à faire dans ce lieu. Somewhat surprised, the commissary followed, but on the threshold of the room, George stopped to allow him to pass. The other declined, out of politeness. Du Roy persisted, saying, Pass first, sir, after you, sir, replied the commissary. Un peu surpris, le commissaire le suivit, mais sur le seuil de la chambre, Georges s'arrêta pour le laisser passer. L'autre refusa, par politesse. Du Roy insista, Passez donc, monsieur. Après vous, monsieur, répondit-le. Commissaire. The journalist bowed, and in a tone of ironical politeness, said, It is your turn, sir. I am almost at home here. Then he softly reclosed the door with an air of discretion. Le journaliste s'inclina et d'un ton de politesse ironique, dit, C'est à vous, monsieur. Je suis presque chez moi ici. Puis il referma doucement la porte avec un air de discrétion. An hour later, George Du Roy entered the offices of the Vie Française. Monsieur Walter was already there, for he continued to manage and supervise with solicitude his paper, which had enormously increased in circulation, and greatly helped the schemes of his bank. Une heure plus tard, Georges Du Roy entrait au bureau de la Vie Française. Monsieur Walter s'y trouvait déjà, car il continuait à diriger et à surveiller avec sollicitude son journal, qui avait énormément augmenté de tirage et aidait beaucoup aux opérations de sa banque. The manager raised his head and said, Ah, here you are. You look very strange. Why did you not come to dinner with us? What have you been up to? The young fellow, sure of his effect, said, emphasizing every word, I have just upset the Minister of Foreign Affairs. Le directeur leva la tête. Ah, vous voilà. Vous avez une drôle de figure. Pourquoi n'êtes-vous pas venu dîner chez nous? Qu'avez-vous fait? Le jeune homme, sûr de son effet, dit en appuyant sur chaque mot, Je viens de culbuter le ministre des Affaires étrangères. The other thought he was joking, and said, Upset what? I am going to turn out the cabinet. That is all. It is quite time to get rid of that rubbish. The old man thought that his leader writer must be drunk. He murmured, Come, you are talking nonsense. L'autre crut qu'il plaisantait. Culbuter quoi? Je vais faire tomber le cabinet. Voilà tout. Il est grand temps de se débarrasser de cette ordure. Le vieil homme pensa que son rédacteur devait être ivre. Il murmura, Voyons. Vous dites des bêtises. Not at all. I have just caught Monsieur Laroche Mathieu committing adultery with my wife. The commissary of police has verified the fact. The minister is done for. Walter, amazed, pushed his spectacles right back on his forehead and said, You are not joking? Pas du tout. Je viens de prendre Monsieur Laroche Mathieu en flagrant délit d'adultère avec ma femme. Le commissaire de police a constaté le fait. Le ministre est flambé. Walter, stupéfait, repoussa ses lunettes sur son front. Vous ne plaisantez pas? Not at all. I am even going to write an article on it. But what do you want to do? To upset that scoundrel, that wretch, that open evildoer? Pas du tout. Je vais même faire un article là-dessus. Mais que voulez-vous faire? Renverser cette canaille,
Ce misérable, ce malfaiteur public. George placed his hat on an armchair and added, Woe to those who cross my path. I never forgive. The manager still hesitated at understanding matters. He murmured, But your wife. My application for a divorce will be lodged tomorrow morning. I shall send her back to the departed Forestier. Georges posa son chapeau sur un fauteuil et ajouta, Malheur à ceux qui me barrent la route. Je ne pardonne jamais. Le directeur hésitait encore à comprendre, mais... Votre femme? Ma demande en divorce sera déposée demain matin. Je la renvoie au défunt Forestier. You mean to get a divorce? Yes. I was ridiculous. But I had to play the idiot in order to catch them. That's done. I am master of the situation. Monsieur Walter could not get over it, and watched Du Roy with startling eyes, thinking, Hang it, here is a fellow to be looked after. Vous voulez divorcer? Oui. Je taise ridicule. Mais il fallait jouer l'imbécile pour les prendre. C'est fait. Je suis maître de la situation. Monsieur Walter n'en revenait pas et regardait Du Roy avec des yeux effarés, pensant, Fichtre, voilà un gaillard à surveiller. George went on, I am now free. I have some money. I shall offer myself as a candidate at the October elections for my native place, where I am well known. I could not take a position or make myself respected with that woman, who was suspected by everyone. Georges continua, Je suis libre maintenant. J'ai quelque argent. Je me présenterai aux élections d'octobre dans mon pays natal, où je suis bien connu. Je ne pouvais ni prendre de position ni me faire respecter avec cette femme que tout le monde soupçonnait. She had caught me like a fool, humbugged and ensnared me. But since I became alive to her little game, I kept watch on her, the slut. He began to laugh and added, It was poor Forestier who was cuckold, a cuckold without imagining it, confiding and tranquil. Elle m'avait pris comme un sot, berné et enjôlé. Mais depuis que j'ai été au courant de son petit jeu, je l'ai surveillée, cette gueuse. Il se mit à rire et ajouta, C'est le pauvre Forestier qui était cocu sans s'en douter, confiant et tranquille. Now I am free from the leprosy, he left me. My hands are free. Now I shall get on. He had seated himself astride a chair and repeated, as though thinking aloud, I shall get on. Maintenant je suis débarrassé de la lèpre qu'il m'avait laissée. J'ai les mains libres. Maintenant je vais arriver. Il s'était assis à califourchon sur une chaise et répétait, comme pensant tout haut, Je vais arriver. And Daddy Walter, still looking at him with unveiled eyes, his spectacles remaining pushed up on his forehead, said to himself, Yes, he will get on, the rascal. George rose. I am going to write the article. It must be done discreetly. But you know it will be terrible for the minister. He has gone to smash. He cannot be picked up again. The Vie Française has no longer any interest to spare him. Et Papa Walter, le regardant toujours avec des yeux découverts, ses lunettes demeurant repoussées sur son front, se disait, Oui, il arrivera, ce gredin. Georges se leva, Je vais faire l'article. Il faut s'y prendre discrètement. Mais vous savez qu'il sera terrible pour le ministre. Il est foutu. On ne peut plus le ramasser. La Vie Française n'a plus d'intérêt à le ménager. The old fellow hesitated for a few moments, and then made up his mind. Do so, said he. So much the worse for those who get into such messes. Le vieux hésita quelques instants, puis se décida. Faites donc, dit-il. Tant pis pour ceux qui se fourrent dans de pareilles pétries. 3 months had elapsed. Du Roy's divorce had just been granted. His wife had resumed the name of Forestier, and, as the Walters were to leave on the 15th of July for Trouville, it was decided that he and they should spend a day in the country together before they started. 3 mois s'étaient écoulés. Le divorce de Du Roy venait d'être prononcé. Sa femme avait repris le nom de Forestier, et, comme les Walters devaient partir le 15 juillet pour Trouville, on décida qu'il passerait avec eux une journée à la campagne avant leur départ. A Thursday was selected, and they started at 9 in the morning in a large traveling landau with 6 places, drawn by 4 horses with postilions. They were going to lunch at the Pavilion Henri Cotter at Saint-Germain. On choisit un jeudi
et il partit à 9 heures du matin dans un grand landau de voyage à 6 places, traîné par 4 chevaux avec postillon. Ils allaient déjeuner au pavillon Henri IV à Saint-Germain. Pretty Boy had asked to be the only man of the party, for he could not endure the presence of the Marquis de Cazals. But at the last moment it was decided that the Count de la Tour-Ivelin should be called for on the way. He had been told the day before. Bel-Ami avait demandé à être le seul homme de la partie, car il ne pouvait supporter la présence du Marquis de Cazolles. Mais au dernier moment, on décida qu'on prendrait en route le comte de la Tour-Ivelin. On l'avait prévenu la veille. The carriage passed up the avenue of the Champs-Élysées at a swinging trot, and then traversed the Bois de Boulogne. It was splendid summer weather, not too warm. The swallows traced long sweeping lines across the blue sky that one fancied one could still see after they had passed. La voiture remonta l'avenue des Champs-Élysées au grand trot, puis traversa le Bois de Boulogne. Il faisait un temps d'été splendide, pas trop chaud. Les hirondelles traçaient de longues courbes dans le ciel bleu qu'on croyait voir encore après leur passage. The 3 ladies occupied the back seat, the mother between her daughters, and the men were with their backs to the horses, Walter between the 2 guests. They crossed the Seine, skirted Mount Valérien, and gained Bougival in order to follow the river as far as Lupec. Les 3 dames occupaient le fond, la mère entre ses filles, et les hommes étaient dos aux chevaux, Walter entre les 2 invités. Ils traversèrent la Seine, logèrent le mont Valérien et gagnèrent Bougival pour suivre la rivière jusqu'au Pec. The Count de la Tour-Ivelin, a man advancing towards middle age, with long, light whiskers, gazed tenderly at Rose. They had been engaged for a month. George, who was very pale, often looked at Susan, who was pale too. Le comte de la Tour-Ivelin, homme qui s'avançait vers l'âge mûr, à l'on favori blond, regardait tendrement Rose. Ils étaient fiancés depuis un mois. Georges, qui était très pâle, regardait souvent Suzanne, qui était pâle aussi. Their eyes often met, and seemed to concert something, to understand one another, to secretly exchange a thought, and then to flee one another. Madame Walter was quiet and happy. Leurs yeux se rencontraient souvent, et semblaient se concerter, se comprendre, échanger secrètement une pensée, puis se fuir l'un l'autre. Madame Walter était calme et heureuse. The lunch was a long one. Before starting back for Paris, George suggested a turn on the terrace. They stopped at first to admire the view. All ranged themselves in a line along the parapet, and went into ecstasies over the far, stretching horizon. Le déjeuner fut long. Avant de repartir vers Paris, Georges proposa un tour sur la terrasse. Ils s'arrêtèrent d'abord pour admirer la vue. Tous se rangèrent en ligne le long du parapet et s'extasièrent sur l'horizon qui s'étendait au loin. The Seine at the foot of a long hill flowed towards Maisons-Laffitte, like an immense serpent stretched in the herbage. To the right, on the summit of the slope, the aqueduct of Marly showed against the skyline its outline, resembling that of a gigantic, long-legged caterpillar, and Marly was lost beneath it in a thick cluster of trees. La Seine au pied d'une longue colline coulait vers Maisons-Laffitte comme un immense serpent couché dans l'herbage. À droite, sur le sommet de la côte, l'aqueduc de Marly montrait sur l'horizon sa ligne qui ressemblait à une gigantesque chenille aux longues pattes, et Marly se perdait dessous dans un épais bouquet d'arbres. On the immense plain extending in front of them, villages could be seen dotted. The pieces of water at Le Vésinet showed like clear spots amidst the thin foliage of the little forest. To the left, away in the distance, the pointed steeple of Sastreville could be seen. Sur l'immense plaine qui s'étendait devant eux, on apercevait des villages semés. Les pièces d'eau du Vésinet brillaient comme des taches claires au milieu du mince feuillage de la petite forêt. À gauche, tout au loin, on apercevait le clocher pointu de Sartrouville. Walter said, "Such a panorama is not to be found anywhere in the world. There is not one to match it in Switzerland." Then they began to walk on gently, to have a stroll and enjoy the prospect. Walter dit, on ne trouve nulle part au monde un pareil panorama. Il n'y en a pas un qui vaille celui-là en Suisse. Puis ils se mirent à marcher doucement pour se promener et jouir de la perspective. George and Susan remained behind.
As soon as they were a few paces off, he said to her in a low and restrained voice, "Susan, I adore you. I love you to madness." She murmured, "So do I you, pretty boy." Georges et Suzanne restèrent en arrière. Dès qu'ils furent à quelques pas, il lui dit d'une voix basse et contenue, "Suzanne, je vous adore. Je vous aime à la folie." Elle murmura, "Moi aussi, belle amie." He went on, "If I do not have you for my wife, I shall leave Paris and this country." She replied, "Ask Papa for my hand. Perhaps he will consent." Il continua, "Si je ne vous ai pas pour femme, je quitterai Paris et ce pays." Elle répondit, "Demandez ma main à Papa. Peut-être consentira-t-il." He made a gesture of impatience. "No, I tell you for the 20th time, that is useless. The door of your house would be closed to me. I should be dismissed from the paper, and we should not be able even to see one another." Il fit un geste d'impatience. "Non, je vous dis pour la 20e fois que c'est inutile. La porte de votre maison me serait fermée. Je serais renvoyé du journal et nous ne pourrions même plus nous voir." That is a pretty result, at which I am sure to arrive by a formal demand for you. They have promised you to the Marquis de Cazals. They hope that you will end by saying, "Yes," and they are waiting for that. Voilà un joli résultat auquel j'arriverai sûrement par une demande en forme. On vous a promis au Marquis de Cazals. On espère que vous finirez par dire oui, et on attend cela. She asked, "What is to be done?" He hesitated, glancing at her, sidelong fashion. "Do you love me enough to run a risk?" She answered resolutely, "Yes. A great risk. Yes. The greatest of risks. Yes." Elle demanda, "Que faut-il faire?" Il hésita, la regardant de côté. "M'aimez-vous assez pour courir un risque?" Elle répondit résolument, "Oui. Un grand risque. Oui. Le plus grand des risques. Oui." Have you the courage to set your father and mother at defiance? Yes. Really now? Yes. Very well. There is one way, and only one. The thing must come from you, and not from me. Avez-vous le courage de braver votre père et votre mère? Oui. Vraiment? Oui. Eh bien, il y a un moyen, un seul. Il faut que la chose vienne de vous, et non de moi. You are a spoiled child. They let you say whatever you like, and they will not be too much astonished at an act of daring the more on your part. Listen then. Vous êtes un enfant gâté. On vous laisse dire tout ce que vous voulez, et on ne sera pas trop étonné d'un acte d'audace de plus de votre part. Écoutez donc. This evening, on reaching home, you must go to your mama first, your mama alone, and tell her you want to marry me. She will be greatly moved and very angry. Susan interrupted him with, "Oh, Mama will agree." Ce soir, en rentrant, il faut aller trouver votre maman d'abord, votre maman seule, et lui dire que vous voulez m'épouser. Elle sera très émue et très en colère. Suzanne elle interrompit. "Oh, Maman consentera." He went on quickly. "No, you do not know her. She will be more vexed and angrier than your father. You will see how she will refuse. But you must be firm, you must not give way, you must repeat that you want to marry me, and no one else. Will you do this?" Il reprit vivement. "Non, vous ne la connaissez pas. Elle sera plus vexée et plus en colère que votre père. Vous verrez comme elle refusera. Mais il faut tenir bon, il ne faut pas céder. Il faut répéter que vous voulez m'épouser, moi et pas un autre. Le ferez-vous?" "I will." On leaving your mother, you must tell your father the same thing, in a very serious and decided manner. Yes, yes, and then? And then it is that matters become serious. If you are determined, very very determined to be my wife, my dear, dear little Susan, I will run away with you. Je le ferai. En quittant votre mère, il faut dire la même chose à votre père, d'une façon très grave et très résolue. Oui, oui, et puis? Et puis? C'est là que les choses deviennent sérieuses. Si vous êtes décidé, bien décidé à être ma femme, ma chère petite Suzanne, je vous. In Levereye. She experienced a joyful shock and almost clapped her hands. "Oh, how delightful! You will run away with me. When will you run away with me?" All the old poetry of nocturnal elopements, post-chaises, country inns.
All the charming adventures told in books flashed through her mind, like an enchanting dream about to be realized. Elle eut un saisissement de joie et faillit battre des mains. Oh, que c'est charmant! Vous m'enlèverez. Quand m'enlèverez-vous? Toute la poésie ancienne des enlèvements nocturnes, des chaises de poste, des auberges de route, toutes les aventures charmantes racontées dans les livres lui traversèrent l'esprit, comme un rêve enchanteur qui va se réaliser. She repeated, "When will you run away with me?" He replied in low tones, "This evening tonight." She asked, quivering, "And where shall we go to?" "That is my secret. Reflect on what you are doing. Remember that, after such a flight, you can only be my wife. It is the only way, but it is very dangerous for you." Elle répéta, "Quand m'enlèverez-vous?" Il répondit, à voix basse, "Ce soir, cette nuit." Elle demanda, frémissante, "Et où irons-nous?" "C'est mon secret. Réfléchissez à ce que vous faites. Songez qu'après une telle fuite, vous ne pouvez plus être que ma femme. C'est le seul moyen, mais c'est très dangereux. Pour vous." She declared, "I have made up my mind. Where shall I rejoin you? Can you get out of the hotel alone?" "Yes. I know how to undo the little door." "Well, when the doorkeeper has gone to bed, towards midnight, come and meet me on the Place de la Concorde. You will find me in a cab drawn up in front of the Ministry of Marine." Elle déclara, "Je suis décidée, où vous rejoindrai-je? Pouvez-vous sortir seul de l'hôtel?" "Oui. Je sais ouvrir la petite porte." "Eh bien, quand le concierge sera couché, vers minuit, venez me retrouver place de la Concorde. Vous me trouverez dans un fiacre arrêté devant le ministère de la Marine." "I will come." "Really, really." He took her hand and pressed it. "Oh, how I love you. How good and brave you are. So you don't want to marry Monsieur de Cazals?" "Oh, no. Your father was very angry when you said no." J.Y. Serai. "Vraiment? Vraiment." Il lui prit la main et la serra. "Oh, comme je vous aime. Comme vous êtes bonne et courageuse. Alors vous ne voulez pas épouser M. de Cazaux?" "Oh, non." "Votre père était très en colère quand vous avez dit non?" "I should think so. He wanted to send me back to the convent. You see that it is necessary to be energetic." "I will be so." She looked at the vast horizon, her head full of the idea of being ran off with. She would go further than that with him. She would be ran away with. She was proud of it. "Je crois bien. Il voulait me renvoyer au couvent. Vous voyez qu'il faut être énergique. Je le serai." Elle regardait le vaste horizon, la tête pleine de l'idée d'être enlevée. Elle irait plus loin que cela avec lui. Elle serait enlevée. Elle en était fière. She scarcely thought of her reputation, of what shame might befall her. Was she aware of it? Did she even suspect it? Madame Walter, turning round, exclaimed, "Come along, little one. What are you doing with pretty boy?" Elle ne songeait guère à sa réputation, à la honte qui pourrait l'atteindre. S'en rendait-elle compte? Le soupçonnait-elle seulement? Madame Walter, se retournant, s'écria, "Venez donc, petite. Que faites-vous avec belle amie?" They rejoined the others and spoke of the seaside, where they would soon be. Then they returned home by way of Chatou, in order not to go over the same road twice. Ils rejoignirent les autres et parlèrent du bord de mer où ils seraient bientôt. Puis ils rentrèrent par Chatou pour ne pas refaire la même route. George no longer spoke. He reflected. If the little girl had a little courage, he was going to succeed at last. For 3 months he had been enveloping her in the irresistible net of his love. He was seducing, captivating, conquering her. He had made himself loved by her, as he knew how to make himself loved. Georges ne parlait plus. Il réfléchissait. Si la petite avait un peu de courage, il allait réussir enfin. Depuis 3 mois, il l'enveloppait du filet irrésistible de sa tendresse. Il la séduisait, la captivait, la conquérait. Il s'était fait aimer d'elle, comme il savait se faire aimer. He had captured her childish soul, without difficulty. He had at first obtained of her that she should refuse Monsieur de Cazals. He had just obtained that she would fly with him. For there was no other way.
Il avait pris sans peine cette âme d'enfant. Il avait d'abord obtenu d'elle qu'elle refusât M de Cazolles. Il venait d'obtenir qu'elle s'enfuit avec lui. Car il n'y avait pas d'autre moyen. Madame Walter, he well understood, would never agree to give him her daughter. She still loved him. She would always love him with unmanageable violence. He restrained her by his studied coldness, but he felt that she was eaten up by hungry and impotent passion. Madame Walter, il le comprenait bien, ne consentirait jamais à lui donner sa fille. Elle l'aimait encore, elle l'aimerait toujours d'une violence indomptable. Il la contenait par sa froideur calculée, mais il sentait qu'elle était dévorée d'une passion affamée et impuissante. He could never bend her. She would never allow him to have Susan. But once he had the girl away, he would deal on a level footing with her father. Thinking of all this, he replied by broken phrases to the remarks addressed to him, and which he did not hear. Il ne pourrait jamais la fléchir. Elle ne lui laisserait jamais prendre Suzanne. Mais une fois qu'il aurait la fille, il traiterait d'égal à égal avec le père. Songeant à tout cela, il répondait par phrases coupées aux observations qu'on lui adressait et qu'il n'entendait point. He only seemed to come to himself when they returned to Paris. Susan, too, was thinking, and the bells of the 4 horses rang in her ears, making her see endless miles of highway under eternal moonlight, gloomy forests traversed, wayside inns, and the hurry of the hostlers to change horses, for every one guesses that they are pursued. Il ne sembla revenir à lui que quand ils rentrèrent dans Paris. Suzanne aussi songeait, et les grelots des 4 chevaux lui chantaient aux oreilles des lieues et des lieues de grands chemins sous une lune éternelle, des forêts sombres traversées, des relais, et la hâte des postillons pour changer les chevaux, car on devine qu'on est poursuivi. When the landau entered the courtyard of the mansion, they wanted to keep George to dinner. He refused and went home. After having eaten a little, he went through his papers as if about to start on a long journey. Quand le landau entra dans la cour de l'hôtel, on voulut retenir Georges à dîner. Il refusa et rentra chez lui. Après avoir mangé un peu, il fit le tri de ses papiers comme s'il allait partir pour un long voyage. He burnt some compromising letters, hid others, and wrote to some friends. From time to time he looked at the clock, thinking, things must be getting warm there, and a sense of uneasiness gnawed at his heart. Suppose he was going to fail? But what could he fear? He could always get out of it. Yet it was a big game he was playing that evening. Il brûla quelques lettres compromettantes, en cacha d'autres et écrivit à quelques amis. De temps en temps, il regardait la pendule en pensant « ça doit chauffer là-bas », et une inquiétude le rongeait. S'il allait échouer? Mais que pouvait-il craindre? Il pouvait toujours s'en tirer. C'était pourtant un gros jeu qu'il jouait ce soir-là. He went out towards 11 o'clock, wandered about some time, took a cab, and had it drawn up in the Place de la Concorde by the Ministry of Marine. From time to time, he struck a match to see the time by his watch. Il sortit vers 11 heures, erra quelque temps, prit un fiacre et se fit arrêter place de la Concorde contre le ministère de la Marine. De temps en temps, il frottait une allumette pour voir l'heure à sa montre. When he saw midnight approaching, his impatience became feverish. Every moment he thrust his head out of the window to look. A distant clock struck 12, then another nearer, then 2 together, then a last one very far away. Quand il vit approcher minuit, son impatience devint fiévreuse. À chaque instant, il passait la tête à la portière pour regarder. Une horloge lointaine sonna 12 coups, puis une autre plus proche, puis 2 ensemble, puis une dernière, très loin. When the latter had ceased to sound, he thought, "It is all over. It is a failure. She won't come." He had made up his mind, however, to wait till daylight. In these matters, one must be patient. Quand celle-ci eut cessé de sonner, il pensa, c'est fini. C'est manqué. Elle ne viendra pas. Il s'était décidé cependant à attendre jusqu'au jour. En ces matières-là, il faut être patient. He heard the quarter strike, then the half hour, then the quarter to, and all the clocks repeated 1, as they had announced midnight. He no longer expected her. He was merely remaining, racking his brain to divine what could have happened. Il entendit sonner le quart,
puis la demi, puis les trois quarts, et toutes les horloges répétèrent une heure, comme elles avaient annoncé minuit. Il ne l'espérait plus. Il restait seulement, se creusant la cervelle pour deviner ce qui avait pu se passer. All at once a woman's head was passed through the window and asked, "Are you there, pretty boy?" He started, almost choked with emotion. "Is that you, Susan?" "Yes, it is I." He could not manage to turn the handle quickly enough, and repeated, "Ah, it is you, come inside." Tout à coup une tête de femme passa par la portière et demanda, "Êtes-vous là, belle amie?" Il eut un sursaut à s'étrangler d'émotion. "C'est vous, Suzanne?" "Oui, c'est moi." Il ne parvenait point à tourner assez vite la poignée et répétait, "Ah, c'est vous, entrez donc." She came in and fell against him. He said, "Go on," to the driver, and the cab started. She gasped, without saying a word. He asked, "Well, how did it go off?" She murmured, almost fainting, "Oh, it was terrible, above all with Mama." Elle entra et s'abattit contre lui. Il cria au cocher, "Allez," et le fiacre se remit en marche. Elle haletait, sans pouvoir parler. Il demanda, "Eh bien, comment cela s'est-il passé?" Elle murmura, presque défaillante, "Oh, ça a été affreux, surtout avec maman." He was uneasy and quivering. "Your mama. What did she say? Tell me." "Oh, it was awful. I went into her room and told her my little story that I had carefully prepared. She grew pale, and then she cried. Never, never. I cried, I grew angry. I vowed I would marry no one but you." Il était inquiet et frémissant. "Votre maman. Qu'est-ce qu'elle a dit? Contez-moi." "Oh, c'était affreux. Je suis entré dans sa chambre et je lui ai dit ma petite histoire que j'avais bien préparée. Elle est devenue pâle. Puis elle a crié. Jamais, jamais. J'ai pleuré. Je me suis fâché. J'ai juré que je n'épouserais que vous." I thought that she was going to strike me. She went on just as if she were mad. She declared that I should be sent back to the convent the next day. I had never seen her like that, never. J'ai cru qu'elle allait me battre. Elle s'est emportée comme si elle était folle. Elle a déclaré qu'on me renverrait au couvent dès le lendemain. Je ne l'avais jamais vue ainsi, jamais. Then Papa came in, hearing her shouting all her nonsense. He was not so angry as she was, but he declared that you were not a good enough match. As they had put me in a rage, too, I shouted louder than they did. Puis Papa est entré, en entendant qu'elle criait. Il n'était pas si en colère qu'elle, mais il a déclaré que vous n'étiez pas un assez beau parti. Comme il m'avait mis en fureur aussi, j'ai crié plus fort qu'eux. And Papa told me to leave the room, with a melodramatic air that did not suit him at all. This is what decided me to run off with you. Here I am. Where are we going to? Et Papa m'a dit de sortir de la chambre avec un air de mélodrame qui ne lui allait pas du tout. C'est ce qui m'a décidé à m'enfuir avec vous. Me voici. Où allons-nous? He had passed his arm gently round her and was listening with all his ears, his heart throbbing, and a ravenous hatred awakening within him against these people. But he had got their daughter. They should just see. Il avait passé son bras doucement autour d'elle, écoutait de toutes ses oreilles, le cœur battant, et une haine vorace s'éveillant en lui contre ces gens-là. Mais ils tenaient leur fille. Ils allaient voir. He answered, "It is too late to catch a train, so this cab will take us to Sèvres, where we shall pass the night. Tomorrow we shall start for La Roche-Guyon. It is a pretty village on the banks of the Seine, between Nantes and Bonniers." Il répondit, "Il est trop tard pour prendre un train. Ce fiacre va donc nous mener à Sèvres, où nous passerons la nuit. Demain, nous partirons pour La Roche-Guyon. C'est un joli village au bord de la Seine, entre Mantes et Bonnières." She murmured, "But I have no clothes. I have nothing." He smiled carelessly. "Bah, we will arrange all that there." The cab rolled along the street. George took one of the young girl's hands and began to kiss it slowly and with respect. He scarcely knew what to say to her, being scarcely accustomed to platonic love-making. Elle murmura, "Mais je n'ai pas de toilette. Je n'ai rien." Il sourit avec insouciance. "Bah, nous arrangerons tout cela là-bas." Le fiacre roulait par les rues. Georges prit une des mains de la jeune fille et se mit à la baiser lentement, avec respect.
Il ne savait guère que lui dire, n'étant guère habitué aux galanteries platoniques. But all at once he noted that she was crying. He inquired, with alarm, "What is the matter with you, darling?" She replied in tearful tones, "Poor mamma. She will not be able to sleep if she has found out my departure." Mais tout à coup il crut remarquer qu'elle plairait. Il demanda, avec inquiétude, "Qu'avez-vous, chérie?" Elle répondit d'une voix larmoyante, "C'est la pauvre maman qui ne pourra pas dormir si elle s'est aperçue de mon départ." Her mother, indeed, was not asleep. As soon as Susan had left the room, Madame Walter remained face to face with her husband. She asked, bewildered and cast down, "Good heavens! What is the meaning of this?" Sa mère, en effet, ne dormait pas. Dès que Suzanne eut quitté la chambre, Madame Walter était demeurée en face de son mari. Elle demanda, éperdue et atterrée, "Mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire?" Walter exclaimed furiously, "It means that schemer has bewitched her. It is he who made her refuse Cazals. He thinks her dowry worth trying for." He began to walk angrily up and down the room, and went on, "You are always luring him here to yourself. You flattered him, you cajoled him, you could not cosset him enough." Walter s'écria furieusement, "Cela veut dire que cet intrigant l'a ensorcelé. C'est lui qui lui a fait refuser Cazolles. Il trouve la dot tentante." Il se mit à marcher avec colère dans la chambre et reprit, "Toi aussi, tu l'attirais toujours ici. Tu le flattais, tu le câlinais, tu ne pouvais assez le choyer. It was pretty boy here, pretty boy there, from morning till night, and this is the return for it." She murmured, livid, I lured him." He shouted in her face, "Yes, you were all mad over him, Madame de Morel, Susan, and the rest. Do you think I did not see that you could not pass a couple of days without having him here?" C'était bel ami par-ci, bel ami par-là, du matin au soir. Voici le résultat. Elle murmura, livide, "Moi. Moi, je l'attirais?" Il lui cria dans la figure, "Oui, toi. Vous étiez toute folle de lui, Madame de Marelle, Suzanne et les autres. Est-ce que tu crois que je ne voyais pas que tu ne pouvais point? Passer 2 jours sans l'avoir ici?" She drew herself up tragically. "I will not allow you to speak to me like that. You forget that I was not brought up like you, behind a counter." He stood for a moment stupefied, and then uttered a furious "damn it all," and rushed out, slamming the door after him. Elle se dressa tragiquement. "Je ne vous permettrai pas de me parler ainsi. Vous oubliez que je n'ai pas été élevé, moi, derrière un comptoir." Il demeura un instant stupéfait, puis poussa un nom de Dieu, furieux, et sortit en claquant la porte. As soon as she was alone, she went instinctively to the glass to see if anything was changed in her. So impossible and monstrous did what had happened appear. Susan in love with Pretty Boy, and Pretty Boy wanting to marry Susan. No, she was mistaken. It was not true. Dès qu'elle fut seule, elle alla instinctivement vers la glace pour voir si quelque chose était changé en elle, tant ce qui arrivait lui paraissait impossible et monstrueux. Suzanne amoureuse de Bel-Ami, et Bel-Ami voulant épouser Suzanne. Non, elle se trompait, ce n'était pas vrai. The girl had had a very natural fancy for this good-looking fellow. She had hoped that they would give him her for a husband, and had made her little scene, because she wanted to have her own way. But he could not be an accomplice in that. She reflected, disturbed, as one in presence of great catastrophes. No, Pretty Boy could know nothing of Susan's prank. La fillette avait eu un caprice bien naturel pour ce beau garçon. Elle avait espéré qu'on le lui donnerait pour mari, et elle avait fait sa petite scène parce qu'elle voulait avoir ce qu'elle désirait. Mais lui, il ne pouvait être complice de cela. Elle réfléchit, troublée, comme on l'est devant les grandes catastrophes. Non, Bel-Ami ne pouvait rien savoir de la fantaisie de Suzanne. She thought for a long time over the possible innocence or perfidy of this man. What a scoundrel, if he had prepared the blow. And what would happen? What dangers and tortures she foresaw. If he knew nothing, all could yet be arranged. They would travel about with Susan for 6 months, and it would be all over. Elle songea longtemps à l'innocence possible ou à la perfidie de cet homme. Quel misérable, s'il avait préparé le coup. Et qu'allait-il arriver? Quel danger et quelle torture elle prévoyait?
S'il ne savait rien, on pourrait encore tout arranger. On voyagerait 6 mois avec Suzanne, et ce serait fini. But how could she meet him herself afterwards? For she still loved him. This passion had entered into her being like those arrowheads that cannot be withdrawn. To live without him was impossible. She might as well die. Mais comment le reverrait-elle, elle, ensuite? Car elle l'aimait toujours. Cette passion était entrée en elle comme ces flèches empoisonnées qu'on ne peut arracher. Vivre sans lui était impossible. Autant mourir. Her thoughts wandered amidst these agonies and uncertainties. A pain began in her head. Her ideas became painful and disturbed. She worried herself by trying to work things out, grew mad at not knowing. She looked at the clock. It was past 1. Sa pensée vagabondait au milieu de ses angoisses et de ses incertitudes. Une souffrance commença dans sa tête. Ses idées devinrent pénibles et troubles. Elle se torturait à chercher, s'affolait de ne pas savoir. Elle regarda la pendule, il était plus d'1 heure. She said to herself, I cannot remain like this, I shall go mad. I must know. I will wake up Susan and question her. She went barefooted, in order not to make a noise, and with a candle in her hand, towards her daughter's room. Elle se dit, je ne puis demeurer ainsi, je deviendrai folle. Il faut que je sache. Je vais réveiller Suzanne et l'interroger. Elle alla pieds nus, pour ne point faire de bruit, une bougie à la main, vers la chambre de sa fille. She opened the door softly, went in, and looked at the bed. She did not comprehend matters at first, and thought that the girl might still be arguing with her father. But all at once a horrible suspicion crossed her mind, and she rushed to her husband's room. Elle ouvrit doucement la porte, entra, et regarda le lit. Elle ne comprit point d'abord, et crut que la jeune fille pouvait encore discuter avec son père. Mais tout à coup un soupçon horrible lui traversa l'esprit, et elle courut chez son mari. She reached it in a bound, blanched and panting. He was in bed reading. He asked, startled, Well, what is it? What is the matter with you? She stammered, Have you seen Susan? I? No. Why? Elle y arriva d'un bond, blanche et haletante. Il était couché et lisait. Il demanda, effaré, Eh bien, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle balbutia. As-tu vu Suzanne? Moi? Non. Pourquoi? She has gone. She is not in her room. He sprang onto the carpet, thrust his feet into his slippers, and, with his shirt tails floating in the air, rushed in turn to his daughter's room. Elle a disparu. Elle n'est plus dans sa chambre. Il sauta sur le tapis, enfonça ses pieds dans ses pantoufles, et la chemise au vent, courut à son tour vers la chambre de sa fille. As soon as he saw it, he no longer retained any doubt. She had fled. He dropped into a chair and placed his lamp on the ground in front of him. His wife had rejoined him and stammered, Well. Dès qu'il l'eut vue, il ne conserva plus aucun doute. Elle s'était enfuie. Il s'abattit sur une chaise et posa sa lampe par terre, devant lui. Sa femme l'avait rejoint et balbutiait. Eh bien? He had no longer the strength to reply. He was no longer enraged. He only groaned. It is done. He has got her. We are done for. She did not understand, and said, What do you mean? Done for. Il n'avait plus la force de répondre. Il n'était plus furieux. Il gémissait seulement. C'est fait? Il l'a eu. Nous sommes flambés. Elle ne comprenait pas. Comment? Flambés? Yes, by Jove. He will certainly marry her now. She gave a cry like that of a wild beast. He never. You must be mad. He replied sadly, It is no use howling. He has run away with her. He has dishonored her. The best thing is to give her to him. By setting to work in the right way, no one will be aware of this escapade. Oui, parbleu. Il va certainement l'épouser maintenant. Elle poussa un cri de bête blessée. Lui? Jamais. Tu es fou. Il répliqua tristement. C'est inutile de crier. Il l'a enlevée, il l'a déshonorée. Le mieux est de la lui donner. En s'y prenant bien, personne ne saura cette escapade. She repeated, shaken by terrible emotion. Never, never. He shall never have Susan. I will never consent.
Walter murmured dejectedly. But he has got her. It is done. And he will keep her and hide her as long as we do not yield. So, to avoid scandal, we must give in at once. Elle répéta, secouée d'une émotion terrible. Jamais, jamais, il n'aura jamais Suzanne. Je n'y consentirai jamais. Walter murmura, accablé. Mais il la tient. C'est fait. Et il la gardera et la cachera tant que nous ne céderons pas. Donc, pour éviter le scandale, il faut céder tout de suite. His wife, torn by pangs she could not acknowledge, repeated, No, no, I will never consent. He said, growing impatient, but there is no disputing about it. It must be done. Ah, the rascal, how he has done us. He is a sharp one. All the same, we might have made a far better choice as regards position, but not as regards intelligence and prospects. He will be a deputy and a minister. Sa femme, déchirée par des angoisses qu'elle ne pouvait avouer, répéta, Non, non, je n'y consentirai jamais. Il dit, s'impatientant, mais il n'y a pas à discuter. Il le faut. Ah, le gredin, comme il nous a eus. Il est fort. Au demeurant, nous aurions pu faire un bien meilleur choix au point de vue de la position, mais non au point de vue de l'intelligence et de l'avenir. Il sera député et ministre. Madame Walter declared, with savage energy, I will never allow him to marry Susan. You understand, never. He ended by getting angry and taking up, as a practical man, the cudgels on behalf of Pretty Boy. Hold your tongue, said he. I tell you again that it must be so. It absolutely must. And who knows? Perhaps we shall not regret it. Madame Walter déclara, avec une énergie sauvage, Je ne permettrai jamais qu'il épouse Suzanne. Tu entends? Jamais. Il finit par se fâcher, et prit, en homme pratique, la défense de belle amie. Mais tais-toi donc, je te répète qu'il le faut absolument. Et qui sait? Peut-être ne le regretterons-nous pas. With men of that stamp one never knows what may happen. You saw how he overthrew, in 3 articles, that fool of a Laroche Matthew, and how he did it with dignity, which was infernally difficult in his position as the husband. Avec les hommes de cette trempe, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu as vu comme il a culbuté en 3 articles cette bête de Laroche-Mathieu, et comme il l'a fait avec dignité, ce qui était diablement difficile dans sa situation de mari. At all events, we shall see. It always comes to this, that we are nailed. We cannot get out of it. She felt a longing to scream, to roll on the ground, to tear her hair out. She said at length, in exasperated tones, He shall not have her. I won't have it. Enfin, nous verrons. Toujours est-il que nous sommes pincés. Nous ne pouvons nous en tirer. Elle eut envie de crier, de se rouler par terre, de s'arracher les cheveux. Elle prononça enfin, d'une voix exaspérée, Il ne l'aura pas. Je ne veux pas. Walter rose, picked up his lamp, and remarked, There, you are stupid, just like all women. You never do anything except from passion. You do not know how to bend yourself to circumstances. You are stupid. I will tell you that he shall marry her. It must be. Walter se leva, reprit sa lampe, et déclara, Alors, tu es stupide comme toutes les femmes. Vous ne faites jamais rien que par passion. Vous ne savez pas vous plier aux circonstances. Tu es stupide. Je te dis qu'il l'épousera. Il le faut. He went out, shuffling along in his slippers. He traversed, a comical phantom in his nightshirt, the broad corridor of the huge, slumbering house, and noiselessly re-entered his room. Il sortit en traînant ses pantoufles, traversa, fantôme comique en chemise de nuit, le large couloir de la grande maison endormie, et rentra sans bruit dans sa chambre. Madame Walter remained standing, torn by intolerable grief. She did not yet quite understand it. She was only conscious of suffering. Then it seemed to her that she could not remain there motionless till daylight. Madame Walter demeura debout, déchirée par une douleur intolérable. Elle ne comprenait pas encore bien. Elle n'avait que la sensation de souffrir. Puis il lui sembla qu'elle ne pourrait point demeurer là, immobile, jusqu'au jour. She felt within her a violent necessity of fleeing, of running away, of seeking help, of being succored. She sought whom she could summon to her. What man? She could not find one. A priest. Yes, a priest. She would throw herself at his feet, acknowledge everything, confess her fault and her despair.
he would understand that this wretch must not marry Susan, and would prevent it. Elle sentait en elle un besoin violent de fuir, de courir, de chercher de l'aide, d'être secourue. Elle chercha qui elle pourrait appeler à son secours. Quel homme? Elle n'en trouvait pas. Un prêtre. Oui, un prêtre. Elle se jetterait à ses pieds, avouerait tout, confesserait sa faute et son désespoir. Il comprendrait qu'il ne fallait pas que ce misérable épousât Suzanne, et il l'empêcherait. She must have a priest at once. But where could she find one? Whither could she go? Yet she could not remain like that. Then there passed before her eyes, like a vision, the calm figure of Jesus walking on the waters. She saw it as she saw it in the picture. So he was calling her. He was saying, "Come to me, come and kneel at my feet. I will console you and inspire you with what should be done." Il lui fallait un prêtre tout de suite. Mais où en trouver un? Où aller? Pourtant, elle ne pouvait demeurer ainsi. Alors passa devant ses yeux, comme une vision, la figure calme de Jésus marchant sur les flots. Elle le voyait comme elle le voyait dans le tableau. Donc il l'appelait, il lui disait, « Venez à moi, venez vous agenouiller à mes pieds. Je vous consolerai et vous inspirez ce qu'il faut faire. » She took her candle, left the room, and went downstairs to the conservatory. The picture of Jesus was right at the end of it in a small drawing room, shut off by a glass door, in order that the dampness of the soil should not damage the canvas. It formed a kind of chapel in a forest of strange trees. Elle prit sa bougie, sortit, et descendit vers la serre. Le tableau de Jésus était tout au fond, dans un petit salon fermé par une porte vitrée, pour que l'humidité de la terre ne gâtât point la toile. Cela formait une sorte de chapelle dans une forêt d'arbres bizarres. When Madame Walter entered the winter garden, never having seen it before save full of light, she was struck by its obscure profundity. The dense plants of the tropics made the atmosphere thick with their heavy breath, and the doors no longer being open, the air of this strange wood, enclosed beneath a glass roof, entered the chest with difficulty, intoxicated, caused pleasure and pain, and imparted a confused sensation of enervation, pleasure, and death. Quand Madame Walter entra dans le jardin d'hiver, qu'elle n'avait jamais vu que plein de clarté, elle fut saisie par sa profondeur obscure. Les plantes grasses des pays chauds épaississaient l'air de leur haleine lourde, et les portes n'étant plus ouvertes, l'air de cette forêt étrange, enfermée sous un toit de verre, entrait difficilement dans la poitrine, enivrait, faisait plaisir et mal, donnait une sensation confuse d'énervement, de plaisir et de mort. The poor woman walked slowly, oppressed by the shadows, amidst which appeared, by the flickering light of her candle, extravagant plants, recalling monsters, living creatures, hideous deformities. All at once she caught sight of the picture of Christ. She opened the door, separating her from it, and fell on her knees. La pauvre femme marchait lentement, oppressée par les ombres où apparaissaient, à la lueur vacillante de sa bougie, des végétations extravagantes, des plantes qui semblaient des monstres, des êtres, des difformités hideuses. Tout à coup, elle aperçut le tableau du Christ. Elle ouvrit la porte qui l'en séparait et tomba sur les genoux. She prayed to him, wildly at first, stammering forth words of true, passionate, and despairing invocations. Then, the ardor of her appeal slackening, she raised her eyes towards him, and was struck with anguish. He resembled pretty boy so strongly, in the trembling light of this solitary candle, lighting the picture from below, that it was no longer Christ. It was her lover who was looking at her. Elle le pria d'abord éperdument, balbutiant des mots d'invocation vrais, passionnés et désespérés. Puis, l'ardeur de son appel se ralentissant, elle leva les yeux vers lui et demeura saisie d'angoisse. Il ressemblait si fort à Bel-Ami, dans la lumière tremblotante de cette bougie isolée qui éclairait le tableau par en bas, que ce n'était plus le Christ, c'était son amant qui la regardait. They were his eyes, his forehead, the expression of his face, his cold and haughty air. She stammered, "Jesus, Jesus, Jesus," and the name George rose to her lips. All at once she thought that at that very moment, perhaps, George had her daughter. He was alone with her somewhere. He with Susan. C'étaient ses yeux, son front, l'expression de son visage, son air froid et hautain. Elle balbutia, Jésus, 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 et le nom de Georges lui montait aux lèvres. Tout à coup elle pensa qu'à cette heure même,
Peut-être, Georges tenait sa fille. Il était seul avec elle, quelque part. Lui avec Suzanne. She repeated, Jesus, Jesus, but she was thinking of them, her daughter and her lover. They were alone in a room, and at night. She saw them. She saw them so plainly that they rose up before her in place of the picture. They were smiling at one another. They were embracing. Elle répéta, Jésus, Jésus. Mais elle pensait à eux, à sa fille et à son amant. Ils étaient seuls dans une chambre et la nuit. Elle les voyait. Elle les voyait si nettement qu'ils se dressaient devant elle à la place du tableau. Ils se souriaient. Ils s'embrassaient. She rose to go toward them, to take her daughter by the hair and tear her from his clasp. She would seize her by the throat and strangle her, this daughter whom she hated, this daughter who was joining herself to this man. She touched her. Her hands encountered the canvas. She was pressing the feet of Christ. She uttered a loud cry and fell on her back. Her candle, overturned, went out. Elle se leva pour aller vers eux, pour prendre sa fille aux cheveux et l'arracher de cette étreinte. Elle la saisirait à la gorge et l'étranglerait, cette fille qu'elle haïssait, cette fille qui se donnait à cet homme. Elle la toucha, ses mains rencontrèrent la toile, elle appuyait sur les pieds du Christ. Elle poussa un grand cri et tomba sur le dos. Sa bougie, renversée, s'éteignit. What took place then? She dreamed for a long time wild, frightful dreams. George and Susan continually passed before her eyes, with Christ blessing their horrible loves. She felt vaguely that she was not in her room. Que se passa-t-il alors? Elle rêva longtemps des rêves étranges et affreux. Georges et Suzanne passaient sans cesse devant ses yeux, avec le Christ qui bénissait leurs amours horribles. Elle sentait vaguement qu'elle n'était point dans sa chambre. She wished to rise and flee. She could not. A torpor had seized upon her which fettered her limbs, and only left her mind on the alert, tortured by frightful and fantastic visions, lost in an unhealthy dream, the strange and sometimes fatal dream engendered in human minds by the soporific plants of the tropics, with their strange and oppressive perfumes. Elle voulait se lever, fuir, elle ne le pouvait plus. Une torpeur l'avait saisie qui enchaînait ses membres et ne laissait libre que sa pensée. Torturée par des visions affreuses et fantastiques, égarée dans un rêve malsain, ce rêve étrange et parfois mortel qu'engendrent dans les cerveaux humains les plantes assoupissantes des pays chauds aux parfums bizarres et pesants. The next morning Madame Walter was found stretched out senseless, almost asphyxiated, before Jesus, walking on the waters. She was so ill that her life was feared for. She only fully recovered the use of her senses the following day. Then she began to weep. Le lendemain matin, Madame Walter fut trouvée étendue sans connaissance, presque asphyxiée devant Jésus marchant sur les eaux. Elle fut si malade qu'on craignit pour sa vie. Elle ne reprit complètement ses sens que le lendemain. Alors elle se mit à pleurer. The disappearance of Susan was explained to the servants, as due to her being suddenly sent back to the convent. And Monsieur Walter replied to a long letter of Du Roy by granting him his daughter's hand. La disparition de Suzanne fut expliquée aux domestiques par un renvoi subi au couvent. Et Monsieur Walter répondit à une longue lettre de Du Roy en lui accordant la main de sa fille. Pretty Boy had posted this letter at the moment of leaving Paris, for he had prepared it in advance the evening of his departure. He said in it, in respectful terms, that he had long loved the young girl, that there had never been any agreement between them. Bel-Ami avait posté cette lettre au moment de quitter Paris, car il l'avait préparée d'avance le soir de son départ. Il y disait, en termes respectueux, qu'il aimait depuis longtemps la jeune fille, qu'il n'y avait jamais eu d'entente entre eux. But that finding her come freely to him to say, I wish to be your wife, he considered himself authorized in keeping her, even in hiding her, until he had obtained an answer from her parents, whose legal power had for him less weight than the wish of his betrothed. Mais qu'en la trouvant venir librement lui dire « Je veux être votre femme », il se considérait comme autorisé à la garder, même à la cacher, jusqu'à ce qu'il eût obtenu une réponse de ses parents dont le pouvoir légal avait pour lui moins de poids que la volonté de sa fiancée. He demanded that Monsieur Walter should reply, poste restante, a friend being charged to forward the letter to him. When he had obtained what he wished, he brought back Susan to Paris, and sent her on to her parents, abstaining himself from appearing for some little time.
Il demandait que M. Walter répondît poste restante, un ami étant chargé de lui faire parvenir la lettre. Quand il eut obtenu ce qu'il voulait, il ramena Suzanne à Paris et la renvoya chez ses parents, s'abstenant lui-même de paraître pendant quelque temps. They had spent 6 days on the banks of the Seine, at La Roche-Guyon. The young girl had never enjoyed herself so much. She had played at pastoral life. As he passed her off as his sister, they lived in a free and chaste intimacy, a kind of loving friendship. Ils avaient passé 6 jours sur les bords de Seine, à La Roche-Guyon. La jeune fille ne s'était jamais tant amusée. Elle avait joué à la vie pastorale. Comme il la faisait passer pour sa sœur, ils vécurent dans une intimité libre et chaste, une sorte d'amitié tendre. He thought it a clever stroke to respect her. On the day after their arrival, she had purchased some linen and some country girl's clothes, and set to work fishing, with a huge straw hat, ornamented with wild flowers, on her head. Il crut habile de la respecter. Dès le lendemain de leur arrivée, elle avait acheté du linge et des toilettes de paysanne, et elle se mit à pêcher à la ligne, avec un immense chapeau de paille orné de fleurs des champs sur la tête. She thought the country there delightful. There was an old tower and an old chateau, in which beautiful tapestry was shown. George, dressed in a boating jersey, bought ready-made from a local tradesman, escorted Susan, now on foot along the banks of the river, now in a boat. Elle trouvait la campagne délicieuse. Il y avait là une vieille tour et un vieux château où l'on montrait de belles tapisseries. Georges, vêtu d'un tricot de canotier acheté tout fait chez un marchand du lieu, escortait Suzanne, tantôt à pied le long des berges, tantôt en bateau. They kissed at every moment, she in all innocence, and he ready to succumb to temptation. But he was able to restrain himself, and when he said to her, "We will go back to Paris tomorrow. Your father has granted me your hand," she murmured simply, "Already? It was so nice being your wife here." Ils s'embrassaient à tout moment, elle en toute innocence, et lui prêt à succomber à la tentation. Mais il sut se contraindre, et quand il lui dit « Nous rentrerons demain à Paris. Votre père m'accorde votre main », elle murmura simplement « Déjà? C'était si bon d'être votre femme, ici. » It was dark in the little suite of rooms in the Rue de Constantinople, for George Duroy and Clotilde de Morel, having met at the door, had gone in at once, and she had said to him, without giving him time to open the Venetian blinds, "So you're going to marry Susan Walter?" Il faisait sombre dans le petit appartement de la rue de Constantinople, car Georges Duroy et Clotilde de Marelle, s'étant rencontrés à la porte, étaient entrés aussitôt, et elle lui avait dit, sans lui laisser le temps d'ouvrir les persiennes vénitiennes, « Ainsi, vous allez épouser Suzanne Walter? » He admitted it quietly, and added, "Did not you know it?" She exclaimed, standing before him, furious and indignant. "You are going to marry Susan Walter? That is too much of a good thing." Il l'avoua tranquillement, et ajouta, "Ne le saviez-vous pas?" Elle s'écria, debout devant lui, furieuse et indignée, "Vous allez épouser Suzanne Walter? C'est trop fort." For 3 months you have been humbugging in order to hide that from me. Everyone knew it, but me. It was my husband who told me of it. Depuis 3 mois, vous me jouez la comédie pour me cacher cela. Tout le monde le savait excepté moi. C'est mon mari qui me l'a appris. Du Roy began to laugh, though somewhat confused all the same, and having placed his hat on a corner of the mantel-shelf, sat down in an armchair. Du Roy se mit à rire, bien qu'un peu troublé tout de même, et ayant posé son chapeau sur un coin de la cheminée, s'assit dans un fauteuil. She looked at him straight in the face, and said, in a low and irritated tone, "Ever since you left your wife, you have been preparing this move, and you only kept me on as a mistress to fill up the interim nicely. What a rascal you are." Elle le regarda droit dans les yeux, et dit, d'une voix basse et irritée, "Depuis que vous avez quitté votre femme, vous préparez ce coup, et vous ne m'avez gardé comme maîtresse que pour combler gentiment l'intérim. Quel gredin vous faites?" He asked, "Why so? I had a wife who deceived me. I caught her, I obtained a divorce, and I am going to marry another. What could be simpler?" Il demanda, "Pourquoi donc?" "J'avais une femme qui me trompait. Je l'ai prise, j'ai obtenu le divorce, et j'en épouse une autre. Quoi de plus simple?" She murmured, quivering, "Oh, how cunning and dangerous you are." He began to smile again. By Jove! Simpletons and fools are always someone's dupes.
Elle murmura, frémissante. Oh, comme vous êtes roué et dangereux. Il se remit à sourire. Parbleu. Les naïfs et les sots sont toujours les dupes de quelqu'un. But she continued to follow out her idea. I ought to have divined your nature from the beginning. But no, I could not believe that you could be such a blackguard as that. Mais elle continua à poursuivre son idée. J'aurais dû deviner votre nature dès le commencement. Mais non, je ne pouvais pas croire que vous fussiez un tel gredin. He assumed an air of dignity, saying, I beg of you to pay attention to the words you are making use of. Il prit un air digne, en disant, Je vous prie de faire attention aux paroles dont vous vous servez. His indignation revolted her. What? You want me to put on gloves to talk to you now? You have behaved towards me like a vagabond ever since I have known you, and you want to make out that I am not to tell you so. Son indignation la révolta. Comment? Vous voulez que je mette des gants. Pour vous parler maintenant. Vous vous êtes conduit envers moi comme un vagabond depuis que je vous connais, et vous voulez faire croire que je ne dois pas vous le dire. You deceive everyone. You take advantage of everyone. You filch money and enjoyment wherever you can, and you want me to treat you as an honest man. Vous trompez tout le monde. Vous exploitez tout le monde. Vous escamotez l'argent et les plaisirs partout où vous pouvez, et vous voulez que je vous traite en honnête homme. He rose and with quivering lip said, Be quiet, or I will turn you out of here. Il se leva, et la lèvre tremblante, dit, Taisez-vous, ou je vous fais sortir d'ici. She stammered, Turn me out of here, turn me out of here. You will turn me out of here, you. She could not speak for a moment, for choking with anger. And then suddenly, as though the door of her wrath had been burst open, she broke out with, Turn me out of here? Elle balbutia, Me faire sortir d'ici, me faire sortir d'ici. Vous me ferez sortir d'ici, vous? Elle ne put parler pendant une seconde, étranglée par la colère. Puis soudain, comme si la porte de sa fureur se fût ouverte, elle éclata. Me faire sortir d'ici? You forget, then, that it is I who have paid for these rooms from the beginning. Ah, yes, you have certainly taken them on from time to time. But who first took them? I did. Who kept them on? I did. Vous oubliez donc que c'est moi qui ai payé cet appartement depuis le commencement. Ah, oui, vous l'avez bien pris à votre compte de temps en temps. Mais qui l'a pris d'abord? Moi. Qui l'a conservé? Moi. And you want to turn me out of here. Hold your tongue, you good-for-nothing fellow. Do you think I don't know you robbed Madeline of half? Vaudric's money? Do you think I don't know how you slept with Susan to oblige her to marry you? Et vous voulez me faire sortir d'ici. Taisez-vous, propre à rien. Croyez-vous que je ne sache pas que vous avez volé à Madeleine la moitié de l'argent de Vaudrec? Croyez-vous que je ne sache pas comment vous avez couché avec Suzanne pour l'obliger à vous épouser? He seized her by the shoulders and, shaking her with both hands, exclaimed, Don't speak of her, at any rate. I won't have it. Il la saisit aux épaules et la secouant des deux mains, s'écria, Ne parlez pas d'elle, au moins. Je ne le veux pas. She screamed out, You slept with her, I know you did. He would have accepted no matter what, but this falsehood exasperated him. Elle hurla, Vous avez couché avec elle, je le sais bien. Il eût accepté n'importe quoi, mais ce mensonge l'exaspéra. The truth she had told him to his face had caused thrills of anger to run through him, but this lie respecting the young girl who was going to be his wife awakened in the palm of his hand a furious longing to strike her. Les vérités qu'elle lui avait jetées à la face lui avaient fait courir dans les veines des frissons de colère, mais ce mensonge sur la jeune fille, qui allait être sa femme, éveilla dans sa paume une envie furieuse de la frapper. He repeated, Be quiet, have a care, be quiet, and shook her as we shake a branch to make the fruit fall. Il répéta, Taisez-vous, prenez garde, taisez-vous, et il la secouait comme on secoue une branche pour en faire tomber les fruits. She yelled, with her hair coming down, her mouth wide open, her eyes aglow, You slept with her. He let her go, and gave her such a smack on the face that she fell down beside the wall. Elle criait, les cheveux défaits, la bouche ouverte, les yeux hagards. Vous avez couché avec elle. Il la lâcha et lui appliqua sur la joue une telle gifle qu'elle tomba contre le mur. But she turned towards him, and raising herself on her hands, once more shouted, You slept with her. He rushed at her, and holding her down,
struck her as though striking a man. Mais elle se tourna vers lui et se soulevant sur les mains, cria encore « Vous avez couché avec elle ». Il se précipita sur elle et la tenant à terre, la frappa comme on frappe un homme. She left off shouting and began to moan beneath his blows. She no longer stirred, but hid her face against the bottom of the wall and uttered plaintive cries. Elle cessa de crier et se mit à gémir sous les coups. Elle ne remuait plus, mais cachait sa figure contre le pied du mur et poussait des plaintes lamentables. He left off beating her and rose up. Then he walked about the room a little to recover his coolness, and an idea occurring to him, went into the bedroom, filled the basin with cold water, and dipped his head into it. Il cessa de la battre et se releva. Puis il marcha un peu dans la chambre pour reprendre son sang-froid, et, une idée lui venant, il passa dans la chambre à coucher, emplit la cuvette d'eau froide et se trempa la tête dedans. Then he washed his hands and came back to see what she was doing, carefully wiping his fingers. She had not budged. She was still lying on the ground, quietly weeping. Puis il se lava les mains et revint voir ce qu'elle faisait, en s'essuyant les doigts avec soin. Elle n'avait point bougé. Elle restait étendue par terre et pleurait doucement. Shall you have done grizzling soon? She did not answer. He stood in the middle of the room, feeling somewhat awkward and ashamed in the presence of the form stretched out before him. Aurez-vous bientôt fini de pleurnicher? Elle ne répondit pas. Il demeura debout au milieu de l'appartement, un peu gêné et honteux en face de ce corps étendu devant lui. All at once he formed a resolution, and took his hat from the mantel-shelf, saying, "Good night. Give the key to the doorkeeper when you leave. I shan't wait for your convenience." Tout à coup il prit une résolution, et saisissant son chapeau sur la cheminée. "Bonsoir. Vous remettrez la clé au concierge en partant. Je n'attendrai pas vos convenances." He went out, closed the door, went to the doorkeeper's, and said, "Madam is still there. She will be leaving in a few minutes. Tell the landlord that I give notice to leave at the end of September. It is the 15th of August, so I am within the limits." Il sortit, ferma la porte, alla chez le concierge et dit, "Madame est encore là-haut. Elle va partir dans quelques instants. Vous direz au propriétaire que je donne congé pour la fin de septembre. Nous sommes le 15 août, je suis dans les termes." And he walked hastily away, for he had some pressing calls to make touching the purchase of the last wedding gifts. Et il s'en alla d'un pas rapide, car il avait des courses urgentes à faire pour l'achat des derniers cadeaux de noces. The wedding was fixed for the 20th of October after the meeting of the chambers. It was to take place at the Church of the Madeleine. There had been a great deal of gossip about it, without anyone knowing the exact truth. Le mariage était fixé au 20 octobre, après la rentrée des chambres. Il aurait lieu à la Madeleine. On en avait beaucoup causé sans que personne sût au juste la vérité. Different tales were in circulation. It was whispered that an elopement had taken place, but no one was certain about anything. Toutes sortes d'histoires couraient. On chuchotait qu'il y avait eu enlèvement, mais on n'était sûr de rien. According to the servants, Madame Walter, who would no longer speak to her future son-in-law, had poisoned herself out of rage the very evening the match was decided on, after having taken her daughter off to a convent at midnight. Selon les domestiques, Madame Walter, qui ne parlait plus à son futur gendre, s'était empoisonnée de rage le soir même où le mariage fut décidé, après avoir emmené sa fille dans un couvent, à minuit. She had been brought back, almost dead. Certainly, she would never get over it. She had now the appearance of an old woman. Her hair had become quite gray, and she had gone in for religion, taking the sacrament every Sunday. On l'avait rapportée mourante. Certes, elle ne s'en remettrait jamais. Elle avait maintenant l'air d'une vieille femme. Ses cheveux étaient devenus tout gris, et elle s'était mise en dévotion, communiant tous les dimanches. At the beginning of September, the Vie Française announced that the Baron du Roy de Cantel had become chief editor, Monsieur Walter retaining the title of manager. Au commencement de septembre, la Vie Française annonça que le baron du roi de Cantel venait d'être nommé rédacteur en chef, Monsieur Walter gardant le titre de directeur. A battalion of well-known writers, reporters, political editors, art and theatrical critics, detached from old important papers by dint of monetary influence, were taken on. Toute une légion d'hommes de lettres connus, de reporters,
de rédacteurs politiques, de critiques d'art et de théâtre, détachés des grands journaux par la puissance de l'argent, avaient été enrôlés. The old journalists, the serious and respectable ones, no longer shrugged their shoulders when speaking of the Vie Française. Rapid and complete success had wiped out the contempt of serious writers for the beginnings of this paper. Les anciens journalistes, les hommes graves et respectés, ne haussaient plus les épaules en parlant de la vie française. Le succès rapide et complet avait effacé les dédains du début chez les écrivains sérieux. The marriage of its chief editor was what is styled a Parisian event, George Duroy and the Walters having excited a great deal of curiosity for some time past. Le mariage de son rédacteur en chef était ce qu'on appelle un événement parisien, Georges Duroy et les Walters ayant excité depuis quelque temps une grande curiosité. All the people who are written about in the papers promised themselves to be there. The event took place on a bright autumn day. Tous les gens dont on parle dans les journaux se promettaient d'y assister. L'événement eut lieu par une claire journée d'automne. At 8 in the morning, the sight of the staff of the Madeleine stretching a broad red carpet down the lofty flight of steps overlooking the Rue Royale caused passers-by to pause, and announced to the people of Paris that an important ceremony was about to take place. Dès 8 heures du matin, le spectacle du personnel de la Madeleine déroulant un large tapis rouge sur le haut perron qui domine la rue Royale fit arrêter les passants et annonça au peuple de Paris qu'un événement important allait avoir lieu. The clerks on the way to their offices, the work girls, the shopmen, paused, looked, and vaguely speculated about the rich folk who spent so much money over getting spliced. Les employés qui se rendaient à leur bureau, les petites ouvrières, les boutiquiers s'arrêtaient, regardaient, et parlaient vaguement de ces riches qui dépensaient tant d'argent pour se marier. Towards 10 o'clock, idlers began to halt. They would remain for a few minutes, hoping that perhaps it would begin at once, and then moved away. Vers 10 heures, les badauds commencèrent à stationner. Ils demeuraient là quelques minutes, espérant que cela allait peut-être commencer tout de suite, puis s'en allaient. At 11 squads of police arrived and set to work almost at once to make the crowd move on, groups forming every moment. À 11 heures, des pelotons de sergents de ville arrivèrent et se mirent presque aussitôt à faire circuler les groupes qui se reformaient sans cesse. The first guests soon made their appearance, those who wanted to be well placed for seeing everything. They took the chairs bordering the main aisles. Les premiers invités parurent bientôt, ceux qui voulaient être bien placés pour tout voir. Ils prirent les chaises bordant la grande nef. By degrees came others, ladies in rustling silks and serious-looking gentlemen, almost all bald, walking with well-bred air, and graver than usual in this locality. Peu à peu arrivèrent d'autres personnes, des dames à robes froufoutantes, puis des messieurs graves, presque tous chauves, marchant avec correction et plus solennels encore en ce lieu. The church slowly filled. A flood of sunlight entered by the huge doorway lit up the front row of guests. L'église s'emplissait lentement. Un flot de soleil entrant par l'immense porte ouverte éclairait les premiers rangs des invités. In the choir, which looked somewhat gloomy, the altar, laden with tapers, shed a yellow light, pale and humble in face of that of the main entrance. Dans le chœur, un peu sombre, l'autel chargé de cierges jetait une clarté jaune, pâle et humble en face de celle de la grande nef. People recognized one another, beckoned to one another, and gathered in groups. The men of letters, less respectful than the men in society, chatted in low tones and looked at the ladies. On se reconnaissait, on se faisait signe, on se groupait. Les hommes de lettres, moins respectueux que les gens du monde, causaient à voix basse et regardaient les femmes. Norbert de Varenne, who was looking out for an acquaintance, perceived Jacques Rival near the center of the rows of chairs and joined him. Norbert de Varenne, qui cherchait une connaissance, aperçut Jacques Rival vers le milieu des rangées de chaises et l'alla rejoindre. Well, said he, the race is for the cunning. The other, who was not envious, replied, so much the better for him. His career is safe. Eh bien, dit-il, la course est au malin. L'autre, qui n'était point envieux, répondit, tant mieux pour lui. Sa fortune est faite. And they began to point out the people they recognized. Do you know what became of his wife? Asked Rival. Et ils se mirent à désigner les gens qu'ils reconnaissaient. Sais-tu ce qu'est devenu sa femme? Demanda Rival. The poet smiled. Yes and no. She is living in a very retired style, I am told, in the Montmartre district,
But there's a but. I have noticed for some time past in the Plume some political articles, terribly like those of Forestier and Duroy. Le poète sourit. Oui et non. Elle vit très retirée, m'a-t-on dit, dans le quartier Montmartre. Mais, il y a un mais, j'ai remarqué depuis quelque temps dans la Plume des articles politiques qui ressemblent diablement à ceux de Forestier et de Duroy. They are by Jean Liddell, a handsome, intelligent young fellow, of the same breed as our friend George, and who has made the acquaintance of his late wife. Ils sont signés Jean Liddell, un beau garçon intelligent, de la même race que notre ami Georges, et qui a fait la connaissance de son ex-femme. From whence I conclude that she had, and always will have, a fancy for beginners. She is besides rich. Vaudrec and Laroche Matthew were not assiduous visitors at the house for nothing. D'où je conclus qu'elle avait et qu'elle aura toujours du goût pour les débutants. Elle est d'ailleurs riche. Vaudrec et Laroche Mathieu ne venaient point chez elle pour rien. Rival observed, she is not bad-looking, Madeline. Very clever and very sharp. She must be charming on terms of intimacy. But tell me, how is it that Duroy comes to be married in church after a divorce? Rival observa, elle n'est pas mal, Madeleine. Très intelligente et très fine. Elle doit être charmante dans l'intimité. Mais dis-moi, comment se fait-il que Duroy se marie à l'église après un divorce? Norbert replied, he is married in church because, in the eyes of the church, he was not married before. Norbert répondit, il se marie à l'église parce que, aux yeux de l'église, il n'était pas marié la première fois. How so? Our friend, pretty boy, from indifference or economy, thought the registrar sufficient when marrying Madeleine Forestier. He therefore dispensed with the ecclesiastical benediction, which constituted in the eyes of Holy Mother Church a simple state of concubinage. Comment cela? Notre ami Bel-Ami, par indifférence ou par économie, s'était contenté du maire en épousant Madeleine Forestier. Il avait donc négligé la bénédiction ecclésiastique qui constitue seule, aux yeux de la Sainte Église, le vrai mariage. Consequently, he comes before her today as a bachelor, and she lends him all her pomp and ceremony, which will cost Daddy Walter a pretty penny. Donc il se présente aujourd'hui devant elle en garçon, et elle lui prête toute sa pompe, ce qui coûtera les yeux de la tête au Père Walter. The murmur of the augmented throng swelled beneath the vaulted room. Voices could be heard speaking almost out loud. People pointed out to one another celebrities who attitudinized, pleased to be seen, and carefully maintained the bearing adopted by them towards the public accustomed to exhibit themselves thus at all such gatherings. Le murmure de la foule grossissante s'enflait sous la voûte. On entendait des voix qui parlaient presque haut. On se montrait les célébrités qui posaient, heureuses d'être vues, et gardaient avec soin l'attitude qu'elles avaient prise vis-à-vis du public, habituées qu'elles étaient à se montrer ainsi dans toutes ces fêtes. Rival resumed, Tell me, my dear fellow, you who go so often to the governor's, is it true that Duroy and Madame Walter no longer speak to one another? Rival reprit, Dis-moi, mon cher, toi qui vas souvent chez le patron, est-il vrai que Duroy et Madame Walter ne se parlent plus? Never. She did not want to give him the girl, but he had a hold, it seems, on the father through skeletons in the house, skeletons connected with the Morocco business. Jamais. Elle ne voulait pas lui donner la petite. Mais il tenait, paraît-il, le père par des histoires de famille, des histoires d'argent se rapportant à l'affaire du Maroc. He threatened the old man with frightful revelations. Walter recollected the example he made of Laroche Matthew, and gave in at once. But the mother, obstinate like all women, swore that she would never again speak a word to her son-in-law. Il a menacé le vieux de révélations épouvantables. Walter s'est rappelé l'exemple de Laroche Mathieu, et il a cédé tout de suite. Mais la mère, entêtée comme toutes les femmes, a juré qu'elle ne dirait jamais un mot à son gendre. She looks like a statue of vengeance, and he is very uneasy at it, although he puts a good face on the matter, for he knows how to control himself. That fellow does. Elle a l'air d'une statue de la vengeance, et il en est fort embêté, bien qu'il fasse bonne contenance, car il sait se tenir, ce gaillard-là. Fellow journalists came up and shook hands with them. Bits of political conversation could be caught.
Vague as the sound of a distant sea, the noise of the crowd massed in front of the church entered the doorway with the sunlight, and rose up beneath the roof, above the more discreet murmur of the choicer public gathered within it. Des confrères vinrent leur serrer la main. On entendait des bribes de conversation politique. Vague comme un bruit de mer lointaine, la rumeur de la foule massée devant l'église entrait par la porte avec le soleil et montait sous la voûte, au-dessus du murmure plus discret de l'assistant choisi. All at once the beadle struck the pavement thrice with the butt of his halberd. Every one turned round with a prolonged rustling of skirts and a moving of chairs. Tout à coup le Suisse frappa 3 fois le pavé de sa hallebarde. Tout le monde se retourna dans un long froissement de robes et un remuement de chaises. The bride appeared on her father's arm in the bright light of the doorway. She had still the air of a doll, a charming white doll crowned with orange flowers. La mariée parut au bras de son père dans la lumière éclatante de la porte. Elle avait toujours l'air d'une délicieuse poupée blanche couronnée de fleurs d'oranger. She stood for a few moments on the threshold. Then, when she made her first step up the aisle, the organ gave forth a powerful note, announcing the entrance of the bride in loud metallic tones. Elle demeura quelques secondes sur le seuil, puis, quand elle eut fait son premier pas dans l'allée, l'orgue jeta un éclat puissant qui annonça l'entrée de la mariée en notes sonores et triomphales. She advanced with bent head, but not timidly. Vaguely moved, pretty, charming, a miniature bride. The women smiled and murmured as they watched her pass. Elle s'avançait la tête baissée, mais point timidement, vaguement émue, jolie, charmante, une miniature de mariée. Les femmes souriaient et chuchotaient en la voyant passer. The men muttered, exquisite, adorable. Monsieur Walter walked with exaggerated dignity, somewhat pale, and with his spectacles straight on his nose. Les hommes murmuraient, exquise, adorable. Monsieur Walter marchait avec une dignité exagérée, un peu pâle, les lunettes droites sur le nez. Behind them, 4 bridesmaids, all 4 dressed in pink, and all 4 pretty, formed the court of this gem of a queen. Derrière eux, 4 demoiselles d'honneur, toutes 4 vêtues de rose et toutes 4 jolies, formaient la cour de cette bijou de reine. The groomsmen, carefully chosen to match, stepped as though trained by a ballet master. Madame Walter followed them, giving her arm to the father of her other son-in-law, the Marquis de la Tour-Ivelin, aged 72. Les garçons d'honneur, choisis avec soin pour la symétrie, s'avançaient avec des allures de maître de ballet. Madame Walter les suivait, donnant le bras au père de son autre gendre, le Marquis de la Tour-Ivelin, âgé de 72 ans. She did not walk, she dragged herself along, ready to faint at each forward movement. It could be felt that her feet stuck to the flagstones, that her legs refused to advance, and that her heart was beating within her breast like an animal bounding to escape. Elle ne marchait pas, elle se traînait, prête à s'évanouir à chaque pas. On sentait que ses pieds se collaient aux dalles, que ses jambes refusaient d'avancer, et que son cœur battait dans sa poitrine comme un animal bondissant qui veut s'échapper. She had grown thin. Her white hair made her face appear still more blanched, and her cheeks hollower. She looked straight before her in order not to see anyone, in order not to recall, perhaps, that which was torturing her. Elle avait maigri. Ses cheveux blancs faisaient paraître plus blanche encore sa figure et plus creuses ses joues. Elle regardait droit devant elle pour ne voir personne, pour ne pas se rappeler peut-être ce qui la torturait. Then George Duroy appeared with an old lady unknown. He, too, kept his head up without turning aside his eyes, fixed and stern under his slightly bent brows. Puis Georges Duroy parut avec une vieille dame inconnue. Lui aussi tenait la tête haute, sans détourner les yeux, fixe et dur sous ses sourcils un peu frossés. His mustache seemed to bristle on his lip. He was set down as a very good-looking fellow. He had a proud bearing, a good figure, and a straight leg. Sa moustache semblait hérissée sur sa lèvre. On le trouvait bel homme. Il avait l'air fier, une belle taille et la jambe droite. He wore his clothes well, the little red ribbon of the Legion of Honor showing like a drop of blood on his dress coat. Il portait bien sa toilette, et le petit ruban rouge de la Légion d'honneur pointait à sa boutonnière comme une goutte de sang sur son habit noir. Then came the relations, Rose with the Senator Risselin. She had been married 6 weeks. The Count de la Tour-Ivelin, accompanied by the
Viscountess de Percemer. Puis venaient les parents, Rose avec le sénateur Rissolin. Elle était mariée depuis 6 semaines. Le comte de Latour-Ivelin accompagné de la vicomtesse de Percémur. Finally, there was a strange procession of the friends and allies of Du Roy, whom he introduced to his new family, people known in the Parisian world, who became at once the intimates, and, if need be, the distant cousins of rich parvenus, gentlemen ruined, blemished, married, in some cases, which is worse. Enfin, il y avait un défilé étrange des amis et alliés de Du Roy qu'il présentait à sa nouvelle famille, gens connus dans le monde parisien, qui devenaient du coup les intimes, au besoin, les cousins éloignés de riches parvenus, messieurs tarés, compromis, mariés quelquefois, ce qui est pis. There were Monsieur de Belvine, the Marquis de Banjolin, the Count and Countess de Ravenel, Prince Cravelot, the Chevalier Valrioli, then some guests of Walter's, the Prince de Guerch, the Duke and the Duchess de Farisine, the beautiful Marchioness de Dunes. Il y avait M. de Bellevigne, le marquis de Bonjolin, le comte et la comtesse de Ravenel, le prince Cravalot, le chevalier Valréali, puis quelques invités de Walter, le prince de Guerche, le duc et la duchesse de Ferracinet, la belle marquise des Dunes. Some of Madame Walter's relatives preserved a well-to-do, countrified appearance amidst the throng. The organ was still playing, pouring forth through the immense, building the sonorous and rhythmic accents of its glittering throats, which cry aloud unto heaven the joy or grief of mankind. Quelques parents de Madame Walter gardaient un air aisé et campagnard au milieu de cette cohue. L'orgue chantait toujours, jetant dans l'immense édifice les accents sonores et cadencés de ces voix éclatantes qui crient vers le ciel les joies et les douleurs des hommes. The great doors were closed, and all at once it became as gloomy as if the sun had just been turned out. Les grandes portes se fermèrent, et tout à coup il fit sombre comme si le soleil venait de s'éteindre. Now, George was kneeling beside his wife in the choir, before the lit-up altar. The new Bishop of Tangiers, crozier in hand and mitre on head, made his appearance from the vestry to join them together in the eternal name. Maintenant, Georges était à genoux dans le chœur à côté de sa femme, devant l'autel illuminé. Le nouvel évêque de Tanger, la crosse en main et la mitre en tête, sortit de la sacristie pour les unir au nom éternel. He put the customary questions, exchanged the rings, uttered the words that bind like chains, and addressed the newly wedded couple a Christian allocution. Il posa les questions d'usage, échangea les anneaux, prononça les paroles qui lient comme des chaînes, et adressa aux nouveaux époux une allocation chrétienne. He was a tall, stout man, one of those handsome prelates to whom a rounded belly lends dignity. The sound of sobs caused several people to look round. C'était un homme grand et fort, un de ces beaux prélats à qui l'embonpoint donne de la majesté. Le bruit de sanglots fit retourner quelques têtes. Madame Walter was weeping, with her face buried in her hands. She had to give way. What could she have done else? Madame Walter plairait, la figure dans ses mains. Elle avait dû céder. Qu'aurait-elle pu faire d'autre? But since the day when she had driven from her room her daughter on her return home, refusing to embrace her, since the day when she had said in a low voice to Du Roy, who had greeted her ceremoniously on again making his appearance, "You are the vilest creature I know of. Never speak to me again, for I shall not answer you." She had been suffering intolerable and unappeasable tortures. Mais depuis le jour où elle avait chassé de sa chambre sa fille en rentrant, refusant de l'embrasser, depuis le jour où elle avait dit, à voix basse, à Du Roy qui la saluait cérémonieusement en reparaissant, « Vous êtes l'être le plus vil que je connaisse. Ne me parlez jamais plus, car je ne vous répondrai pas. » Elle souffrait d'intolérables et inapaisables tortures. She hated Susan with a keen hatred, made up of exasperated passion and heart-rending jealousy. The strange jealousy of a mother and mistress, unacknowledgeable, ferocious, burning like a new wound. Elle haïssait Suzanne d'une haine aiguë, faite de passion exaspérée et de jalousie déchirante, de cette jalousie étrange d'une mère et d'une maîtresse, inavouable, féroce, brûlante comme une plaie vive. And now a bishop was marrying them, her lover and her daughter, in a church, in presence of 2,000 people, and before her. And she could say nothing. She could not hinder it. She could not cry out, "But that man belongs to me. He is my lover. This union you, our blessing, is infamous." Et maintenant un évêque les mariait, son amant et sa fille, dans une église, devant 2000 personnes et devant elle.
et elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait pas empêcher cela. Elle ne pouvait pas crier, « Mais cet homme est à moi, c'est mon amant. Cette union que vous bénissez est infâme. » Some ladies, touched at the sight, murmured, "How deeply the poor mother feels it." The bishop was declaiming, "You are among the fortunate ones of this world, among the wealthiest and most respected." Quelques dames, attendries, murmuraient, comme la pauvre mère est émue. L'évêque déclamait, « Vous voilà au nombre des heureux de cette terre, au nombre des plus riches et des plus considérés. » You, sir, whom your talent raises above others. You who write, who teach, who advise, who guide the people. You who have a noble mission to fulfill, a noble example to set. Vous, monsieur, que votre talent élève au-dessus des autres, vous qui écrivez, qui enseignez, qui conseillez, qui dirigez le peuple, vous avez une belle mission à remplir, un bel exemple à donner. Du Roy listened, intoxicated with pride. A prelate of the Roman Catholic Church was speaking thus to him. And he felt behind him a crowd, an illustrious crowd, gathered on his account. Du Roy écoutait, grisé d'orgueil. Un prélat de l'Église romaine lui parlait ainsi. Et il sentait derrière lui une foule illustre, assemblée pour lui. It seemed to him that some power impelled and lifted him up. He was becoming one of the masters of the world. He, the son of two poor peasants at Canteleu. Il lui semblait qu'une force le poussait, le soulevait. Il devenait un des maîtres de la terre, lui, le fils de deux pauvres paysans de Canteleu. He saw them all at once, in their humble wayside inn, at the summit of the slope overlooking the broad valley of Rouen, his father and mother, serving the country folk of the district with drink. He had sent them 5,000 francs, on inheriting from the Count de Vaudrec. Il les revit tout à coup dans leur cabaret modeste, au sommet de la côte qui domine la grande vallée de Rouen, son père et sa mère, servant à boire aux paysans du pays. Il leur avait envoyé 5,000 francs en héritant du comte de Vaudrec. He would now send them 50,000, and they would buy a little estate. They would be satisfied and happy. Il leur en enverrait maintenant 50,000 et ils achèteraient un petit bien. Ils seraient contents et heureux. The bishop had finished his harangue. A priest, clad in a golden stole, ascended the steps of the altar, and the organ began anew to celebrate the glory of the newly wedded couple. L'évêque avait fini sa harangue. Un prêtre vêtu d'une étole d'or monta les marches de l'autel, et l'orgue se remit à chanter la gloire des nouveaux époux. Now it gave forth long, loud notes, swelling like waves, so sonorous and powerful that it seemed as though they must lift and break through the roof to spend abroad into the sky. Il jetait maintenant des notes longues et retentissantes qui s'enflaient comme des flots, si sonores et si puissantes qu'il semblait qu'elles dussent soulever et crever la voûte pour s'épandre dans le ciel. Their vibrating sound filled the church, causing body and spirit to thrill. Then all at once they grew calmer, and delicate notes floated through the air, little graceful, twittering notes, fluttering like birds. And suddenly again this coquettish music waxed once more, in turn becoming terrible in its strength and fullness, as if a grain of sand had transformed itself into a world. Leurs vibrations emplissaient l'église, faisaient tressaillir les chairs et les âmes. Puis soudain elles s'apaisèrent, et de petites notes délicates s'égrènent dans l'air, de petites notes coquettes, sautillantes, voltigeant comme des oiseaux. Puis soudain cette musique câline grandit de nouveau, devint terrible de puissance et d'ampleur, comme si un grain de sable se fût transformé en maude. Then human voices rose, and were wafted over the bowed heads. Vori and Landek, of the opera, were singing. The incense shed abroad a delicate odor, and the divine sacrifice was accomplished on the altar, to consecrate the triumph of the Baron George du Roy. Puis des voix humaines s'élevèrent, passèrent au-dessus des têtes inclinées. Vori et Landek, de l'opéra, chantaient. L'encens répandait une odeur fine, et sur l'autel le sacrifice divin s'accomplissait pour consacrer le triomphe du Baron Georges du Roy. Pretty Boy, on his knees beside Susan, had bowed his head. He felt at that moment almost a believer, almost religious, full of gratitude towards the divinity who had thus favored him, who treated him with such consideration. Bel-Ami, à genoux à côté de Suzanne, avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque croyant, presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qui l'avait ainsi favorisé, qui le traitait avec cette considération. And without exactly knowing to whom he was addressing himself,
He thanked him for his success. When the ceremony was concluded, he rose up, and giving his wife his arm, he passed into the vestry. Et sans savoir au juste à qui il s'adressait, il le remerciait de son succès. Quand l'office fut terminé, il se releva et donnant le bras à sa femme, il passa dans la sacristie. Then began the interminable, defiling past of the visitors. George, with wild joy, believed himself a king whom a nation had come to acclaim. Alors commença l'interminable défilé des assistants. Georges, fou de joie, se croyait un roi qu'un peuple venait acclamer. He shook hands, stammered unmeaning remarks, bowed, and replied, "You are very good to say so." All at once he caught sight of Madame de Morel, and the recollection of all the kisses that he had given her, and that she had returned, the recollection of all their caresses, of her pretty ways, of the sound of her voice, of the taste of her lips, caused the desire to have her once more for his own to shoot through his veins. Il serrait les mains, balbutiait des phrases qui ne signifiaient rien, saluait, répondait. Vous êtes bien aimable. Tout à coup, il aperçut Madame de Marelle, et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans les veines le désir brusque de la reprendre. She was so pretty and elegant, with her boyish air and bright eyes. George thought to himself, what a charming mistress, all the same. Elle était si jolie et élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait, quelle charmante maîtresse, tout de même. She drew near, somewhat timid, somewhat uneasy, and held out her hand. He took it in his, and retained it. Elle s'approcha, un peu timide, un peu inquiète, et tendit la main. Il reçut cette main dans les siennes et la garda. Then he felt the discreet appeal of a woman's fingers, the soft pressure that forgives and takes possession again. And for his own part he squeezed it, that little hand, as though to say, I still love you, I am yours. Alors il sentit l'appel discret des doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. Et lui-même il serra cette petite main, comme pour dire, je t'aime toujours, je suis à toi. Their eyes met, smiling, bright, full of love. She murmured in her pleasant voice, I hope to have the pleasure of seeing you again soon, sir. Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix gentille, à bientôt, monsieur. He replied gaily, soon, madam. She passed on. Other people were pushing forward. The crowd flowed by like a stream. At length it grew thinner. The last guest took leave. Il répondit gaiement, à bientôt, madame. Elle s'éloigna. D'autres personnes poussaient. La foule coulait comme un fleuve. Elle s'éclaircit enfin. Les derniers invités partirent. George took Susan's arm in his to pass through the church again. It was full of people, for everyone had regained their seats in order to see them pass together. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place afin de les voir passer ensemble. They went by slowly, with calm steps and uplifted heads, their eyes fixed on the wide sunlit space of the open door. Ils allèrent lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baille lumineuse de la porte ouverte. He felt little quiverings run all over his skin, those cold shivers caused by overpowering happiness. He saw no one. His thoughts were solely for himself. Il sentait courir sur sa peau de petits frissons, ces frissons froids que donnent les bonheurs immenses. Il ne voyait personne. Il ne pensait qu'à lui. When he gained the threshold, he saw the crowd collected, a dense, agitated crowd, gathered there on his account of George Duroy. Quand il atteignit le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui, pour Georges Duroy. The people of Paris were gazing at and envying him. Then, raising his eyes, he could see afar off, beyond the Palace de la Concorde, the Chamber of Deputies, and it seemed to him that he was going to make but one jump from the portico of the Madeleine to that of the Palais Bourbon. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Puis, levant les yeux, il aperçut au loin, derrière la place de la Concorde, la Chambre des députés, et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. He slowly descended the long flight of steps, between two ranks of spectators. But he did not see them. His thoughts had now flown backwards,
and before his eyes, dazzled by the brilliant sun, now floated the image of Madame de Morel, readjusting before the glass the little curls on her temples, always disarranged when she rose. Il descendit lentement les marches du grand perron entre deux et de spectateurs. Mais il ne les voyait point. Sa pensée retournait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil flottait l'image de Madame de Marelle rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.